Voilà ce que je voudrais faire aujourd'hui. Et je voudrais que vous compreniez là que aujourd'hui, on aurait en quelque sorte un double objet. On aurait un double but. Je veux dire, avancer dans le problème où j'en étais la dernière fois, à savoir, une fois dit que, selon Spinoza, nous partons, nous naissons, nous sommes comme lancés, soumis à des conditions d'existence qui font que tout indique que finalement on ne peut pas s'en tirer. En effet, on est soumis à des espèces de rencontres avec des corps extérieurs dont il y a très peu de chances que beaucoup nous conviennent. Il y a au contraire toutes les chances pour que, sur le nombre des corps extérieurs agissant sur nous, constamment, assez constamment, se fassent des rencontres avec des corps qui ne nous conviennent pas, c'est-à-dire qui décomposent nos rapports. Donc, comment s'en tirer, finalement, non seulement du point de vue de la connaissance, puisqu'on est dans des conditions d'aveuglement absolu, de choc de corps, de rencontres avec des corps imprévisibles. Donc, non seulement du point de vue de la connaissance, mais du point de vue de la vie tout court. Et pour Spinoza, c'est pareil. La connaissance, c'est vraiment un mode de vie. Comment faire pour que, très vite, un corps agressif, un corps empoisonnant, ne nous décompose pas, ne nous détruise pas. Or ça, c'est le problème commun de la connaissance et de la vie. Donc vous voyez déjà que Spinoza, sa petite note à lui, parmi les philosophes du XVIIe siècle, c'est que, comme tous les philosophes du XVIIe siècle, Spinoza dira très bien que, bien sûr, nous avons en puissance, nous avons potentiellement des idées vraies, des idées adéquates, des idées claires et distinctes. Et sans doute tous les philosophes du XVIIe, lorsqu'ils disaient que nous avions des idées vraies, que c'était par là que nous étions des êtres raisonnables, ils savaient bien que ce n'était pas donné tout seul, tout fait. Ils savaient bien qu'il fallait un effort très singulier qu'ils appelaient une méthode pour arriver à conquérir ce que nous avions déjà, à savoir les idées dites innées. Ces idées vraies qu'on appelait des idées innées, c'était en fait des idées qui devaient être conquises à l'issue d'une certaine méthode et d'une certaine sagesse. Ça n'empêche pas que je crois que Spinoza met un accent particulièrement fort sur ceci. Peut-être bien que les idées vraies sont des idées innées, ça n'empêche pas que dès notre naissance, tout nous en sépare. Tout nous en sépare. Si bien que la conquête de ce qui est inné prend chez Spinoza une allure vraiment qui mobilise tout le mode de vie. Donc, c'est ce point-là. Mais je dis un double but aujourd'hui, parce qu'en même temps, je voudrais presque pas du tout affirmer, mais m'interroger sur ceci. Quelles sont les possibilités de Spinoza, que nous donne Spinoza, quant à un problème moderne ou redevenu très vivant dans certaines philosophies modernes. Et on verra en quoi les deux sont liés, c'est-à-dire, si bien que je voudrais à la fois, et que vous le sentiez vous-même sans que j'ai à préciser, faire un commentaire relativement strict de Spinoza quant au premier aspect de la question, mais quant au second, presque plutôt voir à quoi Spinoza peut nous servir quant à un problème qui nous paraît à nous un problème moderne. Qu'est-ce que c'est ce problème moderne à partir duquel je voudrais aussi donc interroger les textes de Spinoza? Ce problème moderne, c'est ce qu'on peut appeler, et qui est revenu si fort aujourd'hui, la sémiologie. Et par sémiologie, on entend en gros la théorie des signes. Et pourquoi alors penser d'avance que Spinoza a peut-être quelque chose à nous dire quant au projet d'une sémiologie générale?
Ce projet moderne d'une sémiologie, il est venu de qui, d'où? Il est venu évidemment d'un courant très important qui est la philosophie dite anglo-saxonne, mais particulièrement un très grand philosophe anglais qui est là, c'est très peu traduit en France, et qui s'appelle Peirce, P-E-I-R-C-E. De Peirce, vous trouvez, qui est vraiment un philosophe très très bizarre, très profond. Vous ne trouvez qu'un livre traduit par fragments en français aux éditions du Seuil, sous le titre « Écrit sur le cygne ». Et en effet, à la même époque que Saussure, Peirce fait une théorie qu'il nomme lui-même une sémiologie. Pourquoi je dis à la même époque que Saussure? Parce que c'est très important, ne serait-ce que pour la différence de base. C'est que Saussure avait un principe très simple. Je ne dis pas qu'il ne le complique pas, il le complique beaucoup. Mais le principe très simple de Saussure, c'est à peu près le cygne, c'est avant tout une entité conventionnelle. Le cygne, c'est une entité conventionnelle. Donc, ça lui permettait de distinguer, je ne dis pas du tout que c'était ça, sa thèse seulement, c'est une espèce de point de départ qui lui permet de situer à Saussure sa sémiologie. Ça veut dire, le cygne a, avec ce qu'il signifie, un rapport conventionnel. Un rapport d'institution, non pas un rapport naturel. C'est-à-dire, un rapport naturel, ce serait quoi? Ce serait un rapport de ressemblance, un rapport de continuité, puisque là, c'est un rapport purement conventionnel. Je décide par convention que tel mot renvoie à telle chose. Vous voyez, c'est le principe fameux de l'arbitraire du cygne. Encore une fois, je ne dis pas que ce soit ça la théorie de Saussure, je dis que c'est ça le point de départ de Saussure pour distinguer le domaine des signes et d'autres domaines. Donc, nature conventionnelle du signe. Ce qui m'intéresse déjà, c'est lorsque Peirce, à la même époque, lance sa grande sémiologie, il n'en a pas du tout contre Saussure d'ailleurs, il a ses propres problèmes, il ne se contente pas du tout de ce caractère conventionnel pour même délimiter en gros le champ des signes, le domaine des signes. Et en effet, il y a une remarque qui a frappé ensuite beaucoup de linguistes, qui me paraît très importante pour lancer notre problème. C'est ceci. Quand vous avez un mot, vous dites un mot, par exemple bœuf, bœuf. Que le mot bœuf désigne là la chose avec des cornes et qui rumine et qui quoi, qu'est-ce que c'est le cri du bœuf, qui beugle, hein, qui meugle, qui beugle un bœuf, hein, qui beugle. Ça, c'est un pur rapport de convention. Évidemment, on pourrait y chercher une onomatopée. Alors à ce moment-là, ce serait un rapport naturel. Hein. Si on élimine l'onomatopée, en tout cas, ça irait pas avec vache. Hein. Vache, il n'y a pas d'onomatopée, même impossible à trouver, là. Bon. Vache désigne cette chose. Bon. Alors, c'est un rapport conventionnel. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup de linguistes ont quand même signalé ceci, c'est que si vous prenez le mot, il a un double rapport. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je passe par ce long détour. Si vous prenez un mot, il a un double rapport. Double rapport avec quoi? Il a un rapport avec la chose désignée, avec un désigné. Le mot vache désigne la vache. Ce rapport, peut-être que je peux, peut-être, admettons, hein, on en est dans des prémices très simples, je peux dire c'est un rapport conventionnel. Et en effet, dans une autre langue, vache se dit pas vache. Bon, d'accord. Mais un mot n'est pas seulement en rapport avec un désigné. Un mot, comme on dit, il a un ou des signifiés. Qu'est-ce que c'est? Imaginez une langue, car il y en a, qui ait deux mots pour désigner
bœuf vivant et bœuf mort. C'est pas le même mot. Bœuf vivant et bœuf mort. Le désigné, c'est le même, bœuf vivant ou mort. Mais il y a deux signifiés, il y a deux mots. En d'autres termes, comprenez, c'est tout simple. Même si l'on dit qu'entre un mot et le désigné et son désigné, il y a un rapport conventionnel, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un rapport conventionnel entre le mot et son signifié. Pourquoi? Parce que les divisions du signifié, elles ne préexistent pas à la division des mots. Le signifié se divise suivant les mêmes lois que les mots eux-mêmes. On dira qu'il y a isomorphie. En termes techniques, on parlera d'une isomorphie du signe et du signifié. Bon, ça dépasse le rapport conventionnel. En d'autres termes, même pour les signes conventionnels, il est douteux qu'on puisse définir leurs rapports constituants comme des rapports conventionnels. Alors pourquoi je dis ça? Bon, admettons que conventionnel, c'est une assez mauvaise approximation de la nature du signe. Comment est-ce qu'on définira alors la nature du signe? C'est là que j'interroge Spinoza comme ça, pour voir si, quitte à en tirer des conséquences, je fais comme si le problème était extérieur à Spinoza pour le moment. On va voir que peut-être il ne l'est pas. Et faisons comme si le problème était tout à fait extérieur à Spinoza. Et on se dit, ah bon, quand même, il y a des textes de Spinoza, même, alors essayons de les extraire de leur contexte. Qu'est-ce qu'il dirait Spinoza sur l'état du signe? Eh bien, au fur et à mesure, ou bien au hasard des textes, il me semble qu'il dirait trois choses. D'abord, ça va se compliquer, mais il dirait trois choses. Et vous verrez que le caractère conventionnel n'est qu'une conséquence de ces choses et pas du tout la détermination principale du signe. Je vois une première sorte de texte de Spinoza où il insiste sur la variabilité du signe. Alors peut-être que les conventions en découlent, mais il nous dit les signes, c'est bizarre, chacun réclame les siens. À quelle sorte de texte précis je fais allusion? Au texte de Spinoza, précisément, où là, on s'aperçoit du coup que je ne lui colle pas sur le dos un problème qui serait forcé. Parce que ce serait d'une certaine manière légitime à interroger un philosophe du XVIIe sur un problème même, s'il a quelque chose à nous dire là-dessus. Si c'est pas pour lui reprocher de ne pas avoir vu le problème, si c'est au contraire pour se dire il a vu quelque chose. Mais c'est même plus ce que je fais, puisque je suis sûr au moins, dès que j'ai commencé à dire variabilité du signe, que Spinoza, il a pleinement rencontré le problème par quelle voie? Par la voie du problème de l'écriture, c'est-à-dire des saintes écritures, le problème est de l'interprétation de l'écriture, à savoir l'interprétation de l'Ancien Testament. Et que, après tout, s'il consacre tout un livre, ou du moins la majeure partie de tout un gros livre, un des seuls qu'il ait publié de son vivant, le traité théologico-politique, à cette question de l'interprétation de l'Ancien Testament, là, le problème que je lui colle, en effet, n'est plus un problème forcé, car comment voulez-vous qu'il ne rencontre pas fondamentalement le problème des signes? Et en effet, on peut dire que d'une certaine manière, le traité théologico-politique est un livre d'une nouveauté, même actuellement du point de vue d'une critique biblique, qui reste un livre d'une nouveauté étonnante, parce que je crois qu'il a une méthode que finalement personne n'a repris, sauf peut-être, encore une fois, d'où le lien que je fais, d'où
sauf certains de ceux qu'on appelle les positivistes anglais actuellement. Mais il a le génie en plus, je crois. Et après tout, je fais là des courts-circuits historiques. Pierce, dont je vous disais qu'il faut faire grand cas. Il sort d'où, lui? Toute sa théorie des signes, il se réclame de qui quand il l'a fait? Il se réclame du Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, en effet, développe dans tous les sens des théories des signes extraordinaires. Or, que là, il y ait un point commun, car Spinoza est très au courant de ces théories des signes du Moyen-Âge, qui est donc un lieu commun entre la sémiologie actuelle et certains problèmes spinozistes, ça ne doit plus nous étonner. Or, je dis, le premier caractère donc, que Spinoza fixe pour le signe, c'est le contraire d'une fixité, à savoir c'est sa variabilité fondamentale. Je dis, chacun réclame un signe, et les signes de l'un diffèrent des signes de l'autre. Ce qui est signe pour vous n'est pas signe pour moi. C'est déjà par là que le domaine du signe, vous voyez, se distinguera très grossièrement, c'est des choses très simples dont il faut partir, se distinguera du monde des lois de la nature. Les lois de la nature, elles ne varient pas pour chacun. Les signes, eux, ils varient pour chacun, suivant le tempérament de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sait? Je réclame un signe. Sans doute tous, on réclame constamment des signes. Mais qu'est-ce que c'est que la situation aiguë dans notre vie quotidienne? On ne cesse pas de réclamer un signe. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, c'est fais-moi signe, quoi. Oh là là, tu m'aimes pas? Oh, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est ça la vie des signes, hein? T'as l'air de mauvaise humeur. Oh, t'as l'air de mauvaise humeur. Oh. Mais non, dit l'autre. Si, t'as l'air de mauvaise humeur. Merde, j'ai pas l'air de mauvaise humeur. Si, je te jure que t'as l'air de mauvaise humeur, etc. Et c'est parti. Hein. Bon, on est dans le domaine de cette variabilité fondamentale des signes. Mais non, je t'ai pas fait signe. Si, tu m'as fait signe. Ah, est-ce que je t'ai fait signe? Ouais, bon. Arrête. Bon, très bien. Voilà. Qui sait? Qui est-ce qui recueille cette situation? Donc, c'est une dimension de notre expérience quotidienne. Quotidienne, on vit comme ça. C'est pour ça qu'on a des vies si mauvaises. Et c'est de là que Spinoza va nous tirer. Et c'est de là qu'en étant spinoziste, vous saurez vous tirer. Bon, mais enfin, c'est pas demain la veille. Alors, comprenez. Si cette situation, elle est répandue dans nos vies, mais comme ça, on s'en aperçoit même plus qu'on passe notre temps, qu'on est comme des enfants. C'est les enfants qui réclament tout le temps des signes. Eux-mêmes, ils sont condamnés aux signes, ils font des signes. Quand ils ont faim, ils se mettent à pleurer, tout ça. Enfin, c'est vraiment le monde des signes, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il veut dire, le bébé? Oh, qu'est-ce qu'il veut? Il est content, il n'est pas content, tout ça. Vous vous rendez compte, cette vie, mais on n'en est pas sorti, hein. On n'en sort jamais. Quand on est amoureux, c'est pareil. Quand on est, je sais pas quoi, c'est pareil. Dieu, fais-moi signe. Bon. Peut-être que c'est un des fondements de notre croyance. Peut-être que dans notre croyance religieuse, quand nous en avons, nous contractons, nous réunissons tout ce monde éparpillé des signes que nous réclamons à droite et à gauche, et puis en une fois, on réclame un bon gros signe qui nous ferait vraiment signe. Dieu, envoie-moi un signe. Et en effet, l'homme du signe, c'est qui? C'est le prophète. Et c'est comme ça que Spinoza définit le prophète. Le prophète juif, c'est l'homme du signe. C'est l'homme du signe sous quelle forme? Mais voyons, on est tous des prophètes juifs, hein, dans notre vie. Le prophète juif, il ne fait que élever à une puissance supérieure ce que nous vivons tous, à savoir cette réclamation du signe. Lui, il l'a élevé à une telle puissance que, tout seul, face à face avec Dieu, mais détournant sa face de Dieu, il dit « Lance-moi un signe ».
Et le rapport de Dieu et du prophète passe par le signe. Or, Spinoza, dans un chapitre splendide, lisez dans le traité théologico-politique, même si vous ne lisez que ça, lisez les chapitres sur le prophétisme. Ils sont d'une beauté. Pour ceux qui s'intéresseraient à cette question, la bibliographie n'est pas longue parce que, bien sûr, il y a eu beaucoup de livres très beaux sur le prophétisme et surtout sur le prophétisme juif. Mais si vous voulez prendre une connaissance à la fois très précise des problèmes du prophétisme juif et quand même pas vous consacrer votre vie à cette question, il y a 2 livres fondamentaux. Il y en a à ma connaissance, en tout cas. C'est Traité théologico-politique de Spinoza. Il y a 2 ou 3 chapitres sur le prophétisme qui sont une merveille. Et d'autre part, un livre d'un penseur juif français très beau, penseur qui s'appelle Neher, N-E-H-E-R, et le livre s'appelle L'essence du prophétisme. Bon, alors je reviens. Le prophète réclame un signe. Le prophète a avec Dieu un rapport de signe. Or, chaque prophète réclame un signe particulier qui forcément lui est adapté. Donc, vous voyez, ça, c'est comme le premier caractère du signe. Je ne vais pas loin, mais ça me permet de grouper au moins des situations concrètes. C'est dans cette voie sémiologique, on évitera de définir le signe par la nature conventionnelle du signe, car c'est pas un caractère, comment dirait-on, pertinent. Caractère conventionnel, quand il y a convention, ça va découler d'autres caractères. Premier caractère qu'on va retenir, c'est la variabilité du signe par opposition à la constance de la loi naturelle. C'est pas compliqué, c'est même limpide à ça. Deuxième caractère, si je cherche dans les textes de Spinoza, là, donc j'ai cité au niveau de la variabilité, les textes principaux, c'est sur ce qu'il dit sur le prophétisme. Deuxième caractère, ce serait l'associativité. L'associativité du signe. C'est-à-dire, le signe, et là aussi c'est d'une simplicité, mais vous savez, c'est ça, j'aimerais bien que vous sentiez, que faire de la philosophie et de la très grande philosophie, comme Spinoza fait, c'est au besoin parfois dire des choses extraordinairement compliquées et parfois donner une lumière absolument nouvelle à des choses vraiment enfantines. Dire le signe c'est variable, bon, ça va pas loin en apparence, mais si ça vous permet de grouper toutes sortes de choses, déjà ça va très loin. Puis le deuxième caractère, également très rudimentaire, c'est l'associativité du signe. Ça veut dire quoi? C'est que le signe, c'est un élément qui est toujours pris dans des chaînes d'association. Voyez alors, dès lors, ce second caractère est un peu plus profond que le précédent. Pourquoi il est un peu plus profond que le précédent? Il est un peu plus profond que le précédent parce que c'est sans doute le fait que le signe soit toujours pris, soit inséparable de chaînes associatives, qui va expliquer qu'il est fondamentalement variable. Car forcément, si le signe est inséparable des chaînes associatives dans lesquelles il entre, il variera avec la nature de la chaîne. Et c'est à ce second niveau que Spinoza situe le langage. Ce serait même très très curieux comme définition du langage qu'on pourrait extraire de Spinoza. Il ne définirait pas le langage comme un système de signes conventionnels, encore une fois, même pas comme système de signes. Il le définirait plus précisément. Le langage, c'est non pas le signe, mais la chaîne associative dans laquelle entre le signe. Ce qu'on appellerait langage, ce qu'il faudrait appeler langage, ce serait l'ensemble des chaînes associatives ou entre les signes.
Qu'est-ce que ça veut dire? Là, Spinoza dit à nouveau des choses enfantines. Bon, il y a une association entre le mot et la chose. Par exemple, entre le mot pomme et le fruit. Prends lui-même l'exemple, à nouveau, de la pomme. Entre le mot et le fruit. Il y a une association. Peu importe que cette association soit conventionnelle ou pas, là, on n'en est plus là. Dans ce cas, c'est une association conventionnelle, d'accord? Mais c'est une association. Mais ce qui compte, c'est qu'il ne faut pas l'isoler, justement, cette association. Parce que ce qui compte, si vous isolez l'association entre le mot et la chose désignée, vous ne voyez pas le tissu, le réseau d'associations plus profonde entre la chose désignée par le mot d'une part et d'autre part d'autres choses. Or, vous ne pouvez penser le langage jamais que... Vous ne pouvez pas le penser au niveau d'un mot isolé, le langage. Vous ne pouvez pas penser le langage au niveau du rapport. Et là, ça irait assez loin, cette remarque. Vous ne pouvez pas penser le langage au niveau d'un mot isolé et de la chose désignée par ce mot. Vous ne pouvez penser le langage qu'au niveau du rapport entre les mots, en tant qu'il renvoie à des rapports entre les choses. Et à ce moment-là, il y aura isomorphisme entre les rapports entre les choses. Il y a peut-être, si vous voulez, rapport conventionnel entre les mots et les choses, mais il y a isomorphisme entre les rapports entre les mots et les rapports entre les choses. Oui, ça c'est parfait comme forme déjà. Enfin, je veux dire, c'est clair. C'est pour ça que conventionnel, c'est pas intéressant pour définir le signe. De toute manière, vous avez un isomorphisme si vous prenez les rapports entre les mots et les rapports entre les choses. Or, justement, ces chaînes associatives qui unissent les choses comme nous unissons les mots, c'est quoi? On voit bien en quoi elles sont variables. Elles sont variables pourquoi? Exemple de Spinoza, dans le livre 2 de l'Éthique. Et c'est un très beau texte qui paraît très simple, mais il faut se méfier sur le langage. Il dit, ben oui, un paysan, il entend le mot cheval. Le mot cheval, il est déjà pris dans une série associative avec d'autres mots. Et ces rapports de mots sont isomorphes aux rapports de choses. À savoir, le paysan qui entend le mot cheval, eh ben, il pense quoi? Selon Spinoza, il pense champ, labour. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans un domaine extrêmement simple, rudimentaire, mais encore une fois, il me semble que déjà la thèse qui s'esquisse à travers ça est très intéressante. Quand vous donnez des exemples en philosophie, il faut qu'ils soient toujours puérils, hein. Sinon ça ne marche pas. Alors, oui. Bon. Mais si c'est un soldat, lui, il ne pense pas à champ-labour. Quand il entend le mot cheval, il pense à revue, guerre, mettre sa cuirasse, etc. Bon. C'est donc, à la limite, c'est même pas le même mot, puisqu'il est pris dans un cas et dans l'autre, il est pris dans deux chaînes associatives complètement différentes. Donc, le signe, c'est ce qui est inséparable de l'associativité. Vous voyez, et s'il est variable, c'est précisément parce qu'il est inséparable de l'associativité. Donc, je dirais, le second caractère du signe, c'est l'associativité. Donc, vous voyez, on a avancé, je dirais maintenant plus précisément, conventionnel n'est qu'un caractère abstrait et dérivé du signe. Les vrais caractères, les caractères réels du signe, c'est premièrement variabilité, deuxièmement associativité. Et troisièmement, c'est quoi? Bon. Le paysan,
cheval, série associative, labour, champ. Cheval, labour, champ. Qu'est-ce qui peut briser la chaîne associative? Qu'est-ce qui peut, je sais pas quoi? Ah, labour, champ, si Dieu le veut. Il y a toujours un si Dieu le veut. Il y a toujours tellement un si Dieu le veut que ce n'était pas par hasard que tout à l'heure je passais de la variabilité quotidienne à la variabilité prophétique. Lorsque je disais nous vivons d'une telle manière que nous ne cessons pas de nous réclamer les uns aux autres des signes. Nous apprenons assez vite que nos signes à nous, ils sont toujours à recommencer. Alors on voudrait un signe qui nous rassure. Ce signe, personne au monde ne peut nous le donner sauf le Créateur du monde. Donc, de ces signes éparpillés, on passait à un signe divin, le prophète, la situation du prophète. Là, au niveau de l'associativité, on trouve la même chose presque. Cheval, labour, champ, ah oui, si Dieu le veut. C'est-à-dire, s'il ne pleut pas demain, je peux labourer. Ah, non, je sais pas, non, on laboure quand il pleut, non, je sais pas. Enfin, ça marche pour la récolte. Si je peux récolter s'il ne pleut pas demain. Non, si Dieu le veut. Et le guerrier, ah, je monte sur mon cheval, évidemment, pour gagner la bataille, mais si Dieu le veut. Comme une chaîne associative est à l'air libre, elle peut toujours être interrompue, elle n'a pas sa propre garantie. Donc je réclame un recours, je réclame un signe des signes, tout comme le prophète réclamait un... Tiens, voilà que Dieu est le grand laboureur, ou bien que Dieu est le grand guerrier. Et dans un cas, sa justice sera la justice du labour et du partage des terres. Et dans l'autre cas, ce sera la justice du champ clos, ce sera la justice du guerrier. Et dans un cas, je dirais Dieu a un glaive. Et dans l'autre cas, je dirais Dieu et sa charrue. Et dans un cas, je dirais je suis l'humble épi de blé. Et dans l'autre cas, je dirais je suis le guerrier de Dieu. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est le grand guerrier, Dieu est le grand laboureur. J'entends bien qu'il ne l'est pas à la lettre. Je ne suis pas bête à ce point-là, moi paysan, moi guerrier. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis le glaive de Dieu? J'entends bien que Dieu n'a pas un glaive. Alors qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je délire? Puisque je sais bien que c'est pas vrai. D'une autre manière, je prétends que c'est vrai. Je veux dire, je prétends que Dieu a un glaive éminent. Éminent, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et si je suis un pasteur qui conduit ses brebis sur la montagne, je dis que Dieu lui-même est la plus haute montagne. Voir les textes dans l'Ancien Testament. Que Dieu est la montagne des montagnes. Bon, mais j'entends qu'il est éminemment montagne. Ça veut dire quoi ça, éminent? Comme dit Spinoza spirituellement, si le triangle pouvait parler, il dirait que Dieu est éminemment triangulaire. Éminemment triangulaire, ça veut dire quoi? Là, il a en vue quelque chose, Spinoza. Il ne dit pas ça pour rire. Il s'adresse à des gens qui, évidemment, à cette époque, comprenaient très bien ce qu'il voulait dire. Eh bien, c'est que la question s'est toujours posée, et du point de vue d'une théorie des signes du Moyen-Âge, ça a été un des problèmes fondamentaux de la sémiologie du Moyen-Âge, à savoir, comment pouvons-nous parler de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu?
Il semblerait que Dieu est tel que tout langage s'annule à son approche. Il n'y a pas de dire de Dieu. Il excède tout ce qu'on peut dire. Donc, d'une certaine manière, je ne peux dire de Dieu qu'une chose, ce qu'il n'est pas. Je peux dire, il n'est pas carré, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il n'est pas, etc. Il n'est pas. C'est ça qu'on appellera la théologie négative. Je ne peux parler de Dieu que sur le mode de la négation. Est-ce que je peux dire Dieu existe? Même à la limite, je dirais, et combien les mystiques sont allés loin dans cette voie, à la limite, je dirais Dieu n'existe pas. Pourquoi je dirais Dieu n'existe pas? Parce que Dieu déborde l'existence, autant qu'il déborde la figure triangulaire. Et l'existence est encore un prédicat qui lui reste inférieur, inadéquat. Donc, à la lettre, Dieu n'existe pas. Ou alors, si je dis Dieu existe, je dirais il existe, oui, mais éminemment. Éminemment. Ça veut dire, à la lettre, en un sens supérieur, en un autre sens, en un sens supérieur. Mais alors, est-ce que c'était vrai, ce que je disais tout à l'heure de la théologie négative? À savoir, elle ne parle de Dieu que par négation. Elle nous dit ce que Dieu n'est pas, et elle ne peut dire rien d'autre que ce que Dieu n'est pas. Je ne peux même pas dire qu'il est bon, Dieu. Il est tellement au-delà de la bonté. Bon, mais c'est qu'un premier aspect de la théologie négative. Parce que je dis par la théologie négative ce que Dieu n'est pas, d'accord. Mais ce qu'il n'est pas, c'est en même temps ce qu'il est. Il est cela qu'il n'est pas. Comment ça, il est cela qu'il n'est pas? Réponse, oui. Il l'est éminemment. Ce qu'il n'est pas, il l'est éminemment. C'est-à-dire, ce qu'il n'est pas en un sens, il l'est éminemment, c'est-à-dire en un sens supérieur au sens suivant lequel il ne l'est pas. Dieu n'existe pas. Ça veut dire Dieu existe, mais précisément, il existe éminemment, c'est-à-dire en un autre sens que toutes les existences que me présente le monde, en un sens supérieur. Dieu n'est pas bon, ça veut dire il est bon, mais il est bon en un sens éminent, tel que toutes les bontés de la terre ne nous en donnent qu'une très vague idée. Puisque lui, il est infiniment bon et que nous ne connaissons de choses bonnes que de choses bonnes d'après la finitude. Vous me suivez? Voilà que la théologie négative a inventé tout un langage où la négation est affirmation parce que l'affirmation est affirmation éminente. Dès lors, le signe, les mots de ce langage auront fondamentalement plusieurs sens. Et là encore, revenons à la situation la plus quotidienne. Voyez, chacune de ces dimensions du signe a les deux aspects, la vie quotidienne et la situation exceptionnelle. Si le théologien négatif représente la situation exceptionnelle de ce point de vue, mais dans notre vie quotidienne, on ne cesse pas, les mots, ils ont plusieurs sens.
Les mots, ils ont plusieurs sens, ils ont beaucoup de sens. Alors, je passe mon temps, quand je parle, à dire « Ah oui, d'accord, mais en quel sens tu dis ça ?» Revenons à la théologie négative qui, finalement, est comme le grossissement de cette situation. Vous voyez, j'ai trois situations quotidiennes avec trois grossissements. Je ne dis pas que chez Spinoza ce soit aussi systématique, mais je dis tout y est. En effet, revenons donc à ce troisième caractère. Je dis, à ce moment-là, il n'y a pas de limite dans le langage de la théologie négative. Et ça peut inspirer les plus beaux poèmes. Dieu est une montagne, Dieu est un parfum, Dieu est un glaive. Sous-entendu, il n'est pas un parfum, il n'est pas un glaive, il n'est pas une montagne. Sous-entendu, ce qu'il n'est pas, il l'est, mais il l'est éminemment, c'est-à-dire en un autre sens que le sens courant, que le sens commun. Dieu est une montagne, mais une montagne éminente, c'est-à-dire dont toutes les montagnes du monde, même l'Himalaya, ne nous donnent qu'une idée confuse et tronquée. Une montagne infinie. C'est une montagne infinie, c'est un glaive infini, etc., etc. Donc, ce langage à la théologie négative joue sur le fait commun, quotidien, que les mots ont plusieurs sens, et simplement il pousse les choses à l'extrême, et cet extrême, c'est quoi? C'est l'existence d'un sens infini et d'un sens fini, dans le cas de la théologie. Les choses qui sont relativement bonnes et Dieu qui est infiniment bon. Les choses qui ont un degré de perfection et Dieu qui lui est infiniment parfait. Et on emploiera le même mot, parce qu'il faut bien se comprendre, pour ces sens différents. Et alors se tisse à ce moment-là un langage qui va être fondamentalement celui, là, suivant les accents que vous mettrez, de l'équivocité, à savoir un signe à plusieurs sens irréductibles, ou celui de l'analogie, un signe à des sens qui ne sont pas sans rapport. Là, l'équivocité, c'est exactement un signe à plusieurs sens, sans rapport les uns avec les autres. Bon ne se dit pas dans le même sens de Dieu et de la créature. Vous trouvez constamment ça dans la théologie du Moyen-Âge. Voyez comment cette théologie est forcément amenée à buter sur ce problème des signes. Ou bien langage de l'analogie, mais d'un certain point de vue ça revient au même, quelles que soient les différences, à savoir un mot a plusieurs sens, ces sens ne sont pas sans rapport les uns avec les autres, c'est-à-dire ont des rapports analogiques. Analogie de quel type? Ce que la bonté infinie est à Dieu, la bonté finie l'est à l'homme. Vous voyez, on posera une espèce de analogie de rapport pour avoir une sorte de loi. En d'autres termes, l'analogie introduit une certaine règle dans les rapports d'équivocité. Alors, suivant les tendances au Moyen-Âge, vous avez des auteurs qui insistent sur l'équivocité, des mots quand ils sont appliqués à Dieu et à la créature. Ça, ce serait, si vous voulez, en très gros, pour ceux qui connaissent un peu tous ces courants, ce serait la tendance du pseudo-Denis, d'un auteur mystérieux qu'on appelle le pseudo-Denis. Ou bien, vous avez des auteurs qui mettent l'accent sur l'analogie, c'est-à-dire une certaine règle dans l'équivocité, une analogie de rapport, et ça, c'est la tendance de saint Thomas. Mais en tout cas, la théologie est inséparable de ceci, l'équivocité des mots. Et vous voyez que ça lui appartient fondamentalement, et c'est pour ça que l'écriture a toujours été inséparable d'un problème de l'interprétation de l'écriture. En quel sens? Et c'est forcé que la théologie pose ce problème des signes, de l'équivocité des signes, puisque son problème fondamental, c'est en quel sens est-ce qu'on peut attribuer? Est-ce qu'on peut attribuer
le même prédicat à Dieu et à la créature, et à quelles conditions? À condition qu'il soit pris en deux sens sans rapport l'un avec l'autre, à condition qu'il soit pris en deux sens ayant un certain rapport l'un avec l'autre, ou bien quoi? La théologie n'a jamais envisagé que l'une ou l'autre de ces deux solutions. Je dirais donc que le troisième caractère du signe, c'est l'équivocité. L'équivocité ou l'analogie. Si je résume uniquement là ce qu'on a gagné, je dirais ceci. Oui, je fais une espèce de résumé, je crois que ce soit très simple, mais c'est justement pour insister sur la simplicité de tout ça. Je dirais, certaine manière, en liaison avec Spinoza, nous renonçons à définir le signe par sa nature, par une nature conventionnelle supposée. C'est pas ça. C'est pas ça qui nous permet de définir le signe. En revanche, trois caractères nous permettent de définir le signe. Mais ces trois caractères ont comme chacun à deux dimensions. Une dimension quotidienne, si vous voulez, une dimension extrême. C'est-à-dire une dimension quotidienne, rapport avec les choses, dimension extrême, rapport avec Dieu. Si bien que vous pouvez supprimer une des deux dimensions, l'autre subsiste, donc ça marche à tous les coups. Premier caractère, la variabilité. Dimension quotidienne, vraiment, ce qui se passe, notre vie. Notre vie, en tant que notre vie, ne cesse pas d'être une entreprise de réclamation de signes les uns aux autres. On ne cesse pas de se réclamer des signes. Au contraire, position extrême, le prophète. Pas au contraire, position extrême, le prophète. Le rapport avec Dieu est précisément réclamation d'un signe des signes. Ça, c'est l'aspect variabilité. Deuxième aspect, l'associativité. Là aussi, le champ ordinaire, l'existence quotidienne, c'est que chaque mot que j'emploie ne peut être défini que par sa chaîne associative. Situation extrême, mais dès lors, il y a un signe des signes, à savoir Dieu comme garant d'une chaîne associative. Si Dieu le veut. Cette fois-ci, ce serait l'attitude, si vous voulez, non plus du prophète exactement, mais du prieur, de la prière, si Dieu le veut. Troisième caractère, les signes ont un sens équivoque, c'est-à-dire tout signe a plusieurs sens. Situation extrême, le théologien. Le même mot ne se dit pas de Dieu et des créatures dans le même sens. La théologie négative. Au moins, vous savez, si vous comparez à ce qu'on dit aujourd'hui sur le signe, si vous accordez à Spinoza ce qu'on dit aujourd'hui sur le signe, si vous arrive de lire, ou certains d'entre vous connaissent peut-être Peirce, qui va très très loin dans ses analyses, mais les points de départ de Peirce, ils me paraissent plutôt moins bons que ces points de départ de Spinoza. Ça me paraît très fort, cette triple définition du signe. Variabilité, associabilité et équivocité. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Spinoza? Supposer que pour des raisons qui sont les siennes, il ne veut pas de tout ça. Il se dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si c'est ça la vie. Et ce n'est pas un problème simplement de connaissance, c'est vraiment un problème de mode de vie. Vivre comme ça, en ne cessant pas de réclamer des signes qui par nature sont des signes équivoques. Ben non, c'est pas bien. S'il y a une vérité, c'est pas là-dedans qu'on pourra la trouver. Mais c'est une triste vie, vous savez, très triste vie si vous pensez à notre vie, parce que et finalement, qu'est-ce qu'il appellera
le premier genre de connaissance, Spinoza. C'est la vie d'après des signes. Moi, je ne vois pas d'autre moyen, comme ce qu'il appelle le premier genre de connaissance est en fait très, très mélangé, il invoque beaucoup d'exemples très différents. La seule chose qui fasse l'unité de ce qu'il appelle le premier genre de connaissance, et qui est le genre de, en fait, d'ignorance, qui n'est pas un genre de connaissance, qui est vraiment notre triste situation quand nous ne connaissons pas, eh ben, c'est le signe. C'est le signe qui donne sa cohérence à ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance. Et je dis, pourquoi ça ne vaut pas la peine de vivre si c'est vivre comme ça? Il y a des... Si, je dis ça, mais en tant que je fais parler Spinoza, parce qu'il y a au contraire des gens concevés. Il peut très bien y avoir des gens qui disent, mais c'est ça précisément. Et il n'y aurait pas de poésie sans ça. Il n'y aurait pas de poésie sans la variabilité du signe, sans l'associativité du signe, sans l'équivocité du signe. Et c'est ça qui fait que le monde est un monde fait d'ombre et de lumière. Et c'est ça le fond des choses. Et après tout, les théologiens de la théologie négative, qui étaient parfois des génies, vivaient dans cette atmosphère d'un monde d'ombre et de lumière. Ils multipliaient même les mots pour fixer une espèce, ou pour approcher ce qu'ils appelaient le phénomène du fond. Bien plus, ils multipliaient les mots en quel sens, puisque le fond, déjà c'est une notion équivoque, et qu'il fallait qu'ils indiquent l'équivocité de la notion de fond, du mot fond. Il y avait un Dieu du fond, il y avait un Dieu de l'ombre et un Dieu de la lumière. Et le Dieu de l'ombre était un Dieu du courroux, le courroux. Et le Dieu de la lumière était un Dieu de la gloire. Mais le Dieu du courroux, du fond, était encore plus Dieu. Il était Dieu plus fondamental que le Dieu de la lumière, qui lui était déjà forme. Et tout ça, ça inspirera des textes splendides à la frontière de la mystique et de la philosophie. Par exemple, les textes de Jacob Böhme. Ça se retrouvera dans la philosophie romantique, dans la très grande philosophie romantique allemande du 19e, dans des textes splendides de Schelling, où là, le langage développe jusqu'au bout sa puissance d'équivocité, où l'équivocité n'est plus du tout saisie, d'un point de vue spinoziste, comme un défaut du langage, mais comme au contraire l'âme de la poésie dans la langue, et l'âme de la mystique dans la langue. Donc là, je ne prétends pas du tout. Je dis, ben non, Spinoza, il ne comprendrait même pas. Il ne comprendrait même pas au sens de, ah ben c'est pas ça. Si on lui disait ça, ben, il dirait, il n'y a même pas à lui dire ça. Je veux dire, imaginez, ça ne le concerne pas, concerne pas. Lui, c'est pas son problème. Lui, il pense, mais pourquoi pense-t-il ça? Que la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue là, dans cette espèce de bouillie nocturne. Très curieux, voilà que c'est un philosophe de la lumière. Tous les philosophes du XVIIe, il faudra se poser, mais je crois qu'on n'y arrivera que la prochaine fois, essayer de définir ces philosophies du XVIIe siècle pour qu'on se sente plus proche d'elles, pour qu'on n'ait pas l'impression perpétuelle que Descartes, Malebranche, tout ça, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Qu'est-ce qui a fait que la position du XVIIe siècle n'est plus aujourd'hui possible, si fort que pourtant il nous apporte des choses et qui continuent à être actuelles? Qu'est-ce qui s'est passé entre le XVIIe et le XIXe siècle? Tout ça, c'est... Mais qu'est-ce qu'ils ont réussi? Sinon, si on ne répond pas à cette question, je veux dire, c'est des philosophes qui resteront pour vous toujours, même si vous les admirez, qui resteront toujours lettres mortes. Ils ont réussi quelque chose qui devenait impossible après, sûrement. Pas du tout parce que c'était dépassé, parce que les philosophies, c'est comme ça, c'est comme ça qu'elles durent, c'est comme ça qu'elles changent. Elles ne changent pas comme ça, par caprice de thèse. Hein. J'ai une thèse, ça c'est faut être très jeune pour se réveiller un matin en se disant j'ai une idée. Non, ça se passe jamais comme ça, on n'a jamais une idée. Hein. Ça se passe pas comme ça.
Alors, qu'est-ce qui se passait au XVIIe siècle qui leur permettait de tenir un certain langage qui, après, n'était plus... Encore une fois, c'est pas qu'il soit dépassé. C'est qu'en effet, pourquoi est-ce que tous ces mots qui sont devenus pour nous des mots vides, clairs et distincts, l'idée claire et distincte, la lumière naturelle. Là aussi, alors je prépare ce qu'on fera au second semestre, là sur la peinture. Est-ce que c'est par hasard que c'est en même temps, au XVIIe siècle, que les peintres découvrent vraiment, je dirais pour être très sommaire, découvrent la lumière. Avant, la lumière, elle n'était pas connue, si, bien sûr, elle était connue. Mais ce qu'on découvre au XVIIe siècle, en très gros, là, je dis des choses, c'est bien une certaine indépendance de la lumière par rapport à la forme, par rapport aux formes. Tout se passe comme si la lumière devenait indépendante des formes. Si bien qu'une peinture de la pure lumière devient possible. L'exemple fameux ou l'extrême de cette peinture de la pure lumière, c'est connu, c'est Rembrandt. Et encore, Rembrandt vieux, pas... Bon. Mais Spinoza, je pense tout d'un coup que dans un texte que je vous ai déjà signalé, je crois, là, le texte de Claudel, de Paul Claudel, L'œil écoute, le texte très beau sur la peinture hollandaise, lui-même fait le rapprochement avec Spinoza. Peut-être que ce que ces peintres font réussissent au niveau de la peinture, Spinoza, lui, le réussit au niveau de la philosophie. C'est-à-dire ce qui était sous-jacent à tout le XVIIe siècle, l'entreprise de porter la pensée à une espèce de pure lumière. Penser dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît purement verbal, tout ça. Enfin, vous comprenez, si vous êtes sensible à ces échos un peu affectifs, un peu sentimentaux, vous ne pouvez plus ensuite lire même un texte de Descartes sur l'idée claire et distincte en vous disant, clair et distinct, il dit ça comme ça pour dire vrai. C'est pas vrai qu'il dit clair et distinct pour dire vrai. Il dit clair et distinct parce qu'il apporte une conception de la vérité. Il n'invente pas. Mais pourquoi avant on ne parlait pas du clair et distinct? Pourquoi ça commence avec le XVIIe siècle, cette histoire? Où on en parlait avant, clair et distinct, vous pouvez peut-être le trouver chez saint Thomas. Par opposition à obscur et confus, il y a le couple cartésien clair-distinct qui s'oppose à confus, ou bien obscur-confus. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, on nous l'a tellement strimé, et la philosophie, elle est tellement malheureuse d'être reprise par des... et là, je fais qu'en ajouter un à tous ceux qu'il y a eu. J'ai mis tellement sous tous les cours par lesquels elle est passée, la philosophie, vous comprenez que clair et distinct, on avale ça comme ça, on se dit, bon, ben, d'accord, notion cartésienne, clair et distinct, lumière naturelle, bien. Mais pour eux, c'était pas ça, quand même. Pour eux, ce n'était pas une manière de dire vrai, c'était une manière de transformer radicalement le concept de vérité. À savoir, le vrai, c'était ce qui était clair et distinct, c'est-à-dire le vrai, c'était ce qui était lumineux. Or, c'est la même histoire. Remarquez, c'est exactement la même histoire. Je peux dire Aristote, lui, alors, on retourne très loin. Aristote, comment il définissait le vrai? En très gros, peu importe, il a une conception de la vérité très compliquée, mais Aristote, il définissait la vérité par la forme. Chez Descartes, vous trouverez encore le mot forme. Mais voilà, la forme, elle est devenue entièrement subordonnée, je dirais à la lettre, à la luminosité intellectuelle. Si bien que là, il me semble, j'ai vraiment pas forcé les choses pour dire c'est la même histoire qu'en peinture. Je veux dire, de même que la peinture du XVIIe siècle va découvrir, ou va promouvoir, ou va inventer les moyens techniques de faire une lumière indépendante des formes, la philosophie du XVIIe, dans sa théorie de la vérité, va définir la vérité par une lumière, une luminosité, qui évidemment rompt avec la conception formelle d'Aristote.
À la limite, c'est les formes qui dépendent de la lumière. C'est plus la lumière qui suit les formes. Il y a un type qui a comparé, il y a un type, là je fais une parenthèse de parenthèse, ça fait rien parce que j'y pense en ce moment. Il est 11h30, oh, il faut que j'aille faire une course. Alors, je finis juste ce point. Il y a un type qui a comparé très très bien, critiquement, qui a comparé des intérieurs d'églises 16e siècle et 17e siècle. Une fois dit que l'intérieur d'une église, c'est un thème courant, c'est un thème d'école en peinture. Il y a énormément de peintres qui ont fait des intérieurs d'églises. Alors, il compare des versions 16e et des versions 17e. C'est très, très frappant, la répartition des lumières à l'intérieur d'une église. Au 16e, on voit, là je dis des choses très générales, il faudrait voir dans chaque cas particulier, mais en très gros, on pourrait dire une chose comme ceci, c'est qu'au 16e, la répartition des lumières et des ombres peut être très savante. Elle est au service des formes. C'est-à-dire, même dans l'ombre, un objet garde sa forme. Vous voyez ce que ça veut dire? Même dans l'ombre, un objet garde sa forme. C'est très frappant au XVIe siècle. L'ombre, en effet, ils n'ont pas. Le clair-obscur, c'est 17e. Les techniques du clair-obscur, ce sera avec le 17e. C'est pas qu'ils en étaient incapables, c'est des grands peintres. Mais c'est pas la question d'être capable ou pas. Ils en ont rien à faire du clair-obscur. Leur recherche est tellement, leur problème est tellement un problème de la forme, ce qui ne veut pas dire simplement du dessin. La couleur, la lumière est subordonnée, est un traitement de la forme. Alors ça, l'ombre aussi. Ce qui veut dire que quoi? Je dirais en gros, ce qui veut dire que c'est un espace, et ça va être très important pour nous, c'est un espace qu'il faut appeler optique tactile. En effet, si l'objet dans l'ombre garde sa forme, c'est évidemment par connexion tactile. Vous me suivez? Et en effet, tout le tableau est optique, évidemment, puisque c'est de la peinture, mais avec des référents tactiles. Le contour, d'où le règne du contour, notamment, est un référent tactile dans un monde optique. C'est donc un espace, comme on dit, tactilo-optique. Qu'est-ce qu'ils font au XVIIe? Ils font une chose, alors on peut regretter, vous comprenez, là, c'est là que les goûts prennent un sens. On peut toujours dire, ah ben moi je regrette, oui, à condition de savoir de quoi il est question. Sinon les goûts au niveau de moi j'aime pas, ça ne compte pas. Il faut dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Or, on peut regretter, en effet, ce monde tactilo-optique, parce que le XVIIe, il va se lancer dans un truc un peu fou. Quand on dit qu'ils sont raisonnables, que c'est l'âge du rationalisme, oui, mais le rationalisme, c'est de la folie pure, quoi. Ils vont se lancer, je dis ça pour les peintres, pour le moment, quitte à me demander si c'est pas pareil pour les philosophes tout à l'heure. Parce que, pour les peintres, ils vont se lancer, écoutez-moi bien, ça me paraît prodigieux, cette entreprise. La constitution d'un monde exclusivement optique. Que le tableau chasse ses références tactiles. Que le tableau ne passe plus par aucune référence tactile. C'est une idée de fou. Pourquoi c'est une idée de fou? En même temps, c'est une idée très raisonnable. À savoir, la peinture s'adresse à l'œil. Donc, elle n'a pas à faire des clins d'yeux tactiles. L'œil pur. Le tableau sera visibilité pure. Mais justement, la visibilité pure, c'est ce qui rend invisible quoi? C'est ce qui rend invisible les référents tactiles. À commencer par les contours. Peinture de lumière. On peindra plus les choses, on peindra la lumière. À la limite, il continue à peindre des choses, d'accord. Mais plus important que les choses peintes, il y a la lumière. Bon, ça peut être Rembrandt, ça peut être Velázquez, ça peut être beaucoup. Mais cette grande peinture dite classique, en fait,
si on emploie classique au sens de quelque chose de bien digéré, rendez-vous compte. Parce qu'après tout, ne plus peindre les choses dans leurs références tactiles, mais peindre un pur espace optique. Si j'avais pas dit tout ce qui précède, je pourrais aussi bien vous dire, je crois, et peut-être que vous seriez d'accord, je pourrais aussi bien vous dire, mais c'est ça ce qu'a voulu la peinture abstraite moderne. Bon, en effet, la peinture abstraite moderne, elle a voulu instaurer, c'est peut-être que cette histoire se recommence tout le temps, la peinture abstraite moderne, elle a voulu instaurer un monde purement et exclusivement optique, en éliminer toutes les références tactiles. Bon, si c'est ça, et après tout, il y a assez de déclarations de Mondrian qui vont dans ce sens, et d'autres. Si c'est ça, alors, ça veut dire quoi? Pourtant, ils ne peignent pas exactement comme Rembrandt. Non, ils ne peignent pas comme Rembrandt. C'est sans doute qu'ils reprennent cette tentative sur d'autres bases. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps qui fait que la tentative instaurer un monde purement optique soit reprise sur d'autres bases? Ça, peu importe, ça nous prendrait trop de temps. On le verra plus tard, quoi. Mais je dis juste, alors maintenant, retournons à la philosophie. Et je lance à nouveau ma supplication, lorsque vous trouverez clair et distinct chez Descartes, lumière naturelle, etc., mettez-vous à la place des lecteurs de l'époque. Vous dites pas c'est des formules toutes faites, ah oui, Descartes, il vient encore nous embêter avec l'idée claire et distincte, etc., que oh, c'est du bien connu. C'est du bien connu parce que, voilà, on n'est pas assez temps là-dessus. Hein. C'est comme si on avait... de commentaires en commentaires en commentaires de commentaires, tout se perd, quoi. Et encore une fois, j'ai vite conscience de faire en ajouter un. Bon. Mais je vous dis, prenons à la lettre ça. C'est-à-dire, de la même manière que les peintres du XVIIe prétendaient élever le tableau à la puissance d'un espace optique pur, sans référence tactile. Les philosophes du XVIIe ont prétendu constituer un espace mental pur, un espace mental purement optique. C'est pour ça qu'on nous dit toujours, Descartes, il détruit les formes d'Aristote. Aristote, on nous dit, c'est les formes substantielles. Les formes substantielles, même si vous considérez le mot, même si vous ne savez pas un mot sur ce qu'Aristote entend par forme substantielle, c'est évidemment lié à des référents tactiles. C'est le rapport forme-matière. Et tous les exemples d'Aristote sont, du moins beaucoup des exemples d'Aristote, c'est des exemples liés au travail, à savoir la forme du lit, le menuisier qui donne au lit la forme, prendre du bois et lui donner la forme de ceci ou de cela. Forme du violon, forme du lit, etc. Cette activité d'information qui définit la substance pour Aristote. On dit que les Grecs, écoutez, on dit que les Grecs, ils vivaient dans la lumière. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Tout ce qu'on dit d'ailleurs sur les Grecs, et on peut dire d'avance que c'est faux, je sais pas. Donc, ils vivaient dans la lumière, rien du tout. On invoque le mot eidos chez eux. Le mot eidos, tout le monde nous dit, c'est un mot quand même compliqué, parce qu'il veut dire à la fois forme, essence, et le vu, ce qui est vu. L'apparition. C'est vrai que les Grecs, ils inventent une certaine lumière. Mais j'insiste là-dessus, c'est pas du tout une lumière pure. L'espace artistique des Grecs, c'est pas du tout un espace optique. C'est typiquement encore un espace tactilo-optique. Savez-vous qui sera les premiers artistes à avoir inventé un espace purement optique en expulsant toutes les références tactiles? Encore une fois, vous m'accordez que la même tentative, en apparence la même, peut être prise à des niveaux très très différents. Eh bien, c'est les Byzantins. Il faudra attendre Byzance. C'est la peinture de mosaïque, notamment. C'est la peinture de mosaïque qui dégage une lumière pure, mais qui ne la dégage pas comme ça mystiquement.
dont tous les procédés techniques assurent que la lumière prend une indépendance par rapport à la forme, c'est-à-dire la forme devient purement optique. Une forme optique, c'est une forme telle que précisément la lumière est indépendante de la forme présupposée. Elle naît de la lumière. Or, il faudra attendre les Byzantins pour avoir l'idée, il me semble, d'un espace optique pur. Là-dessus, je ne dis pas du tout que le XVIIe copie les Byzantins, pas plus que je ne dirais que la peinture abstraite copie le XVIIe et les Byzantins. Encore qu'entre Byzance et la peinture abstraite d'aujourd'hui, il me semble qu'il y a des rapports extrêmement troublants. Mais, qu'est-ce que, par exemple, chez Kandinsky, c'est évident qu'entre la peinture abstraite et l'art byzantin, il y a reprise d'une espèce de tradition très... Et je dis, c'est eux qui inventent ça. Avant eux, moi, je vois aucun exemple d'espace optique pur. Alors, il a fallu de drôles de choses pour avoir cette idée très curieuse. Or, je dis, Aristote, prenez les Grecs, que ce soit Aristote en philosophie. La forme, l'eidos, il n'est pas du tout optique pur. L'essence, c'est pas une vision pure. C'est une vision tactile. C'est un mixte vue-touchée. Et du point de vue de l'art, si vous prenez le temple grec, c'est absolument pas la lumière pure. L'architecture grecque, c'est pas du tout. Byzance, oui, l'architecture byzantine, ce sera une architecture de la lumière. L'architecture grecque, c'est une architecture optico-tactile, ou tactilo-optique. Alors, bon, je dis la même chose au niveau du problème de la vérité. Et c'est tout ce que je veux dire, finalement. Au XVIIe siècle, rendez-vous compte. C'est assez formidable. Qu'est-ce qui leur a permis de faire ça? Alors je dis, libre à vous, vous pouvez dire là-dessus, ah ben non, justement, moi ça me dégoûte. Vous pouvez dire, cette peinture de lumière, ça ne m'intéresse pas. Mais sachez au moins pourquoi ça ne vous intéresse pas. C'est qu'à ce moment-là, vous êtes des êtres qui ne posent pas leurs problèmes en termes de lumière. C'est votre droit. Vous saurez, à ce moment-là, vous aurez d'autres peintres qui vous conviendront. Et les philosophes du XVIIe, c'est le même coup, je vous dis. C'est le même coup. Voilà qu'ils projettent la pensée, l'activité de la pensée dans un espace mental optique. Ils inventent pour l'esprit un espace optique pur. Donc un espace mental, bien sûr, mais un espace mental conçu sur le mode optique. Par là, Descartes rompt avec Aristote. Encore une fois, la forme substantielle d'Aristote, elle est optico-tactile. L'idée claire et distincte de Descartes, elle est au contraire purement optique. D'où question, qu'est-ce qui a permis au XVIIe siècle cette découverte de la lumière et de l'espace optique pur? D'où l'importance au XVIIe des problèmes de l'optique. Spinoza et sa taille de verre de lunettes, d'accord, mais Descartes et un des ouvrages scientifiques de Descartes, c'est la dioptrique. Bien plus, c'est au niveau de l'optique que se fait, je crois, quelque chose qui est comme aussi un des secrets du XVIIe siècle. Un des secrets du XVIIe siècle et de ses philosophies, c'est que la science et la métaphysique n'y sont pas en conflit. Ils ont trouvé un équilibre de la science et de la métaphysique. Et là, il ne faut pas se hâter de dire que les équilibres, c'est pas bon, parce que quelque chose a permis ce succès étonnant. Que la science et la métaphysique avaient trouvé une espèce d'équilibre et de rapport d'équilibre. On dit parfois que, on dit tellement de bêtises, parce que la bêtise, vous comprenez, c'est pas simplement quand on dit quelque chose de faux, c'est bien pire, c'est quand on donne une interprétation médiocre de quelque chose de vrai. Alors, on constate quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai, c'est que les philosophes du XVIIe étaient à la fois de grands savants et de grands philosophes. Et on dit, non sans mélancolie, ah ben c'est bien fini ce moment-là, et on prétend en assigner la raison, évidemment on assigne une raison ridicule. On prétend que la science est devenue aujourd'hui tellement difficile que le même homme ne peut pas savoir en philosophie et en science.
c'est grotesque, enfin, c'est absolument grotesque, c'est stupide, quoi. Parce que faut vraiment se faire une drôle d'idée de la science du XVIIe siècle pour croire qu'elle était simple, hein. Si vous pensez à ce qu'il faisait à ce moment-là. Mais comment expliquer en effet que dans tous les cas importants, même les types qui n'étaient pas très très savants, comme Malebranche ou Spinoza. Il y avait deux dans les grands philosophes du XVIIe, il y en a deux extrêmement savants. C'est Descartes, qui en mathématiques est un grand créateur, en physique est un grand créateur. Bon. Leibniz, j'en parle même pas, c'est un des plus grands mathématiciens qui ait jamais existé. En physique, c'est prodigieux ce qu'il fait. Bon, c'est quand même des cas extraordinaires. Oui. Bon, mais même Malebranche et Spinoza, qui, je crois, ont une culture. Comment expliquer qu'ils peuvent tenir une correspondance avec, pour Spinoza, avec des gens comme Huygens, ou être très au courant des travaux de Huygens, être très au courant des travaux du chimiste anglais Boyle, avoir une correspondance avec Boyle. Et vous pouvez lire la grande lettre à Boyle, dans la correspondance, il parle de problèmes extrêmement techniques et il sait parfaitement. Est-ce que nous, on pourrait en effet avoir une correspondance avec un chimiste actuel? Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, moi je ne comprendrais rien à ce qu'il me dirait, d'accord, bon. Est-ce qu'on pourrait avoir... Mais l'argument, c'est parce que la science est devenue tellement compliquée qu'il faut toute une vie de spécialisation. Il me semble absolument stupide, vous savez, stupide. Encore une fois, si vous ouvrez un traité de Huygens, la tête vous chavire, quoi. Vous n'avez pas l'impression que, comme on dit, un honnête homme est capable de comprendre ça. Si vous ouvrez alors les écrits mathématiques de Leibniz, là, j'en parle même pas, vous allez avoir exactement la même impression que si vous lisez un livre de mathématiques modernes. Bon, alors, c'est évidemment pas parce que la science c'est compliqué que... je crois que c'est tout à fait autre chose. C'est parce que le XVIIe siècle avait trouvé, dans des conditions qui le rendaient possible, bien sûr, encore faudrait-il déterminer ces conditions. C'est parce que le XVIIe siècle a instauré des conditions d'un équilibre fondamental entre la science et la métaphysique que les mêmes pouvaient être de grands savants et de grands métaphysiciens. Or, qu'est-ce que ça a été cet équilibre? Si je cherche sa traduction immédiate, je dirais que cet équilibre s'est trouvé au niveau du développement d'un espace optique pur. Bien sûr, j'exagère, mais j'indique juste une direction. Un espace optique pur, à savoir la constitution d'une optique géométrique qui, d'une certaine manière, a été un des ralliements de la physique et des mathématiques. Et espace optique pur qui a transformé le statut de la métaphysique et toute la théorie de la vérité. Donc, espace optique pur physique, physico-mathématique et espace optique pur métaphysique. Si bien que clair et distinct, comme déjà la fin d'un XVIIe siècle, où la découverte propre du XVIIe siècle est en fait en train d'être mise en question. Le siècle des Lumières, il me semble, finalement, il faut garder le mot, il est pas mal. Les Lumières. Les Lumières, c'est déjà comme l'espèce de déclinaison de l'équilibre du XVIIe. Et en effet, à partir du XVIIIe, il y aura une espèce de divorce qui ne cessera de s'accentuer entre la science et la métaphysique. C'est-à-dire, le coup réussi par le XVIIe est réussi pour toujours, et en même temps, il ne peut pas durer. Il ne peut pas durer. Alors, tout ce que je voulais dire, bon, c'est
Une remarque là-dessus, c'est que il parle d'espace optique libre. Il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, pour Descartes, c'est l'espace optique qui lui permet, cet espace optique pur, d'homogénéiser le rêve à cet espace. C'est-à-dire, par exemple, Descartes est en train de créer une science, il fait 3 rêves incroyables qui ressurgissent en lui, et c'est pour autant qu'il interprète lui-même ses rêves, c'est-à-dire qu'il les fait passer dans cet espace pur, que l'homogénéisation du monde nocturne, du rêve, avec l'espace, permet l'équilibre entre la science et la métaphysique. Et donc, permet de continuer une science physique en refoulant pour 3 siècles la science des rêves possibles. Très juste. Oh, quel bonheur. Très juste, oui, très juste. Parce que je me dis, même dans mon souci de prolonger ce parallèle philosophie-peinture, je me dis en effet, alors tout comme j'invoquais les intérieurs d'église tout à l'heure, le thème du rêve dans la peinture, il faut voir comment il le traite au XVIIe siècle. Hein. Le personnage qui rêve, le thème du sommeil, de la méditation, etc. Justement par rapport à la lumière, ça change constamment. Le méditant du XVIIe, c'est pas du tout la même chose que le méditant du XVIe, ni du XVe, etc., etc. Oui, mais ta remarque est très très juste. Oui, oui, voilà pourquoi ils n'avaient pas de psychanalyse, quoi. Eh ben, quel équilibre ils avaient atteint, eux, hein. Quelle honte pour nous. Bon. C'est la suivante. C'est l'apparition du monde de l'infiniment petit qui a été tiré des observations de Longweg. Et c'est particulièrement dans la seconde moitié du XVIIe siècle que le microscope ou les applications à l'étude de la nature a été le plus développé. C'est vrai que ça a été resté marginal. Même le siècle dernier, quelqu'un comme Cuvier appelait le microscope cet inutile miroir à plus. Mais non, mais pardon, vous avez beaucoup plus raison que vous ne le prétendez, parce que si Cuvier fait ça, en revanche, les gens du XVIIe ne se trompaient pas. Ils ne se trompaient pas. Leibniz s'est plaint du thème du microscope. Et l'entourage même de Spinoza, à Delft, par exemple, l'activité était frémissante. Très juste. Très juste. L'observation de l'espace. Là, vous venez de... Je peux terminer avec ça. C'est par exemple, chez Longweg, on a vu la visite de plusieurs personnalités. Le roi d'Angleterre, Charles II, Georges Ier, la reine Anne, les arts à Pierre le Grand de Russie, c'est rendu. Et le problème technique capital qui a dû résoudre Longweg, c'était justement un problème de lumière. Plutôt que le problème de lente, parce qu'il ne voyait qu'avec le microscope sans Ouais. Ça, je suis très content parce que cette intervention est très... les 2 interventions là ont été parfaites parce que elles sont vraiment précieuses, il me semble. Et en effet, vous venez de lancer un thème qui nous occupera sans doute la prochaine fois parce qu'on n'a pas fini avec cette histoire de l'équilibre du XVIIe. À savoir qu'en effet, tout le XVIIe est dominé par, finalement, à quoi il pense. Il est dominé par une certaine pensée de l'infini, qui est absolument pas grecque, là, qui est vraiment même le contraire de la pensée grecque. Or, je dis juste que la pensée de l'infini, quelle qu'elle soit, je dis, le XVIIe est dominé par une pensée de l'infini dans les 2 sens. Pensez à Pascal. L'infini dans tous ses ordres, à savoir dans l'ordre de l'infiniment grand et dans l'ordre de l'infiniment petit. Or, comment, si je pose la question, comment est possible une pensée de l'infini?
sous la double forme aussi bien de l'infiniment grand que de l'infiniment petit. C'est-à-dire tout ce thème pascalien. Ou alors là aussi la remarque de Comtesse prendrait rebondirait là-dedans, y compris l'espace du rêve, y compris tout ce que vous voulez. La réponse, elle me paraît simple, je ne comprends pas bien pourquoi encore, mais on le verra la prochaine fois. La pensée de l'infini sous tous ses ordres, ce qui réunit tous ces ordres d'infini, ce qui élève à l'infini sous quelque ordre que ce soit, c'est précisément le déploiement d'un espace optique. C'est ce déploiement, c'est lorsque, finalement, l'espace optique se libère des formes finies. Je donne la réponse, là. C'est pour ça que les Grecs, c'était pas de l'espace optique. La lumière grecque, elle n'était pas simplement optique. La lumière grecque, elle ne vit finalement que sur les corps, comme une espèce de caresse ou d'agression vis-à-vis des corps. C'est-à-dire, ce qui compte dans la lumière grecque, c'est le contact de la lumière avec le corps, avec le temple, avec ce que vous voulez. Mais la lumière pour elle-même, là, forcément, là, la lumière pour elle-même, c'est précisément l'indépendance par rapport à la forme finie. Donc, le déploiement d'un espace purement optique est en même temps et comme la condition nécessaire pour une pensée de l'infini. Et une pensée de l'infini sous tous les ordres, puisque, comme il vient de dire très justement, ce sera aussi bien la question de la lumière au niveau du microscope et la découverte de ce qu'ils appellent à ce moment-là un infiniment petit, ou bien l'espace mental de l'infiniment grand, c'est-à-dire la théologie de la lumière. C'est ça qui va tisser cette philosophie science du XVIIe siècle. Alors vous comprenez à ce niveau là aussi dire il croyait à l'infini, mais c'est idiot, enfin vraiment c'est idiot, ça fait même souffrir. C'est vrai qu'il croyait à l'infini, mais de quelle manière? Il ne croyait pas à l'infini parce que l'Église leur disait de croire à l'infini. Et quand on fait de l'histoire mauvaise, vous comprenez, quand on fait de l'histoire mauvaise, on présente les choses comme ceci, par exemple. On dit, premier temps, il y a eu des conceptions, je pense à des livres très simples qui exposent toujours ce point de vue. Premier temps, ils ont découvert l'analyse infinitésimale, mais comme ils étaient quand même pas aussi intelligents que nous, ils ont cru que c'était du domaine de l'infini et qu'ils l'ont interprété en termes d'infiniment petit. Et puis, deuxième temps, c'est ce qu'on appelle une conception pré-scientifique du calcul infinitésimal. Et puis, il serait venu un second temps, d'ailleurs très tardif, où on se serait aperçu que l'analyse dite infinitésimale ne faisait aucune référence à l'infiniment petit, qu'elle devait s'interpréter en termes strictement finis, en termes d'ensemble. Bon, quand on présente les choses comme ça, mais on comprend rien, je crois. D'abord, c'est facile, à ce moment-là, on a l'air de dire nous, on a dépassé les préjugés du XVIIe. Prenez s'il lit l'analyse infinitésimale à l'infiniment petit. C'est pas parce qu'ils sont idiots, ou insuffisamment savants, ou parce qu'il manque des données scientifiques qui permettraient de faire autrement. C'est en vertu de tous les présupposés qui leur font découvrir le calcul infinitésimal. Ces mêmes présupposés qui leur font découvrir le calcul infinitésimal les déterminent à penser le calcul infinitésimal en termes d'infiniment petit, puisque c'est inséparable de cet espace optique. Si bien que c'est idiot de faire des... il faut plutôt se dire, oui, à chaque époque, ils avaient le secret de quelque chose, et les secrets, ils ne cessent pas d'être perdus, quoi. Les secrets de peinture, les secrets de philosophie, Dieu merci, ils ne cessent pas d'être perdus, c'est pas triste puisqu'on en a d'autres. Alors, c'est à partir de nos secrets à nous qu'on peut retrouver quelque chose du secret, des secrets du XVIIe. Exactement comme en peinture, quand on dit, mais de quoi il se servait comme liant, tel peintre, de quoi il se servait? On ne voit pas bien, qu'est-ce que c'était ou bien quel vernis, comment qu'il faisait son vernis, qu'est-ce que c'était, tout ça. Des secrets, il faut se dire ça, des philosophes du XVIIe. Il
faut pas se dire, ah, ils croyaient que le calcul infinitésimal, c'était de l'infiniment petit. Il faut se dire bien mieux. Eux, ils avaient le secret de le lier à l'infiniment petit par précisément le développement d'un espace optique pur. Que nous, ce soit plus notre problème, c'est bien possible. C'est bien possible. Mais qu'on ait affaire encore avec ce problème. Et qu'aujourd'hui, ce problème se repose sur d'autres bases. C'est évident. Bon, il faut que j'aille faire ma course. Oui. Parle plus fort, j'entends pas. La perspective, oui, oui, oui. Mais là, c'est tellement compliqué, tu en sais plus que moi, toi, sur la perspective. Je dirais la même chose, il y a des perspectives purement optiques, et que le XVIIe siècle, l'apport du XVIIe à la perspective, c'est finalement la découverte d'une perspective purement optique. Hein. Parce qu'avant, il y a aussi des perspectives. La perspective grecque ou bien la perspective dite par axe de fuite, ça me paraît encore une perspective tactilo-optique, pas optique pure. Hein. Alors c'est toi qui peut-être, au besoin, si tu réfléchis là-dessus, que si tu faisais une intervention la prochaine fois, ce serait très bien sur ces... qu'est-ce que c'est qu'une perspective purement optique? Oui. Réfléchis-y. Hein. La perspective par point de fuite, le point de fuite au lieu de l'axe de fuite, quelle différence il y a entre... Mais enfin, il faudrait, ça nous entraînerait à définir. Mais tu as remarqué juste, moi je la traduirai en disant, le problème de la perspective au XVIIIe, au XVIIe doit être lié précisément à ce développement d'un espace optique pur. Oui. J'entends pas. Complètement, ouais, complètement. Un type qui serait sur la planète Mars, qui est complètement nourri comme je le pensais, il dirait lui que tout tourne autour de la planète Mars. Et alors l'idée d'aller se placer sur la planète Mars, c'est devenu avoir un essai ultraviolet. Et à ce moment-là, on pouvait se placer n'importe où. Alors après, il y a oui, tout à fait. Mais je me demande, là, en effet, Nicolas Cru, j'y pensais plus, mais est-ce que ce ne serait pas une espèce de charnière? Il y a ces types charnières, Renaissance, âge classique, très, très... Ouais. Ouais, ça au niveau astronomique, et là je ne sais pas assez pour... mais au niveau astronomique, ça se poserait la constitution d'un espace pur astronomique, d'un espace optique pur en astronomie. Alors il faudrait reprendre, oui, mais c'est trop fatigant tout ça, parce qu'il faudrait reprendre déjà l'astronomie grecque, essayer de montrer comment les modèles astronomiques grecs ont des référents tactiles. Je suis sûr que ce serait possible. C'est pas un espace optique, leur astronomie. Oh oui, il faudrait faire ça. Tu veux pas faire ça? Ouais. Alors. Eh bien, je vais faire une course. Hein. Attendez-moi. Toi, t'enlèves ta main, il y en a un autre qui arrive. Vous voyez. Vas-y. Bon, on va finir vite, hein, parce que je sens votre extrême fatigue et tension. Comprenez, tout ça, vous ne considérez pas que c'est terminé, je veux dire, il faudra voir, je crois, la prochaine fois, et il faudra revenir à ce thème de l'infini, j'en suis pas là, mais précisément parce que là, l'ontologie, le problème de l'ontologie est directement lié à cette question de l'infini. Et encore une fois, quand on se dit ça, je ne sais pas, moi, mon seul but, ce serait vraiment que vous considériez tous ces gens comme vraiment des créateurs. Ben oui, si j'arrive à ça, oui.
comprenez que la question, c'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Si je me dis, tiens, je vais concevoir l'activité de la pensée comme si elle se faisait dans un espace purement optique mental. Vous me direz, eh ben, essaie, on verra quel effet ça fait. Je veux dire, c'est pas la question est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils n'ont pas raison. La question, c'est comme on dit, faut le faire. Faut le faire. S'ils réussissent, ce sera ce qu'on peut appeler un grand moment, en un sens non hegelien, c'est-à-dire pas quelque chose qui est dépassé, ni dépassable, ce sera un très grand moment dans l'histoire de la pensée. Et encore une fois, aujourd'hui, si la tentative est reprise, s'il arrivait qu'elle fût reprise, ça ne pourrait pas se faire, évidemment, sur les mêmes bases qu'au XVIIe siècle. Donc je dirais les vrais disciples du XVIIe siècle aujourd'hui, c'est ceux qui reprennent cette tentative, mais avec de tout autres moyens, si bien qu'on ne s'aperçoit même pas qu'ils sont d'une certaine manière cartésiens ou spinozistes, etc. Mais en même temps, ceux qui parmi vous pourraient avoir une réaction, ah bah, voilà, moi, ce dont je rêve de répondre à la question, ce dont je rêve, ce serait qu'on cesse de dire « oh non, ça m'intéresse pas », au profit d'une autre réponse qui serait déjà une réponse et pas une question, et qui consisterait à dire d'avance les raisons pour lesquelles ça peut ne pas intéresser quelqu'un. Il est évident que, par exemple, le développement d'un espace optique pur n'est pas le problème principal pour quelqu'un qui aurait, pour 1000 raisons, qui aurait des attaches ou un sens tactile tel que son problème à lui serait tout autre. On me signalait tout à l'heure qu'en effet, ce que je disais de la peinture au XVIIe siècle, ça valait avant tout pour la peinture hollandaise, mais que, évidemment, ça valait pas pour la peinture italienne. L'Italie, elle a là aussi, tout comme les Grecs, c'est pas du tout un peuple de la lumière. Bizarrement, dans ce cas-là, ça a été les Pays-Bas, le grand peuple de la lumière et de l'optique. Bizarrement, est-ce que c'est bizarre? Non, c'est pas bizarre, je crois. C'est pas tellement bizarre. Si vous pensez au paysage hollandais, c'est pas bizarre du tout que ce soit eux. Finalement, le soleil, c'est pas la lumière. Hein. Le soleil, c'est un sale truc, le soleil, parce que ça fait des reflets. Or, les grands peintres de lumière ont toujours détesté les reflets. Prenez un peintre comme Cézanne, hein. Et alors, lui, il n'est pas seulement peintre de la lumière, mais il y a une forte lumière chez lui, vraiment. Il a retenu les leçons du XVIIe, hein, avec d'autres moyens. Mais Cézanne, justement, quand il parle de la lumière, c'est pas du tout le soleil. Parfois, il parle du soleil, il aime ça, mais pas ça. Pour lui, le secret de la lumière, c'est pas dans le soleil, c'est dans le jour gris. Les fameux textes de Cézanne sur le jour gris, qui convient très bien aux Pays-Bas, c'est ça. Le réceptacle de la lumière, si elle a un réceptacle, c'est le jour gris. Le soleil fait des formes. Le soleil, il fait des formes, oui. Ou bien il fait autre chose, qui n'est plus forme, mais... C'est pour ça que les peintres italiens ont mis l'architecture. Ouais. Donc ce que j'ai dit, vont pas pour la peinture italienne, mais justement, la peinture italienne, c'est pas elle qui fait... Oui, il y en a qui s'y intéressent pas. Oh non, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Quoi? Ouais. Oui, c'est délicat. Hein. C'est complexe, quoi. Alors voilà. Bon, revenons à notre point de départ. Mais on peut revenir au point de départ maintenant avec plus de force. À savoir, je disais, Spinoza veut nous tirer du monde des signes. Pour nous amener à quoi? Je disais simplement, tout ce temps, j'ai essayé de donner un sens plus concret à ça. Il veut nous tirer de ce monde des signes qui est fondamentalement un monde variable, un monde associé, un monde équivoque, pour nous amener à une espèce de monde, en effet, de la lumière.
la substance, d'une certaine manière, la substance spinoziste, c'est la lumière. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il s'agit de rendre les signes clairs? Non. Les signes ne peuvent pas être éclaircis, puisque toute leur nature, c'est dans leur nature même qu'ils sont variables, associatifs, équivoques. Donc, il s'agit vraiment de se détourner du monde des signes. Il s'agit de conquérir un autre monde qui va être le monde de la lumière, c'est-à-dire le monde optique. Finalement, les signes, à la limite, il faudrait dire les signes, ben non, c'est pas l'espace optique. Il peut y avoir des signes optiques. Mais... Et alors, qu'est-ce que c'est, ça, ce monde? Ne serait-ce que la définition du signe nous donne. Imaginez un langage qui serait fait d'expressions, premièrement, constantes. Deuxièmement, systématiques. Troisièmement, et avant tout, univoques. Des expressions univoques. C'est-à-dire des expressions où chaque, je ne peux plus dire chaque signe, puisque le signe est dans son essence équivoque. Donc chaque terme, des expressions où chaque terme aurait un sens et n'aurait qu'un sens. Ce serait ça le monde de la lumière. Le monde mental de la lumière, ce serait ça. Ce serait un langage de la pure univocité. Un langage fait d'expressions univoques alors que notre langage est fait de signes équivoques. Question là-dessus, ça nous fait, même quand on pose un problème comme ça nous fait faire un bond. Le bond, je voudrais presque que vous l'ayez prévu, à savoir qu'est-ce que c'est que cette drôle de manie qu'il a de faire un exposé géométrique. Qu'est-ce qu'il attend de la géométrie? Qu'est-ce qu'il attend de ce procédé? Il n'est pas plaqué, ce procédé, mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est évident que pour lui, même si on s'en tient là, en fait c'est encore plus compliqué que ça, mais même si on s'en tient là, le langage de la géométrie est un langage essentiellement univoque, par opposition au langage quotidien, au langage courant. Le langage de cette science est un langage univoque. Dès lors, il arrivera à faire une métaphysique exposée géométriquement. Il a une horreur de toutes les expressions équivoques. Et encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de poésie? Au contraire. Il fait une poésie de l'univocité pure. Qu'est-ce que c'est, cette poésie de l'univocité pure? C'est précisément. Comprenez? C'est pas difficile à comprendre qu'il y a une création étonnante. Un langage univoque, c'est pas un langage où il y a un sens fixé une fois pour toutes. Réfléchissez à ceci. Notre langage est naturellement équivoque. C'est-à-dire chaque mot que j'emploie a plusieurs sens. Donc si vous me comprenez, c'est parce qu'en même temps que je parle, vous arrivez à déterminer le sens. En quel sens j'emploie chaque mot? Mais donc, c'est ça notre langage, si j'ose dire, naturel ou conventionnel, peu importe. C'est ça les conditions dans lesquelles nous parlons. Si bien que se réclamer d'un langage univoque, c'est quoi? Mais c'est s'engager à le construire. Il n'est pas donné tout fait. C'est s'engager à le construire. Et faire un langage univoque, c'est pas du tout choisir un sens pour un mot en disant ce sera le seul sens. Ce serait trop facile. Parce que qu'est-ce qui me permettrait de fixer un sens en disant ça doit être le seul? Un sens originel, je pourrais toujours invoquer un sens originel et dire le mot n'aura que ce sens originel. Pas beaucoup d'intérêt parce que ce sera une décision complètement arbitraire, conventionnelle. Ça n'empêchera pas que le mot continuera à être de telle nature qu'il aura plusieurs sens possibles, même si je néglige les autres sens.
En fait, comprenez qu'il faut une création extraordinaire pour inventer des termes et pour inventer des sens tels que ces termes n'auront qu'un sens et ce sens sera le seul sens possible du terme. Tout ça est entièrement inventé. Si bien que lorsque Spinoza nous dit « je prends la substance », le mot substance en a un seul sens, en a un seul et unique sens. Il ne faut pas croire qu'il privilégie un sens préexistant du mot substance. Le mot substance se disait en plusieurs sens. Ça veut dire quoi? C'est clair, dans toutes les philosophies, c'est clair, il y avait des substances spirituelles. Par exemple, je prends Aristote. Il y avait des substances purement spirituelles. Et puis, il y avait des substances matérielles. Bien plus, il y avait des substances matérielles en plusieurs sens différents. À savoir, il y avait des substances qui n'avaient pas d'autre matière que locale. Il y avait des substances qui avaient matière locale plus d'autres types de matières. Ou bien dans toute la théologie classique, Dieu est substance, les créatures aussi sont substance. Ça ne peut pas être en un seul et même sens. Comme on dira, Dieu est substance éminemment. Donc le mot substance se dit de Dieu et des créatures, mais il se dit de Dieu et des créatures par analogie, disait saint Thomas. C'est-à-dire en des sens différents, ces sens étant simplement analogues. Lorsque Spinoza dit « je prends substance en un seul et même sens », et on conclut « il n'y a qu'une seule substance », encore une fois, ne croyez pas qu'il se contente d'isoler un sens du mot substance pour lui donner la préférence. Il s'engage à faire tout à fait autre chose, à savoir inventer un sens du mot substance tel que ce sens soit unique et donc qu'il n'y ait qu'une chose, qu'il n'y ait qu'un terme qui vérifie ce sens. Donc un langage de l'univocité, ce n'est pas un langage tout fait qui exclut l'équivocité, c'est un langage à créer à partir de notre langage équivoque et de telle manière qu'il vous sorte de l'équivocité. Je prends un texte de Spinoza, très précis, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Spinoza dit à un moment dans l'Éthique, je ne donne pas trop de références parce que mon rêve c'est tellement que vous les découvriez, les textes que je cite par votre propre lecture de l'Éthique. En tout cas, assez au début, dans les 2 premiers livres de l'Éthique, ça vous en fera lire 2 au moins si vous pouvez trouver le texte. Dans les 2 premiers livres de l'Éthique, Spinoza dit ceci. Une formule très très curieuse, très belle. Si Dieu avait un entendement et une volonté, si Dieu avait un entendement et une volonté, le mot entendement et le mot volonté devraient être compris à peu près comme le mot chien qui désigne tantôt l'animal aboyant, tantôt la constellation céleste. C'est un beau texte là, que vous devez sentir qu'il est au cœur de notre problème. Si Dieu avait un entendement et une volonté, les mots entendement et volonté devraient être compris un peu comme le mot chien, qui désigne à la fois l'animal aboyant et une constellation céleste. La constellation du chien, quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Le texte est très riche. Il est en train de nous dire, évidemment, la clin d'œil, pour ceux qui savent, mais vous savez, ça, pour Descartes, pour les cartésiens, Dieu a un entendement et une volonté. La différence entre nous et Dieu, c'est que, dans le cas de Dieu, c'est un entendement infini, tandis que, pour nous, c'est un entendement fini. Bon.
Au niveau de la volonté, c'est plus compliqué, parce que notre volonté, selon Descartes, est infinie. Donc je laisse tomber la question de la volonté qui nous entraînerait trop loin. Mais enfin, Dieu a un entendement infini, nous on a seulement un entendement fini. Du fini à l'infini, hein, c'est pas la même forme. Je veux dire, tout change. En d'autres termes, entendement est un mot chez Descartes exactement comme substance. Vous trouvez chez Descartes, parce qu'un même auteur n'est pas complètement aligné sur un plan unique. Je vous disais tout à l'heure, Descartes fait partie de ces philosophes de la lumière. Ça n'empêche pas qu'il reste thomiste, il reste disciple de saint Thomas sur un point très précis, à savoir l'analogie de l'être. La substance se dit en plusieurs sens. Et chez Descartes, on voit très bien que la substance se dit en trois sens. Elle se dit de Dieu, elle se dit de l'âme, et elle se dit des corps. Donc, il y a trois sortes de substances qui ne sont substances que par analogie. C'est pas au même sens que Dieu et les créatures sont substances, et c'est pas au même sens que les créatures spirituelles et les créatures corporelles sont substances. Donc là, sur ce point, il y a un thomisme de Descartes qui reste tout à fait avant le XVIIe siècle sur ce point. Encore une fois, un auteur n'est pas tout entier. Bien. Donc, Spinoza dit, là il marque bien, il dit forcément, à ce moment-là, ils ne pourront pas, et Descartes appartient encore au Moyen-Âge. À l'idée de Spinoza, parce que Descartes n'a pas pu créer ou pas su créer les conditions d'un langage univoque. Dans la mesure où il accorde à Dieu entendement et volonté, c'est forcé, il en reste à une simple analogie. Il n'a pas les moyens de faire la langue univoque. Il n'a pas les moyens d'arriver à une expression univoque. Là, on voit très bien ce que veut Spinoza. Pour Spinoza, entendement ne peut avoir qu'un sens. Et que ce soit l'entendement de Dieu ou l'entendement de l'homme. Qu'il soit infini ou fini, là, il va très loin, Spinoza. Je veux dire, c'est un des points les plus nouveaux chez lui. Il aurait pu dire, un entendement infini, c'est contradictoire, il ne peut pas y en avoir. Or, il ne dit pas ça. Il dit, mais oui, un entendement infini, ça peut exister. Mais si ça existe, s'il y a un entendement infini, c'est exactement au même sens où il y a des entendements finis. En d'autres termes, il va lancer son idée, qui est très appartenant à un point de vue de l'immanence, à savoir, les entendements finis sont des parties de l'entendement infini. Et il y a adéquation de la partie et du tout. C'est en un seul et même sens que le mot entendement se dit. Il n'y a qu'un sens pour le mot entendement. Dès lors, ça veut dire quoi? Si l'entendement est fini comme l'entendement fini, si ça a le même sens, ça veut dire une chose très simple. Ben, l'entendement, il ne fait pas partie de la substance. L'entendement, c'est un mode. L'entendement, c'est un mode de la pensée. Donc, la substance, elle n'a pas d'entendement. L'idée d'une substance douée d'entendement, c'est contradictoire, puisque l'entendement, c'est un mode de la pensée. Une substance peut être douée de pensée, même elle l'est nécessairement, mais la pensée et l'entendement, c'est pas du tout pareil. La pensée, c'est un attribut de la substance, l'entendement, vous voyez, ça le force à une espèce de terminologie là, qui renouvelle beaucoup de choses. Vous me direz pourquoi, quel intérêt? Ben, précisément, c'est dans de telles conditions qu'il peut arriver à constituer un langage où, quel que soit le terme employé, il n'aura qu'un seul sens. C'est à condition de faire tout un système d'invention où ce nouveau sens, le sens unique, est strictement inventé. Entendement va prendre évidemment un nouveau sens. Si bien que je peux résumer maintenant le projet de Spinoza, même du point de vue d'un langage possible, arriver à extraire notre langage courant de son équivocité fondamentale et arriver à former des expressions univoques. Et encore une fois, ça implique poésie, création, ce sera une poésie de la lumière, ce sera une création de l'univocité.
Mais alors, on piétine toujours, parce que mais il a fallu ce long détour. Eh bien, comment on va sortir de ce domaine des signes, puisque je vous rappelle que ces signes ont 3 caractères, variables, associatifs et équivoques. En même temps que j'ai dit les caractères du signe selon Spinoza, je m'aperçois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Les caractères, ça c'est les caractères de tout signe. Tout signe est un peu tout ça. Il est variable, il est associé, il est équivoque. Mais quels sont les genres de signes? Est-ce qu'il y a plusieurs genres de signes? Oui, peut-être il y a plusieurs genres de signes. C'est-à-dire comment rompre avec le signe, avec les signes. Il faudrait voir leur genre pour voir si on peut rompre avec. Il ne suffit pas de grouper leurs caractères. Et les genres de signes, je voudrais juste en finir là aujourd'hui, mais même pas, je voudrais juste les indiquer parce que les genres de signes, il me semble, là aussi en groupant les textes, mais c'est à vous de le refaire. Si vous arrivez à un autre résultat, c'est très bien, c'est juste... Le problème que je me pose là, c'est peut-on constituer une théorie du signe selon Spinoza? Mais il me semble qu'en effet, outre qu'il distingue, outre qu'il a défini des caractères du signe, il distingue 3 genres de signes. Chaque genre a les 3 caractères précédents. C'est pas la même chose, les 3 genres et les 3 caractères. Voilà, je dirais, qu'est-ce qu'il appelle signe? Premier genre de signe, c'est la situation suivante. Je dis, le soleil se lève. Ou le soleil est à 100 pieds. Voilà. D'après ma perception, j'attribue un mouvement au soleil, une taille au soleil, une distance au soleil, de moi au soleil, etc. Mais il faut bien que j'opère d'après des signes. Qu'est-ce que c'est un signe? Ma perception est donc un signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes perceptions sont des signes. Mes perceptions sont des signes, ça veut dire quoi? En fait, mes perceptions, c'est quoi? C'est des effets. Comment Spinoza définit-il? C'est des empreintes. Il a toute une théorie de la perception empreinte, très simple. À savoir une perception ou, on l'a vu la dernière fois, je ne reviens pas là-dessus, je rappelle juste, ou une affection. Affection. Une perception ou affection, c'est pareil pour lui, c'est l'empreinte d'un corps extérieur sur mon corps. C'est ça un signe. L'empreinte d'un corps extérieur sur mon corps, c'est un signe. En d'autres termes, un coup de tampon dans la cire, quoi. Voilà un signe. Ben, les corps extérieurs agissent sur mon corps de cette manière. Par exemple, le soleil, corps extérieur, agit sur mon corps dans de telles conditions, c'est-à-dire d'après son empreinte, dans de telles conditions que je le vois à telle distance, avec telle taille, etc. Je dirais donc, le signe, c'est l'empreinte du corps extérieur sur le mien, c'est-à-dire, c'est l'effet d'un corps extérieur sur mon corps. Vous remarquez que, quelle est la cause là? Qu'est-ce qui fait que le soleil agit ainsi sur mon corps? J'en sais rien. Il faudrait que je connaisse le soleil pour lui-même, pour savoir par quelle cause et en vertu de quelle cause il agit ainsi sur moi. Mais cette connaissance, au fond, nous en sommes, je ne l'ai absolument pas. Je reçois simplement l'image visuelle, l'image calorifique, l'image thermique, etc. du soleil. Et je dis, oh, le soleil est chaud.
Et je dis, ah, le soleil est un disque rond, etc., etc. Tout ça, c'est des empreintes du soleil sur mon corps. Bref, dans ma situation, je ne connais que des effets. Je ne connais que des effets et des effets, des empreintes sur mon corps qui sont détachées de leur cause. Je ne connais que des effets séparés de leur cause. Voilà. Voilà ma situation, c'est la situation de la perception. C'est par là ces effets dont je perçois le soleil d'après l'effet du soleil sur mon corps. J'ignore les causes de cet effet. C'est-à-dire, j'ignore comment cette empreinte est produite. Moi, j'éprouve l'empreinte, c'est tout. On appellera premier genre de signes ces signes-là, les signes empreintes. Cherchons un mot complexe, là, pour si l'on faisait une espèce de typologie logique des signes. Ce serait à mettre en rapport avec celle de Peirce, justement, qui n'a rien à voir, mais ce serait d'autant plus intéressant de voir à quel point Spinoza soutient la comparaison. Je dirais, ce sont des signes indicatifs. Et pourquoi je dirais indicatifs? Heureusement, parce que Spinoza emploie le mot. Vous le trouverez dans le livre 2 de l'Éthique, indicare. En effet, il nous dit, mais attention, c'est très important, il nous dit, lorsque le soleil agit sur mon corps, l'empreinte qu'il laisse sur mon corps indique plus, pas seulement, mais indique plus la nature de mon corps affecté par le soleil que la nature du soleil. C'est par là que l'empreinte est un signe, séparé de sa cause. La cause, c'est la nature du soleil, mais justement l'empreinte, elle ne me dit pas la nature de la cause du soleil. Elle me dit beaucoup plus sur la nature de l'effet, c'est-à-dire de mon corps, à savoir qu'il est réchauffable par le soleil. Prenez l'exemple fameux de Kant dans une toute autre. Le soleil fait fondre, durcit l'argile et fait fondre la cire. Exemple admirable, puisque vous savez que ce n'est pas un exemple. J'ai longtemps cru, je dis vous savez, mais non, j'ai eu une illumination un jour, parce que j'ai appris dans un comment qu'on dit, dans un dictionnaire, que une méthode pour faire de l'acier, une méthode très ancienne, utilisait à la fois l'argile et la cire. Du coup, j'ai mieux compris l'exemple de Kant. J'ai l'air de parler d'autre chose, mais pas du tout. Kant nous dit, donc dans un exemple qu'il invoque pour de toute autre raison, admirer, c'est quand même bizarre. Le soleil durcit l'argile et fait fondre la cire. C'est un commentaire vivant de l'idée de Spinoza. À savoir, l'empreinte nous renseigne beaucoup plus sur la nature du corps affecté que sur la nature du corps affectant. Puisque dans ce cas, le corps affectant, c'est le soleil, mais il a deux effets contraires suivant la nature des corps affectés. La cire est ainsi constituée qu'elle fond sous l'action du soleil alors que l'argile sèche et durcit. Bon, alors, l'effet, nous dit Spinoza, l'empreinte, le signe empreinte, indique plus la nature du corps affecté que la nature du corps affectant. Je dirais, c'est ça le statut des signes qu'on pourra appeler, qu'on devra appeler dès lors, des signes indicatifs. Des signes indicatifs. Bon, voilà un premier groupe de signes. Signes empreintes. Deuxième groupe de signes. Comprenez, déjà, je suis une triste créature. Quand il parlait du monde des signes, là, qui nous laisse dans le noir, qu'on ne sait même pas comment vivre, qu'on est perpétuellement affolé, ben, ça s'explique un peu mieux. On est déjà travaillé par toutes les choses, là. Nous arrive, c'est comme si on était sourd, aveugle, etc. On est travaillé par des signes indicatifs, c'est-à-dire qui nous indiquent beaucoup plus des états de notre corps que la nature des choses.
C'est terrible, ça. Mais bien plus dans cet état, donc, on a des effets et on est séparé de toute compréhension des causes. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce qu'on ne veut pas convenir de notre misère, on fait toujours le malin. Eh bien, on va dire qu'on tient tout quand même. On va dire que la véritable raison des choses, c'est l'idée de l'effet, et que c'est elle qui contient tous les secrets. Comme on est tellement borné qu'on n'a aucune idée des causes, qu'on est réduit aux empreintes des choses sur notre corps, on va brandir l'idée de l'empreinte en disant « c'est ça qui contient le secret de tout ». C'est-à-dire, le soleil est fait pour me chauffer. Le soleil est fait pour me chauffer, orgueil dément de l'homme. À ce moment-là, lorsque vous avez érigé ce mythe des causes finales, là je vais vite, c'est pour vous donner le schéma de Spinoza, vous vivez dans un monde où vous avez perpétuellement l'impression que non seulement les choses sont faites pour vous, mais que quelqu'un les commande, ou qu'elles vous commandent à vous-même en fonction d'un bien, que le soleil me dit « chauffe-toi à mes rayons », que Dieu me dit « chauffe-toi au soleil ». En d'autres termes, l'illusion des causes finales vous introduit directement dans les signes impératifs, qui sont la seconde grande catégorie des signes. Vous voyez comment on passe des signes indicatifs aux signes impératifs, ça se fait tout seul. Et ces signes impératifs, on les a analysés dans toutes nos séances précédentes. C'est de quel type? Adam ne sait pas, il ne comprend rien, il ignore le jeu des causes. Il est réduit à l'effet de la pomme sur son organisme. L'empreinte de la pomme sur son corps, c'est quoi? C'est que la pomme l'empoisonne. Elle décompose ses rapports. Lui, il y voit une cause finale, il fait de l'idée de l'effet une cause finale, et il dit, c'est l'ordre de Dieu, ne mange pas du fruit. Vous voyez, du signe indicatif, vous passez au signe impératif, par l'illusion de la finalité. C'est votre seul moyen d'en sortir dans ce monde des signes, construire des finalités. Mais les finalités, c'est dangereux. En quoi? Elles distribuent vos ordres et vos obéissances. Dans le monde des finalités, vous ne cessez pas d'ordonner, de commander ou d'obéir. Et les deux à la fois. Et c'est ça le poison du monde. Vous ne cessez pas d'obéir, obéir, commander, commander, ou les deux à la fois. Troisième et dernier point. Dans un tel monde, une fois dit que ces signes, chacun, les signes indicatifs et les signes impératifs, eux-mêmes ne cessent pas d'entrer dans le régime de la variabilité, dans le régime de l'associativité, etc. Ça ne cesse précisément de multiplier le sens des mots. Alors, le soleil, en quel sens? C'est... est-ce que c'est le fruit? En quel sens? Est-ce que c'est au sens du fruit d'Adam? Est-ce que c'est au sens du fruit, au contraire, du paradis, du bon fruit, le mauvais fruit? Les choses vont se distinguer par le bon et le mauvais, par le bien et le mal, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, on se trouve dans un monde où perpétuellement et nécessairement, les choses et les mots sont à interpréter. Et l'interprétation devient l'activité fondamentale de l'entendement, précisément parce que l'entendement ne comprend rien à rien. C'est une situation, si vous voulez, qui est tragique. Vous interprétez quand vous ne comprenez rien, quoi. Quelle leçon, hein. Il n'y a jamais eu si belle critique de l'interprétation. Vous interprétez, ça veut dire quoi? Ça veut dire fondamentalement que les signes sont équivoques. Alors il faut bien interpréter puisque les signes sont équivoques.
Bon, alors on interprète. Si tu dis la mer, ah ben non, ça ne peut pas être la mer. Tiens, ah ben ça doit être la mer, M-E-R-E. Vous voyez, si tu dis n'importe quoi, bon, vous interprétez. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est les gens de l'interprétation, c'est très simple, vous savez. C'est des gens qui ne vivent jamais une chose pour la chose. C'est des gens qui ont une mémoire. Ils fonctionnent à la mémoire. Je veux dire, il faut toujours que quelque chose leur rappelle quelque chose d'autre. Et ça, alors, s'il y a une vie misérable, c'est celle-là. La vie misérable, c'est vraiment les types qui passent leur temps. Ils peuvent rien voir sans que ça leur rappelle quelque chose. C'est terrible, ça. Chacun de nous en connaît des comme ça. Moi, j'en connais. Je reconnais. Quoi qu'on dise à quelqu'un, ça lui rappelle quelque chose. On a envie de lui dire, arrête avec ta mémoire de con, tout ça. Ah non, ça. C'est pas, je plaide pas pour le thème tout est nouveau. C'est pas ça. Je dis pas que tout soit nouveau. Je dis la première leçon de la sagesse, c'est considérer une chose en elle-même pour ce qu'elle est. C'est pas qu'elle soit nouvelle ou pas nouvelle. C'est chose, voilà. Où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce qu'elle commence, etc. Mais ces espèces de filaments visqueux, là, par quoi une chose rappelle une autre chose, vous savez, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, moi ça me fait un effet de catastrophe. Il y a des gens qui aujourd'hui de tout temps, n'écrivent plus que comme ça. Évidemment, ça fait une littérature toute faite, parce que c'est de la littérature associative, quoi. Une fois dit que quelque chose peut toujours rappeler autre chose, il n'y a qu'à dévider le truc, on fait vite 500 pages. C'est pas compliqué. À ce moment-là, ça fait gros, mais c'est dur, quoi. C'est dur, c'est drôle de littérature. C'est cette littérature, oui, je sais pas quoi, c'est la littérature de la mémoire, quoi. Jamais un écrivain de génie n'a eu la moindre mémoire. Je dis même ceux à qui on la prête, je veux dire même Proust, et surtout Proust, il n'a jamais travaillé à la mémoire, quoi. Alors, c'est quand même curieux, ça. Vous comprenez? Ça ne fait qu'un, la chaîne associative et l'interprétation. Tu dis tel mot, ah, quel autre mot ça te rappelle? Oh, mais on a envie, je sais pas ce dont vous avez envie. C'est pas qu'il faille nier que ça rappelle ça. Mais évidemment, ça rappelle si on se met dans ces conditions. Hein? Si on se met dans ces conditions d'associativité, bah oui, on peut toujours se mettre dans les conditions les plus débiles possibles. On peut même se vautrer, on peut défiler la débilité, on peut en faire un fil kilométrique. Ça marche toujours. Pourquoi que ça ne marcherait pas? Ça existe, les associations. Simplement, il s'agit de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut en sortir ou est-ce qu'on veut y vivre et mourir? On aura le temps d'y vivre et mourir. Parce que, et puis on crèvera encore plus crétin qu'on était né. Ça, c'est tout. Rompre les associations, ça a toujours été ça. Toutes les raisons de la vie et toutes les raisons de l'art. Et là, à cet égard, l'art et la vie, c'est strictement pareil, quoi. Si on rompt pas les associations, on gâtouille dans son coin, quoi. C'est très bien. On peut gâtouiller comme ça 10 ans, 20 ans, 40 ans, tant qu'on tient le coup. Pas difficile. Vous comprenez? Alors, à ce moment-là, il vaut mieux sauter tout à fait à la fin. Il vaut mieux sauter à la fin. C'est-à-dire faire le coup de génie de Beckett. Dire, bon, d'accord, mais on va s'installer à la fin. C'est-à-dire au moment où les associations, elles commencent à patauger dans la nouille, quoi. Alors, bon, là c'est très bien, parce que ça c'est la vérité finale de l'association. Si vous prenez ce chemin, vous aboutissez à ça. Et alors, Beckett peut là-dessus nous donner sa grande leçon de vie et de joie. Dire, c'est marrant tout ça, évidemment. Enfin, méfiez-vous de tous ces trucs-là. Je dirais la troisième sorte de signes, c'est les signes interprétatifs. Je me demandais si, par exemple, le Rousseau que tu soulevais la dernière fois, si Rousseau, par exemple, n'a eu qu'un pressentiment du matérialisme sage, c'est-à-dire qu'il n'a eu qu'un pressentiment de la sélection active et de la composition dans la sélection active, c'est que peut-être, et les confessions par exemple en témoignent, il était dans l'efficacité des traces, justement, et non pas dans la sélection où tout lui rappelait quelque chose d'autre.
Par exemple, l'objet du désir présent ne fait que lui rappeler l'objet trace d'un désir ancien, et ça en renvoie à l'infini. Par exemple, le cas remarquable, c'est Mademoiselle de Lambertier, la fustigatrice virile, où toute femme nous rappelle cette même trace. Et puis on peut multiplier les exemples. Donc il y aurait là quelque chose entre une conjonction entre l'efficacité des traces mnésiques et la sélection active selon les événements. Très juste, ouais. Ouais, je dirais pour nuancer là, juste de mon point de vue, tu prends le très bon texte avec les Confessions de Rousseau. De mon point de vue, c'est fascinant le cas Rousseau parce qu'il s'en tirait. Jeune, tant qu'il a été jeune et tant qu'il n'a pas craqué, c'est un cas très très impressionnant, Rousseau. Il s'en sauve parce qu'il joue les chaînes associatives, elles jouent complètement sur lui, mais d'une certaine manière, il les domine justement par un art de sélection. Il se construit les situations. Alors, ça va jusqu'au bouffon. Il est le bouffon. Il se fait une espèce de personnage bouffon qui est fantastique, qui est presque dostoïevskien, quoi, toute proportion gardée. Formidable. Et puis ça craque, ça craque. Avec les malheurs qui lui arrivent, ça craque. Et je vous le disais, moi, ce qui me paraît tellement émouvant dans les Confessions, ce qui en font un grand livre, c'est la manière dont quelque chose, je ne me souviens plus exactement, mais mettons les 5 premiers livres, sont une espèce d'hymne à la joie, une espèce de joie de vivre, joie. C'est vraiment une espèce de immense rire. Où Rousseau se fabrique son personnage et nous montre là le secret de la fabrication du personnage Rousseau dans une espèce de, pas inauthentique, alors dans une espèce d'authenticité absolue. Et puis petit à petit, alors c'est un processus de toute autre nature s'enclenche là-dessus. Les chaînes associatives se mettent plus du tout à jouer dans un art propre à Rousseau qui garde la sélection, mais il n'y a plus de sélection. Et on assiste vraiment à la formation d'un processus paranoïaque qui s'enclenche là-dessus. Et c'est comme un changement de couleur, de livre en livre. Là, les Confessions, c'est comme si l'ombre arrivait, ça s'assombrissait, ça se termine dans le noir absolu. Ça, à cet égard, c'est un livre si on parlait des couleurs des Confessions, c'est fantastique. Comment à partir d'un certain moment, tout devient noir, tout devient... Bon, la suite la prochaine fois. Bon, alors vous voyez, on a bien un problème parce que on tient comme deux bouts d'une chaîne. Je veux dire, à un bout de la chaîne, on a le monde des signes. Dans ce monde des signes, j'ai essayé de montrer en quoi, selon Spinoza, ça va très mal. Et ce monde des signes, c'est vraiment un état de fait. On est dans ce monde. Vous remarquerez que on ne sait pas très bien pourquoi finalement la tradition appelle un certain nombre de philosophes après Descartes les appelle des cartésiens. En quoi la limite c'est cartésien, en quoi Spinoza a plus forte raison est cartésien. On le cherche plutôt en vain, parce que la chose déjà évidente, c'est que il n'y a aucune possibilité je dis ça pour ceux qui connaissent un peu Descartes, il n'y a aucune possibilité d'un cogito chez Descartes. Il n'y a aucune possibilité d'une saisie d'un être pensant. En fait, on est dans un monde de signes, ça signifie quoi ? Ben, ça signifie entre autres que je ne peux me connaître que par les affections que j'éprouve, c'est-à-dire que par l'empreinte des corps sur le mien. C'est un état de confusion absolue, il n'y a aucun cogito, il n'y a aucune extraction de la pensée ou d'une substance pensante. Donc je suis vraiment, mais jusqu'au cou, dans cette nuit des signes. Et la dernière fois, j'ai uniquement consacré la majeure partie de notre temps à essayer de définir ce monde des signes, qui est donc un état de fait, ou si vous préférez, il dira aussi bien Spinoza, c'est l'état de nature. Mais l'état de nature, là, il faut le prendre en un sens très large, c'est pas l'état ancien, l'état dans le temps, l'état d'il y a très longtemps, il était une fois, c'est notre état de fait. En fait, nous vivons parmi les signes, nous ne cessons pas d'en réclamer, nous ne cessons pas d'en émettre, et tout ça.
dans une obscurité, une confusion qui définit le fait, notre état de fait. Or, tout ce monde de signes, avec tous les caractères, à la fois les caractères propres à tous les signes et les genres de signes, je vous rappelle, caractères propres à tous les signes, c'est variabilité, associativité, équivocité. Les genres de signes, c'est les indications, les signes indicatifs, les indications, les impératifs et les interprétations. Là, nous vivons dans un monde d'interprétation, d'impératifs et d'indicatifs. Bon. À l'autre bout de la chaîne, nous avons quoi? Nous avons en quelque sorte le but ou l'idéal que nous propose Spinoza. Et tel qu'on ne peut pas encore le saisir pleinement, mais au moins on le saisit, on commence à le saisir par un aspect, à savoir arriver à un monde de l'univocité. Un monde qui ne serait plus celui des signes toujours équivoques, mais un monde d'expression univoque, où ce qui se dit en un seul et même sens de tout ce dont il se dit. Aussi bien par opposition aux signes obscurs et confus, le nommer le monde des expressions lumineuses. On a vu le rôle de la lumière là-dedans, que le langage soit de lumière. On a vu tout le thème du XVIIe à cet égard, cette espèce de monde optique de la lumière. Remarquez que déjà, lorsque je dis comment arriver à un langage de l'univocité, je dis un peu plus qu'une simple interrogation. Parce que si c'est ça que je me propose, la question même me donne certaines règles. Je veux dire, il ne s'agit pas de rendre univoques des expressions qui ne l'auraient pas été, parce que ça ne marche jamais comme ça. Il y a des signes ou des expressions qui sont fondamentalement condamnées à l'équivocité. Soit deux exemples. Je pose la question, Dieu a-t-il un entendement? Et j'en reste au niveau de la question, de l'analyse de la question. Je ne prétends pas répondre. Je peux déjà préciser, au niveau de cette question, Dieu a-t-il un entendement? Je peux déjà dire, s'il a un entendement, ce n'est pas au même sens que l'homme en a un. Pourquoi? Pour la simple raison que si Dieu a un entendement, c'est un entendement infini qui diffère en nature avec le nôtre. Si Dieu a un entendement dès lors, je ne peux pas échapper à la conséquence suivante, à savoir que le mot entendement se dit en deux sens, au moins en deux sens. Quand il se dit de Dieu et quand il se dit de l'homme, il ne se dit pas au même sens. Donc, du point de vue d'une règle spinoziste, l'affaire est déjà jugée. Dieu ne peut pas avoir d'entendement. Si l'homme a un entendement, Dieu n'en a pas. Bon. Voyez que déjà, rien que la question, poser la question de l'univocité, suffit déjà à éliminer un certain type d'expression. Deuxième question. Dieu est-il substance? Là, c'est plus compliqué. Si je dis Dieu est-il substance, j'essaie de développer la question, toujours de ne pas y répondre, hein, sans y répondre. J'essaie de développer la question. Si Dieu est substance, de deux choses l'une, ou bien l'homme aussi est substance, ou bien l'homme ne sera pas substance. Je continue à développer. Supposons que Dieu soit substance et l'homme aussi. À ce moment-là, substance est un mot équivoque, puisque ça ne peut pas être dans le même sens que Dieu est substance et que l'homme est substance.
Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être dans le même sens? Ça ne peut pas être dans le même sens puisque Dieu sera dit substance en tant qu'il est incréé, comme on dit à cette époque, en tant qu'il est cause de soi. Tandis que l'homme sera substance à son titre de créature. Donc, substance se dira en deux sens, de l'être incréé et de la créature. Bien plus, il se dira en trois sens, de la créature corporelle et de la créature pensante. Dès lors, je peux dire, voyez, rien qu'en analysant la question, si Dieu est substance, avec ma règle d'univocité, je dois dire, si Dieu est substance, j'en sais rien. Mais supposons que Dieu soit substance, il faudra à ce moment-là, s'il y a de l'univocité, il faudra à ce moment-là que l'homme ne le soit pas. Donc rien que la question de l'univocité, rien que la question en tant que question, l'univocité me permet de poser certaines règles d'avance. Ça n'empêche pas que on n'est pas tellement avancé puisqu'on tient les deux bouts, encore une fois. Le monde des signes qui définit notre état de fait, des signes obscurs, notre désir, et pourquoi ce désir, d'où vient ce désir? Notre désir d'accéder à un monde des expressions lumineuses, à un monde de l'univocité, mais plus je me tourne vers les signes, moins je vois de possibilités d'en sortir. Comment échapper à ce monde des signes qui définit la confusion, qui définit l'obscurité, ou qui définit la conception, la très originale, que Spinoza se fait de l'inadéquate. Avec ces trois têtes très redoutables, l'indicatif, l'impératif, l'interprétatif. Alors là, on est bloqué, quoi. On est bloqué, on ne peut pas avancer, si bien que dans votre lecture de Spinoza, il faut se dire, bon, ben, comment il peut avancer, lui? Et quel moyen, là? Je veux dire, il y a des moments où on n'a plus le choix, encore une fois. On se trouve devant un truc sans issue, quoi. On est enfermé dans le monde des signes. Alors, voyez, vous pouvez vous dire, il y a toujours moyen de s'en sortir, vous pouvez dire, eh ben, très bien, il faut s'y faire. Restons dans le monde des signes. Mais encore une fois, tout le XVIIe siècle a été une critique du monde des signes. Pourquoi il a été une critique du monde des signes? Sans doute parce que le Moyen-Âge et encore la Renaissance a développé de magnifiques, même pas théories, de magnifiques théories pratiques des signes. Et la réaction du XVIIe siècle, ça a été cette critique des signes, pour y opposer les droits purement optiques de l'idée claire et distincte, de l'idée lumineuse. Alors bon, Spinoza, il fait partie de ça, donc lui, comment il s'en sort? Moi, je vois qu'une manière, alors, on se dit, bon, il n'y avait qu'une manière, c'est si on avait oublié quelque chose dans le monde des signes. Il faudrait, voilà l'idéal, vous comprenez, on s'en tirerait si, dans les conditions de ce problème, on s'en tirerait si on avait oublié un quatrième type de signe. À savoir s'il y avait des signes assez bizarres dans le monde des signes qui nous donnent non pas la certitude, mais la possibilité de sortir des signes. Ce serait des drôles de signes, ça. Alors, si on pouvait jouer de ces signes-là, bien sûr, ils seraient encore équivoques. Ils seraient complètement équivoques, ces signes. Puisque d'une part, ils feraient pleinement partie du monde des signes, mais d'autre part, ils nous donneraient une espèce de possibilité de sortir du monde des signes si l'on savait les utiliser. Si l'on savait les utiliser. Ben, j'ai l'impression que constamment chez Spinoza, il y a une espèce de fonctionnalisme. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment les fonctions, comment les choses peuvent fonctionner. Alors des signes qui par leur fonction, qui par leur nature seraient des signes, ce serait assez paradoxal, par leur nature ce seraient des signes, mais par leur fonction,
il pourrait nous faire sortir du monde des signes. Et qu'est-ce qu'on a oublié? Alors cherchons si je me dis qu'on a oublié quelque chose. Vous sentez qu'on a oublié quelque chose? Que ce monde des signes, en fait, il ne ferme pas sur soi, comme je l'ai présenté. En effet, qu'est-ce que j'ai dit sur ces signes? Je disais, il y en a 3 sortes. En fait, vous pressentez qu'il va y en avoir 4. Heureusement, sinon on serait condamné au premier genre de connaissance. Quel drame. Alors, ce monde des signes, je disais, c'est des indications, d'une part. Les indications, c'est quoi? Vous vous rappelez, là, il faut que vous fassiez juste attention. C'est pas difficile tout ça, mais il faut juste de l'attention. Les indications, c'est les effets d'un corps extérieur sur le mien, c'est l'empreinte d'un corps sur le mien. C'est la trace, c'est l'empreinte. Et c'est cela que Spinoza appelle affection, affectio, ou idée, ou perception. Ce sont des perceptions. Par exemple, l'empreinte du soleil sur mon corps. Quand je dis « oh, il fait chaud ». Deuxième type de signe, les impératifs, on a vu comment ils sortaient des perceptions, sous la forme des causes finales. Cette fois-ci, les causes finales, c'est du domaine de l'imagination. C'est, comme on disait au Moyen-Âge, des êtres d'imagination ou des fictions. Seconde sorte de signe, c'est les fictions, fondées sur les causes finales. Troisième type de signe, les interprétations. Cette fois, c'est des abstractions, les interprétations. J'abstrais une idée de montagne, et je dis Dieu est la plus haute des montagnes, c'est la montagne des montagnes. C'est un pur abstrait. Vous voyez, perception, fiction, abstraction. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les perceptions, je disais, ce sont à la rigueur, dans la rigueur de la terminologie spinoziste, ce sont les perceptions, c'est la même chose que affection, affectio ou idée. Mais vous vous rappelez qu'il y avait autre chose et que les fois précédentes, j'ai bien distingué, selon les termes même de Spinoza, les affectio et les affectus. Les affectio, c'est donc l'idée, ou les perceptions, c'est pareil, c'est l'idée de l'empreinte d'un corps extérieur sur le mien. À chaque instant, j'ai des affections. Par exemple, dès que je tourne la tête, mon affection change. Donc, l'affection, c'est toujours la coupe instantanée. Mais je disais, il y a l'affect, l'affectus. C'est quoi? Je peux dire de toute affection, à un moment donné, les affections que j'éprouve à un moment donné, vous vous rappelez, là, la terminologie de Spinoza est très stricte, mais si vous ne l'avez pas présente, vous ne pouvez pas comprendre. À tout moment, les affections que j'éprouve à ce moment réalisent ma puissance. Ma puissance s'effectue sous et par les affections que j'éprouve à tel ou tel moment. Ça, c'est une proposition très claire. Mais ça n'empêche pas que, dès lors, si j'introduis la dimension de la durée, toute affection à un moment donné effectue ma puissance,
mais elle n'effectue pas ma puissance sans la faire varier dans certaines bornes. À savoir, ma puissance est effectuée par des affections de toute manière, aussi parfaitement qu'elle peut l'être de toute manière, mais de telle manière que tantôt cette puissance est diminuée par rapport à l'état précédent, tantôt cette puissance est augmentée par rapport à l'état précédent. Et ce que Spinoza appelle affect par différence avec affection, c'est l'augmentation ou la diminution, c'est-à-dire le passage. L'affect, c'est le passage d'une affection à une autre affection, mais l'affect n'est pas une affection. C'est pas une affection. C'est le passage d'une affection à une autre, une fois dit que ce passage enveloppe, implique, ou bien augmentation de ma puissance, ou bien diminution de ma puissance, qui de toute manière est effectuée par l'affection à tel degré. Ça, il faudrait que ce soit très très clair. Si vous comprenez ça, avant d'être sûr que ce soit clair, c'est-à-dire que je recommence si c'est pas très clair, parce que sinon vous ne pouvez plus rien comprendre, je crois, j'ajoute ceci. Dès lors, on la tient, notre quatrième espèce de signe. On ne sait pas à quoi ça va nous servir, mais je vois bien que j'avais négligé un quatrième type de signe. Revenons à mes affections. Ce sont des signes indicatifs. Essayons de préciser. Signe indicatif, ça veut dire effet d'un corps sur le mien. Ça indique en partie la nature du corps extérieur et en plus grande partie la nature de mon corps affecté. Bon, toute affection est aussi parfaite qu'elle peut l'être. En d'autres termes, ce que Spinoza, sa perfection, c'est quoi? C'est la quantité de réalité, dit Spinoza, la quantité de réalité qu'elle enveloppe. Toute affection enveloppe une quantité de réalité. Vous voyez, c'est vrai que le soleil a tel effet sur mon corps. Alors c'est certainement faux lorsque de cet effet, je tire des conclusions sur la nature du soleil, mais en revanche, c'est vrai qu'il a tel effet sur mon corps. Cette affection en tant que vraie se définit par une quantité de réalité. On dirait, là pour employer des termes mathématiques simples, que c'est une quantité scalaire. Elle vaut ce qu'elle vaut, voilà. Il y a des quantités de réalité. Une affection a plus ou moins de réalité. Lorsque je passe à l'affectus, le passage, c'est-à-dire augmentation de puissance ou diminution de puissance, c'est pas du tout une quantité de réalité, là, c'est quoi? C'est beaucoup plus ce qu'on pourrait appeler une quantité vectorielle. Augmentation de puissance, diminution de puissance sont deux vecteurs. La règle des quantités vectorielles, c'est pas du tout la même que la règle des quantités scalaires. Alors, on tient quelque chose. La quatrième espèce de signe que j'avais négligé, c'est les signes vectoriels. Les augmentations ou diminutions de puissance, c'est-à-dire les affectus, les affects, sont des signes. Signes de quoi? Les affectus sont signes de l'augmentation ou de la diminution de puissance. Qu'est-ce que c'est que les affectus? Du moins les affectus de base, les affects de base, on l'a vu, c'est la joie et la tristesse. Joie égale augmentation de puissance, tristesse égale diminution de puissance, c'est les deux vecteurs. Eh bien, je dirais tristesse et joie sont les signes vectoriels. Ça va?
Alors, on a fait un tout petit progrès, mais ça va nous servir parce qu'il ne nous reste plus qu'une question. Évidemment, elle va être compliquée. La question qui nous reste, c'est bon, et bien très bien. En quoi les signes vectoriels, à supposer qu'ils le puissent, nous permettent-ils de sortir du monde des signes? Et en effet, je crois très fort, là, que chez Spinoza, s'il n'y avait pas ce quatrième type de signe, ces augmentations et ces diminutions de puissance, on serait condamné à l'inadéquat, on serait condamné, là, vous vous rendez compte, on serait condamné à ce monde obscur, à ce monde nocturne, là, des affections, et dès lors des impératifs, et s'il n'y avait pas la joie et la tristesse. Bizarre, c'est comme si la joie et la tristesse, les augmentations et les diminutions de puissance, peut-être pas les deux, mais c'est comme si les affects étaient déjà dans le monde obscur des signes, dans le monde nocturne des signes, comme des petites lueurs. Des petites lueurs comme ça, de verre luisant. Bon. C'est peut-être ça qui va nous ouvrir au monde optique. La joie et la tristesse, sans doute pas les deux. Sans doute qu'il y a un mauvais vecteur. Si c'est des signes vectoriels, la joie et la tristesse, il y a un vecteur qui nous rabat sur le monde des signes, ça irait très bien, ça. Et puis, un vecteur, il s'agit de se mettre sur ce vecteur, comme on dit, se mettre sur un vecteur. Il y aurait deux vecteurs, alors, vous voyez, un vecteur comme ça, puis un vecteur comme ça. Il y en a un qui nous rabat sur le monde des signes, il y en a un qui nous fait gicler ou qui peut, pas sûr, qui contient une chance de nous sortir du monde des signes. Vous sentez d'avance que ce bon vecteur, c'est la joie. Voilà. Donc j'en suis exactement là, on a un peu progressé quand même. J'en suis exactement là, et comment? Comment opère ce vecteur? Donc là, je fais un appel très solennel, très émouvant, parce que je recommence tout si c'est pas très très clair. Je veux dire, comme tout le reste dépend de ce point, je ne veux pas avancer si... je veux dire, voilà exactement ce qu'il faut, que vous ayez compris, que j'ai dit très clairement en quoi les affects sont un quatrième type de signe. Si vous n'avez pas compris, je recommence. Ça va? Oui? Oui? Alors je continue. Bien, 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 bien. Et vous comprenez tout ça? Non, je dis ça pas du tout pour... ça m'étonne parce que ça me paraît très difficile. Si vous, ça vous va, très bien. Bon. Et bien voilà, là je trouve qu'il nous dit, alors, à ce point, il nous dit des choses qui vont devenir extrêmement simples. Il nous dit, voilà, vous comprenez, dans la vie, eh ben, qu'est-ce que vous avez à faire? À ce premier. Donc, pour le moment, j'en suis exactement à ça. Essayez d'esquisser les étapes de la sortie du monde des signes. On est encore dedans, hein, on n'en est pas sorti. On a une idée, ah, si je mets sur ce vecteur-là, peut-être que je vais en sortir, mais comment, pourquoi? Et comment se mettre sur ce vecteur-là? On va supposer que je fasse ceci en vertu d'une nature particulièrement douée. Supposez que c'est pas tellement compliqué, d'un certain point de vue, vous allez même penser, j'espère que c'est des choses que toute une tradition philosophique ont toujours dit. Par exemple, depuis Épicure. C'est en effet une tradition assez épicurienne, mais en un sens, au vrai sens d'Épicure, qui consiste pas du tout à dire amusez-vous, qui consiste à dire beaucoup plus à nous convier à une entreprise de sélection.
qui consiste d'abord en une espèce de parti pris. Non, on ne me fera pas croire qu'il y ait rien de bon dans qu'il y ait quelque chose de bon dans la tristesse. Toute tristesse est mauvaise. Alors on peut me dire, d'accord, je ne suis pas idiot, ça je peux le comprendre, que les tristesses sont inévitables. Tout comme la mort, tout comme la souffrance, oui. Mais chaque fois que je verrai quelqu'un qui essaie de me persuader que dans la tristesse, il y a quelque chose de bon, d'utile ou de fécond, je flairerai en lui un ennemi, pas seulement de moi-même, mais du genre humain. C'est-à-dire, je flairerai en lui un tyran ou l'allié du tyran, car seul le tyran a besoin de la tristesse pour asseoir son pouvoir. Bon, or c'était déjà ça, Épicure. C'était déjà ça la dénonciation du tyran chez Épicure, c'était déjà ça la dénonciation de la religion chez Épicure. Ben là, Spinoza, il est très disciple d'Épicure. Et cette tradition, moi il y a une tradition qui est assez mal vue dans l'histoire de la philosophie, mais qui se marque par de grands auteurs, qui passent par Lucrèce, enfin qui... Bien, alors, dans cette première étape, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire vraiment œuvre de sélection. Sélectionner les joies. Autant qu'il est en moi, autant qu'il est en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, il y a bien des tristesses inévitables. Mais encore une fois, je comprends ce que veut dire une tristesse inévitable. Quelqu'un que j'aime meurt, ça c'est une tristesse inévitable, ça arrive. J'y peux rien. En revanche, là où je peux, c'est faire, comment dirais-je, gonfler cette tristesse. La gonfler à l'infini. Faire la somme et la ressommation de la tristesse. M'embarbouiller, m'enfoncer dedans, ça je peux. Ça je peux, c'est même le vecteur tristesse qui m'invite à ça. À faire cette espèce de sommation très bizarre, où plus que ça va mal, plus que finalement. J'éprouve une joie étrange. Tiens, je viens de dire, plus j'éprouve une joie étrange, plus que ça va mal, plus j'éprouve une joie étrange. Ça veut dire que c'est pas aussi simple que je disais tout à l'heure, ma sélection. Et ça, c'est tout le livre 3 de l'éthique qui me paraît extraordinairement malin en ce sens. S'il s'agissait simplement de sélectionner les joies, en éliminant le plus que je peux les tristesses, ce serait déjà quelque chose, mais pour Spinoza, ce serait pas un véritable art de vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ligne pure. C'est là que ça devient important, et tout le livre 3 le montre très bien. Il n'y a pas de ligne pure, une ligne de tristesse et une ligne de joie. Il n'y a pas une ligne où les tristesses s'enchaînent avec les tristesses, et une ligne où les joies s'enchaînent avec les joies. Pourquoi? Parce que les lignes de tristesse sont elles-mêmes rythmées par des joies d'une certaine sorte. Les lignes de joie sont elles-mêmes rythmées par des tristesses d'une certaine sorte. Seulement ce qui compte, vous voyez, on est presque réconforté. Ce qui compte, c'est que les joies qui interviennent sur les lignes de tristesse ne sont pas du tout de même nature que les joies qui interviennent sur les lignes de joie. Quelle différence? La ligne de tristesse, elle est fondamentalement diminution de la puissance d'agir. Et vous comprenez pourquoi. C'est très mathématique, presque. C'est vraiment la méthode géométrique chez Spinoza. En effet, la tristesse, c'est la diminution de la puissance d'agir. Quand est-ce que j'éprouve un affect diminution de la puissance d'agir?
lorsque l'affection que j'éprouve est sur mon corps l'empreinte d'un corps qui ne convient pas avec le mien. Un corps ne convient pas avec le mien, il diminue ma puissance d'agir, je suis affecté de tristesse affectus. Mon affect est de tristesse. Immédiatement, on peut en conclure ce qu'est la haine. La haine, c'est l'effort que je fais dès lors en vertu de ma puissance pour détruire l'objet qui m'affecte de tristesse. Hein? Quand vous êtes affecté de tristesse, vous cherchez à détruire l'objet qui vous affecte ainsi. Vous direz que vous haïssez cet objet qui ne vous convient pas. Supposez que vous arriviez à détruire cet objet, dès lors à supprimer votre tristesse. Dès lors vous éprouvez une joie. Spinoza va jusqu'à faire un théorème ainsi intitulé « Celui qui imagine la cause de sa tristesse détruite se réjouit ». Sous la forme « Ah, celui-là je l'ai eu ». Une joie. Remarquez que là, donc, sur la ligne de tristesse, vous avez une ligne de tristesse. Tristesse, haine, puis bien d'autres choses. Il y a une joie qui intervient. Joie d'imaginer ou de faire que soit détruit l'objet qui cause la tristesse. Mais c'est une joie très bizarre. C'est une sale petite joie. À savoir, en effet, on est tellement compliqué, on est composé d'une manière tellement complexe qu'il se peut très bien qu'une joie m'affecte en certaines parties de moi-même, mais que le même objet qui me donne de la joie en certaines parties de moi-même me donne de la tristesse en d'autres parties. Je dirais que les joies qui interviennent sur les lignes de tristesse sont nécessairement des joies indirectes ou partielles. Au contraire, même démonstration pour la ligne de joie. La ligne de joie, c'est quoi? C'est tout ce qui s'enchaîne à partir de ma rencontre avec un corps qui convient avec le mien. Supposez que le corps qui convient avec le mien, donc ce corps qui convient avec le mien, je l'aime. De même que la haine découlait de la tristesse, l'amour découle de la joie. Alors vous avez une ligne de joie. Joie, amour pour la chose qui vous donne de la joie, etc. Cette fois-ci, en quoi ça? C'est des joies d'une autre nature que les joies qui intervenaient sur les lignes de tristesse. C'est que ce seront d'autant plus des joies que elles seront directes et complètes, par opposition aux joies de compensation indirectes et partielles qui intervenaient sur la ligne de haine. Elles seront directes et complètes, c'est-à-dire vous éprouverez de la joie pour la chose elle-même. Votre puissance augmentera. Vous vous rappelez, là je ne reviens pas là-dessus, pourquoi c'est ce que veut dire chez Spinoza, augmentation, diminution de puissance. Enfin je le redis très vite si vous ne l'aviez pas à l'esprit. C'est à la lettre augmentation, diminution de puissance, la joie et la tristesse, puisque dans un cas, celui de la joie, la puissance de la chose extérieure qui convient avec vous propulse votre puissance, c'est-à-dire fait qu'elle augmente relativement, tandis que dans l'autre cas, celui de la tristesse, la rencontre avec la chose qui ne convient pas avec vous va investir votre puissance qui est tout entière immobilisée pour repousser la chose, et cette puissance fixée, immobilisée, est comme soustraite de vous, d'où votre puissance diminue. Donc là, vous avez bien les deux vecteurs, augmentation, diminution.
Donc vous voyez que ce à quoi Spinoza nous convie en tant que disciple d'Épicure, c'est vraiment une sélection la sélection des deux lignes. Et qui est des tristesses inévitables, encore une fois. Par exemple, la chose aimée meurt, l'objet aimé meurt, oh, bon, c'est triste. Et ça ne veut pas dire, Spinoza ne dit pas, faut pas s'en faire. Non, mais il faut le prendre comme une tristesse inévitable. Les seules tristesses permises ou conservées sur les lignes de joie, c'est les tristesses que vous vivez comme inévitables. Bon. Alors, voilà. C'est ça que j'appelais le premier effort de la raison avant même qu'il y ait de la raison. C'est se mettre sur ce vecteur augmentation de puissance. Comment se mettre sur ce vecteur? On a une réponse en sélectionnant les joies, en sélectionnant les lignes de joie. Et c'est un art très compliqué. Comment faire cette sélection? Spinoza nous a donné une réponse, et je disais que cette réponse préfigure un thème qu'on retrouvera ensuite chez Rousseau, à savoir le premier effort de la raison comme art sélectif, et qui consiste en une règle pratique très simple. Sachez de quoi vous êtes capable, c'est-à-dire évitez de vous mettre dans les situations qui seront empoisonnantes pour vous. Et je crois que lorsqu'il dit « qu'est-ce que peut un corps ?», lorsqu'il lance cette question, ça veut dire entre autres ça. Ça ne veut pas dire que ça veut dire entre autres ça. Ça veut dire, mais regardez votre vie, vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas de vous mettre dans les situations que précisément et personnellement, vous ne pourrez pas supporter. Et en effet, ensemble, vous les fabriquez, vos tristesses. Bon. Pas toujours, mais vous en rajoutez par rapport aux tristesses inévitables du monde, vous en rajoutez toujours. C'est ça l'idée de Spinoza. La tristesse, finalement, bien sûr, c'est inévitable. Mais c'est pas de ça que l'humanité meurt. L'humanité meurt, c'est de ça qu'à partir des tristesses inévitables, elle s'en rajoute. C'est une espèce de fabrication de tristesse, d'usine à tristesse fantastique. Et il y a des institutions pour engendrer la tristesse. La télé, tout ça. Bon, il y a des appareils. Et c'est forcé qu'il y ait des appareils à tristesse. Il y a des appareils à tristesse parce que tout pouvoir a besoin de la tristesse. Il n'y a pas de pouvoir joyeux. Bon. Alors, vous voyez, bon, on en est là. Mais ça nous mène où? En quoi ça nous fait sortir des signes? Bon, je sélectionne mes joies, d'accord, mais je ne sors pas des signes, c'est toujours un signe vectoriel. Je peux dire simplement que j'y suis mieux. En quoi c'est une petite lueur qui vient briser l'obscurité des signes? Voilà la deuxième étape de la raison. Donc, sur ma ligne de joie sélectionnée, et encore une fois, ce n'est pas une recette, hein, il faut les trouver. Mes joies à moi, ce n'est pas celles du voisin. Bon, il faut les trouver. Vous me direz, mais vos joies à vous, elles peuvent embêter quelqu'un d'autre. Non. Si vous avez compris la première étape, non. Vous ne pouvez pas embêter quelqu'un d'autre. Parce que les joies à moi qui embêtent quelqu'un d'autre, c'est les joies des lignes de haine. Tandis que si j'ai fait la sélection de mes lignes de joie, je me tire finalement, mais j'embête personne. Je peux pas. Je veux dire, c'est pas mon affaire, parce que embêter quelqu'un et la joie d'embêter quelqu'un, c'est très lié aux lignes de haine. Bon, mais enfin, on n'avance pas assez vite, parce que... D'accord, mettons, supposons, d'accord. Alors, où ça me mène? C'est ça le deuxième aspect de la raison. Supposez que, remarquez, hein, je veux dire, j'ai pas triché.
j'en suis resté absolument aux données du monde des signes, à savoir, je ne connais un corps que par les effets qu'il a sur le mien. Je ne connais les autres corps que par les effets qu'ils ont sur le mien. Je reste donc dans le domaine de l'affection. Tant que je ne connais les corps que par les effets qu'ils ont sur le mien, je reste dans le domaine des affections passives. Non, pas des idiots. Je reste dans le domaine des affections et les affects correspondants, que ce soit diminution de puissance, mais aussi bien augmentation de puissance, les affects correspondants sont passifs. Ce sont des passions. En effet, puisqu'ils renvoient aux effets extérieurs d'un corps extérieur sur le mien. C'est donc une passion. La joie que je viens de sélectionner est une passion non moins que les tristesses. C'est les deux vecteurs de la passion. Eh bien, je dis deuxième aspect de la raison. Supposez que, mais ça suppose le premier aspect, supposez que vous ayez quand même réussi relativement, puisque vous ne pouvez pas réussir absolument, il y a des tristesses inévitables. Supposez que vous ayez réussi relativement à sélectionner les joies, que vous ayez bien fait votre ligne de joie. Alors bien sûr, elle peut toujours être cassée. Bon. La maladie, la mort, la perte de l'être aimé, etc., des êtres aimés, bon, tout ça. Une ligne, elle peut toujours être complètement interrompue, saccagée. Tant pis, c'est comme ça. Bon, et ben voilà. Et supposez que, vous voyez, c'est pas une ligne droite, hein, c'est une ligne tout à fait, vraiment, elle passe entre les choses, quoi. Elle se brise, elle continue, elle reprend, mais comme des vers, vous cherchez obstinément votre ligne de joie. Ce qui veut dire bien autre chose que chercher le plaisir. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire vous cherchez votre rencontre avec des corps qui conviennent, que ce soit le soleil ou l'être aimé. Ou les collections de timbres, n'importe quoi, si c'est ça votre affaire. Hein? Bon. Alors, ainsi vous ne cessez pas d'augmenter votre puissance, mais vous restez dans la passion. Alors c'est là où il y a un petit bond. Et sans doute un seuil variable pour chacun. C'est comme si Spinoza nous disait, ben vous voyez, réfléchissez un peu, parce que, ou plutôt réfléchissez pas, retrouvez votre vie. Pour chacun de nous, il y a un moment où cette accumulation de puissance, il a augmenté sa puissance à travers 1000 détours, là, en sélectionnant sa ligne de joie. Eh bien, tout se passe comme si à un certain niveau, X, puisque variable pour chacun. D'une certaine manière, on pourrait dire que celui-là a acquis et possède sa puissance. C'est-à-dire, il a si bien augmenté, il a si bien su augmenter sa puissance, affect passif, que on dirait qu'il entre en possession de cette puissance. Il l'a. Bien, il est tellement près de l'avoir. Très près de l'avoir. Il l'a. Disons en gros qu'il l'a. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, c'est encore un point où il faut que vous fassiez très attention. Ça veut dire qu'il sort du domaine des passions. Ça veut dire qu'il sort du domaine des passions, mais qu'est-ce que ça veut dire sortir du domaine des passions? Le domaine des passions, vous vous rappelez, il doit être défini exactement comme ceci. Il y a passion. Mes affects sont des passions, tant que mes affections sont la simple perception, sont dans la rencontre que je fais avec d'autres corps,
sont la simple perception de l'effet du corps extérieur sur le mien. Tant que je connais les corps par l'effet que le corps extérieur a sur moi, tant que je connais ainsi les corps, je peux dire que mes affections sont inadéquates et que mes affects sont des passions, que ce soit des joies ou des tristesses. Donc, lorsque je dis tout se passe comme si, à l'issue de la sélection de cette ligne de joie, j'atteignais un point, un seuil variable pour chacun, où là je peux dire à celui-là, il en possède sa puissance. À quoi je le reconnais? Quelqu'un possède n'importe quoi, à sa manière de marcher, à sa manière d'être doux, à sa manière d'être en colère quand il l'est, je sais pas quoi. Je me dis, à son charme, je sais pas. C'est pas des choses très raisonnables que je reconnais ça. Une espèce d'accord avec lui-même. Alors, bon, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, quand je dis, eh bien là maintenant, ma puissance, je la tiens. Ça veut dire, si ça veut dire quelque chose, ça veut dire que je ne connais plus les corps par le simple effet qu'un corps extérieur a sur le mien. Parce que ça, c'était le domaine de la passion, c'était le domaine des joies et des tristesses, tout ça, tant que je ne possédais pas encore ma puissance. Ma puissance simplement augmentait ou diminuait, mais je la possède pas. Quand je la possède, il faut que quelque chose ait changé. Qu'est-ce qui a changé alors? Eh bien plus. C'est ce quelque chose qui a changé qui va permettre de définir plus sérieusement ce terme. Que signifie posséder sa puissance? Qu'est-ce qui peut avoir changé? Alors, il faut reprendre là. J'ai comme point de repère, eh bien, c'est un état, ce deuxième état, c'est un état où je ne connais plus les corps extérieurs simplement par l'effet qu'ils ont sur le mien, par l'empreinte qu'ils ont sur le mien. Par quoi d'autre que je pourrais les connaître? Alors là doit se faire en nous tous une illumination. Et oui, on le sait déjà. On le sait déjà parce qu'on en a parlé précédemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme possibilité? Je ne connais plus les corps par l'effet qu'ils ont sur le mien, mais, je les connais sous les rapports qui les constituent, en tant que ces rapports se combinent avec les rapports qui me constituent. Ce que je saisis, ce ne sont plus des effets d'un corps sur le mien, ce sont des compositions de rapports entre un corps et le mien. Différence immense. Immense différence. Vous me direz, qu'est-ce que c'est que cette connaissance? On croirait à lire Spinoza comme ça, que c'est très abstrait. Alors ça veut dire faire des mathématiques. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire faire des mathématiques. Mais combien ça déborde de faire des mathématiques? Je prends deux exemples. Quand est-ce que je peux dire je sais danser ou je sais nager? Ces exemples, ils ne sont pas dans la lettre de l'éthique, ils sont pas, mais il aurait pu les prendre. Il aurait pu tout à fait les prendre. Je sais nager dans un canal hollandais. Ah.
je nage à Amsterdam. Je vais danser le samedi soir à Amsterdam. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais nager, je sais danser si je le sais. Qu'est-ce que ça veut dire, mettons, qu'est-ce que ça veut dire je sais pas nager? Ou je sais pas bien? Ah, tu viens nager? Ah, non, je sais pas très bien, j'ai peur de me noyer. Bon, comprenez, et là c'est pas des mathématiques. Quelqu'un qui sait pas nager, c'est quelqu'un qui ne comprend rien à quoi? Il ne comprend rien au mouvement d'une vague. Il ne comprend rien au mouvement de la vague. Ça veut dire quoi, il ne comprend rien au mouvement de la vague? Il entre dans l'eau. D'abord, il entre mal dans l'eau. Hein. Là, j'en parle parce que je nage très très mal. Donc, on entre mal dans l'eau. Ça veut dire quoi, ça? Comprenez, on est constamment réduit à quoi? Attendre. Attendre avec, en même temps, ça se précipite dans ma bouche. Attendre avec, si j'attends, je suis sûr d'être triste. Oh tiens, l'attente, est-ce que c'est pas un ressort de la tristesse fondamentale? Chaque fois que j'attends, je suis fait déjà. Je suis déjà fait, je m'attriste, quoi. Forcément, n'attendez jamais. Vous pouvez attendre dans l'espace. Qu'est-ce que ça peut faire, attendre dans l'espace? Vous pouvez être là comme une borne. On peut toujours attendre. Mais attendez pas en un autre sens. Non, faut rien attendre parce que Spinoza il dit aussi des choses. Ayez pas d'espoir. Et en même temps, Spinoza c'est le contraire d'un monde désespéré, mais l'espoir. C'est complètement le noyau. C'est de l'analyse de noyau. Vous trouverez toujours dans l'espoir un noyau de tristesse. La conjuration de la tristesse. La joie de l'espoir, c'est la conjuration de tristesse, c'est-à-dire c'est de la mauvaise joie. Bon, mais enfin, j'entre dans l'eau, alors ça mouille. Alors là-dessus, je me recroqueville. Bon, je reçois une vague en pleine gueule. Oh là là, je commence à pousser des cris. J'étouffe. Une autre vague arrive, en plein, ça m'assomme tout ça. Je roule, grotesque en tout ça. La tristesse du ridicule qui vient s'ajouter à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vécu sur un rythme où perpétuellement j'attendais l'effet du corps extérieur sur le mien en appelant corps la mer. Hein. Bon. Voilà. J'attendais l'effet. Alors je pouvais avoir des joies, en effet, là j'avais des petites joies. Oh c'est rigolo ça. T'as vu la belle vague là? Je l'ai eu. Cette fois elle m'a pas assommé. Bon, très bien. Et on passe tous par là. Et apprendre quoi que ce soit, c'est une analyse de ce que signifie apprendre. Quoi. Apprendre c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est l'apprentissage? Donc vous allez peu à peu sélectionner. Sélectionner quoi? Eh bien, savoir nager, c'est quoi? C'est savoir que un corps, ça a des aspects. Ça va être vraiment organiser la rencontre. Apprendre, c'est toujours organiser la rencontre. Précisément, il n'y a jamais... les mauvaises rencontres, c'est les rencontres de plein fouet. Il faut savoir, quand on entre dans l'eau, je suppose, mais encore faut-il, il y a des gens qui n'y arriveront jamais, mais à ce moment-là, ils n'ont qu'à pas aller à la mer. Tout simple, ils n'ont qu'à ne pas se mettre dans la situation impossible. C'est pas mal de ne pas savoir nager. Ça n'est mal que sur la plage. Pas mal de ne pas savoir danser, sauf dans un endroit, les dancing. Si vous vous mettez dans une situation impossible, vous ne savez pas danser, et en même temps, une obscure volonté têtue fait que vous voulez faire chier tout le monde et aller au dancing quand même. C'est la catastrophe. Alors là, il va y avoir une culture de la tristesse. Vous allez faire payer aux autres le fait de les avoir accompagnés au dancing. Ça va être la vengeance, ça va être le monde de la vengeance. Vous allez vous conduire comme une vraie brute. Il y a une nouvelle de Tchekhov, admirable. C'est dans un petit district russe. Je m'en souviens mal, elle me vient à l'esprit tellement. Et il y a un petit fonctionnaire amer, tout ça, tout à fait amer.
et il va au bal donné par le général du district. Et sa femme s'est faite belle. Et il se dit déjà sur le chemin d'aller, il se dit, oh, elle est belle alors. Et il se sent de plus en plus miteux, lui, de plus en plus minable. Il dit, elle est belle quand même. Mais bien loin que ça lui donne une espèce de fierté, de joie, ça lui donne de la haine. Ah, t'es belle, toi. Oh, salope, t'es belle. Et il va au bal. Et il s'aperçoit que sa femme, là, est lumineuse. Et elle est lumineuse pas du tout pour de mauvaises raisons inavouables et honteuses, mais parce qu'elle est heureuse. Elle est heureuse pour un soir. Alors il se dit dans son coin, toi, je vais pas te manquer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Ah oui, mais une histoire comme ça qui est très intimiste. Alors, là qui se dit, tu vas voir, hein, tu vas voir. Alors, elle est transformée. Elle est transformée. Alors, il lui dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Il lui dit, dans la panique, oui. La panique, ça peut pas durer, ça. Il lui dit, t'as flirté avec le capitaine, hein? Elle dit, non, elle ne sait même pas qui est le capitaine, hein, elle n'a rien fait. Si, il commence à élever la voix. Et elle, dans la panique, à son tour, lui dit, non, pas de scandale, fais pas de scandale. Ah bon, il dit, eh ben, partons tout de suite. Elle dit, je t'en supplie, je ne t'ai jamais rien demandé de ma vie, laisse-moi encore une heure. Alors, il la tient bien, il dit, non, je fais un scandale. Et alors, elle part, et elle marche. Et lui se met un peu derrière, et elle pleure. Et il est un peu derrière, et il la regarde, et à mesure qu'elle marche, sa silhouette s'affaisse à elle. Et lui connaît une joie intense. Je l'ai eu. Alors évidemment, c'est le monde de Tchekhov, c'est jamais très... il les rate pas, Tchekhov. Or, c'est le même Tchekhov, enfin peu importe. Eh ben, vous voyez, bon, je disais ça à propos de la danse, mais savoir quelque chose, c'est pas savoir les mathématiques. Je dirais c'est beaucoup plus, c'est des mathématiques vivantes. Hein. Savoir nager, c'est savoir présenter d'abord à la vague l'aspect de son corps sous lequel ce corps se conjugue dans son mouvement avec le mouvement de la vague. Vous voyez, prendre chez un auteur grandiose, qu'est-ce que c'est être capitaine de bateau? Un bon capitaine, je pense à un auteur si admirable, parce que j'en ai relu il n'y a pas longtemps, polonais-anglais, qui est Conrad. Dans les romans de Conrad, vous avez toutes les tempêtes possibles, puisqu'il était marin de métier et qu'il en tire son œuvre. Il y a toutes les tempêtes possibles dont on apprend en lisant Conrad qu'elles sont extraordinairement diverses. Un bon capitaine, c'est, suivant la nature de la tempête, celui qui met son bateau à la vitesse et dans la position par rapport à la vague la meilleure, pour que le mouvement de la vague et le mouvement du bateau se composent, au lieu que le mouvement de la vague décompose le mouvement du bateau. Savoir danser, c'est la même chose. Savoir danser, c'est précisément présenter son corps sous l'aspect sous lequel il se compose en termes de danse avec le corps du ou de la partenaire. C'est généralement ça qu'on appelle un rythme. Bon, si c'est une mathématique du rythme, personne n'a rien contre, c'est pas faire des mathématiques. C'est vraiment donc saisir les choses, non plus sous l'effet qu'elles ont sur mon corps, en attendant cet effet, mais saisir les choses sous les compositions de rapport entre elles et mon corps. Quand vous atteignez ce savoir-vivre, vous pouvez dire « je possède ma puissance ». Avant, vous ne pouviez dire qu'une chose,
je tends à augmenter ma puissance. À ce moment-là, vous ne voyez plus tellement des choses, des objets. C'était au moment des affections inadéquates. C'était au premier moment où vous voyez des objets. À ce second moment, vous ne voyez plus guère que des rapports et des compositions de rapports à l'infini. C'est-à-dire d'un être aimé, d'une femme ou d'un homme. Vous n'êtes plus dans l'état où vous dites. Et en un sens, l'autre chose ne peut plus rien contre vous. D'une certaine manière, vous êtes invulnérable. Compte tenu de ce que j'ai dit, il y a toujours des tristesses inévitables. D'une certaine manière, vous êtes invulnérable. Parce que même si vous mourrez, même si le très bon nageur meurt, c'est pas de la même manière qu'il meurt qu'un mauvais nageur. Il meurt dans une espèce de, je suppose, bon, c'est là que prend un sens. Ah ben oui, c'était inévitable. Il meurt dans une espèce d'accord avec soi-même. Il n'a pas raté sa vie. Bon. C'est important ça, après tout. Alors c'est toujours embêtant de mourir, tristesse, c'est triste, c'est toujours triste. Mais il y a bien des manières de mourir content, sans le faire payer aux autres d'abord. Terrible les gens qui meurent en le faisant payer aux autres. Non. Là, ça se passe beaucoup mieux. Le nageur qui n'a pas vu arriver une vague particulièrement sournoise, il meurt dans une espèce, je suppose, est-ce que il meurt dans une espèce là d'étonnement. Ah ben celle-là alors. Bon. Il se dit, ah bah oui, le capitaine là, qui a raté sa tempête, il a une espèce de sérénité qui fait qu'il reste le dernier à bord, pas par devoir, pour mieux regarder ce truc-là, quoi. Comme s'il s'agissait d'arracher un dernier secret sur la composition des rapports. Il dit, c'est plus un homme ou c'est plus une femme, c'est quoi? C'est pas que ce soit devenu impersonnel, au contraire, ça reste extraordinairement personnel. C'est personnalité qui a complètement changé de sens. Je vois quelqu'un entrer, je ne le vois plus comme un objet délimité. Je le vois comme un ensemble de rapports ambulants. C'est-à-dire, Spinoza dira, une proportion de repos et de mouvement, de vitesse et de lenteur. Et je le reconnais à cette proportion que je ne confonds avec aucune autre proportion. Ainsi, ma danseuse préférée. Qu'est-ce que c'est, ma danseuse préférée? Je dis pour signaler que c'est un exemple, n'est-ce pas? C'est un exemple tout à fait général. Qu'est-ce que c'est que la danseuse préférée? S'il y a une danseuse préférée, je ne sais pas. S'il y a une danseuse préférée, c'est précisément la danseuse dont les rapports de vitesse et de lenteur se composent le plus naturellement, le plus directement, le plus immédiatement avec les miens. Et j'aurai une danseuse préférée peut-être, ou comme j'ai une mère préférée, MER. Tout comme j'ai... Oui, là où ça se compose le mieux. Et voilà que le monde va être une composition de rapports à l'infini. Et voilà qu'aucune individualité ne s'y perdra, puisque chaque rapport, chaque proportion de mouvement et de repos a son style, qui me fait dire alors, ah ben oui, c'est un tel, c'est telle chose. Ah oui, c'est l'Atlantique, c'est pas la Méditerranée. Ah oui, c'est ceci, c'est pas cela. Mais vous voyez, je n'attends plus l'effet d'un corps sur le mien. Je saisis un corps comme ensemble de rapports, et je ne peux saisir un corps comme ensemble de rapports que lorsque je suis déjà apte à composer mes rapports avec les siens. Pourquoi est-ce que, alors, là, on tient quelque chose de solide? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec la tristesse? Ça ne peut pas marcher avec la tristesse.
Si j'en reste à des lignes de tristesse, je passerai jamais à ce second état de la composition des rapports. Pourquoi? Là, pour une raison enfantine. Voyez, il y a tristesse lorsque je rencontre un corps qui ne convient pas avec le mien. Donc, bien sûr, il y a toujours des rapports qui se composent, mais pas le mien. Le mien, au contraire, il est détruit. Donc, à partir d'une tristesse, je ne pourrai jamais m'élever. À partir d'une tristesse passion, je ne pourrai jamais m'élever à la notion d'une composition de rapport. Sauf très abstraitement. À savoir que ce corps qui ne me convient pas, c'est-à-dire qui détruit mes rapports à moi, se compose avec d'autres corps, mais ce ne sera pas avec le mien. Donc à partir d'une tristesse, je ne peux pas m'élever à l'idée de rapport commun entre le corps extérieur et le mien, puisque la tristesse, c'est l'effet d'un corps qui précisément ne convient pas avec le mien. Tandis qu'à partir des joies, passions, je peux m'élever, parce que précisément les joies, passions augmentent ma puissance, je peux m'élever par une espèce de saut de bond à cette compréhension d'un quelque chose de commun qui est un rapport composé entre le corps extérieur et le mien, et à ce moment-là, quand je me suis élevé là, tout change, je possède ma puissance. Vous comprenez? Alors, quoi que vous appreniez, c'est ça. Je crois apprendre, c'est toujours pénétrer dans des rythmes. Avec ça, on n'apprend jamais abstraitement. Alors, en un sens, il faut que la joie gagne. En quel sens? Il faut qu'elle gagne jusqu'à nous propulser à ce niveau où ce que je saisis, ce ne sont plus les effets d'un corps sur le mien, mais les rapports composés entre un corps et le mien. Vous voyez que je ne suis plus dans le domaine des affections. Voilà, j'avais un premier domaine. Affectio, tel que je vais définir, rencontre d'un corps, effet d'un corps extérieur sur le mien, d'où découlent des affects, affectus, qui sont des passions. Maintenant, je suis à un tout autre niveau. Composition de rapports et rapports composés. D'où découle quoi? Eh bien, il suffit de comprendre encore deux points. Lorsque j'en arrive à composition de rapports et rapports composés, à ce moment-là, mes idées sont nécessairement adéquates. Sont nécessairement adéquates. Premier point à comprendre. Pourquoi? Deuxième point à comprendre. Des idées découlent toujours des affects. Mais cette fois-ci, ces affects ne sont plus des passions, c'est-à-dire des augmentations ou des diminutions de la puissance d'agir. Ces affects sont des actions, c'est des affects actifs. Les affects qui découlent d'une idée adéquate sont des affects actifs, des affects actions, c'est-à-dire des expressions de ma puissance, et non plus des augmentations ou diminutions de cette puissance. Donc le second état de la raison, c'est conquête des rapports et des compositions de rapports, d'où découlent des affects actifs, qui ne peuvent être que des joies dès lors. Repos, vous réfléchissez parce que vous me direz s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Alors on a donc deux problèmes là. Pourquoi idée adéquate et qu'est-ce que c'est que... oui, pourquoi est-ce que c'est le domaine de l'adéquate, ça? Vous sentez qu'on est déjà entré dans un monde de l'univocité. Bon, réfléchissez, je vais demander pour la semaine prochaine ce qui se passe. On était perdu dans les signes. Tout à l'heure, en effet, on était livré aux perceptions, au sens de la perception, c'est l'idée de l'effet d'un corps extérieur sur le mien. Maintenant, on en est à quoi?
mais on en est à un genre d'idée tout à fait différent. En un sens, c'est plus le domaine des perceptions, c'est un domaine, et pourtant c'est pas un domaine d'abstraction du tout. Nous en sommes maintenant à l'idée des compositions de rapports entre les deux corps dont l'un est le mien, dont l'un est un corps extérieur et l'autre est le mien. Et ma question c'est, pourquoi est-ce que cette idée est claire et distincte et nécessairement adéquate? Si on répond bien à la question, on va faire un nouveau bond. On ne cesse pas de faire des bonds. Ces idées de composition de rapports qui donc diffèrent complètement des idées d'effet. Pourquoi est-ce qu'elles diffèrent des idées d'effet? Parce qu'elles nous donnent la cause des effets. Si un corps a tel effet sur le mien, c'est bien parce que dans ces rapports, il se compose avec les miens de rapports, ou bien décompose mes rapports. Si l'arsenic a tel goût, et si la pomme a tel autre goût, c'est bien parce que l'arsenic décompose certains de mes rapports. Bon, voilà, vous comprenez. Donc, je tiens la cause. La cause des effets d'un corps sur le mien, c'est la nature de la composition des rapports entre les deux corps ou de l'acte par lequel le corps extérieur décompose mes rapports. C'est ça la cause. Si l'idée inadéquate, c'était une idée d'un effet séparé de sa cause, à savoir je reçois l'effet, je n'ai aucune idée de la cause, on voit bien que ce nouveau type d'idée est nécessairement adéquate. Comment Spinoza va-t-il l'appeler? Encore une fois, les autres idées, c'est les signes. Quel nom? Est-ce qu'il y a un nom chez Spinoza qui nous permet de reconnaître? Oui. Il donne un nom très intéressant, on va voir pourquoi. Il appelle cela, ces idées de composition de rapport, il les appelle des notions communes. Notions communes. Vous voyez, le terme, il a l'air de rien. D'une part, il a une tradition dans la philosophie, mais chez les autres, il veut dire autre chose. Par exemple, il remonte aux stoïciens. Les stoïciens parlaient déjà des notions communes. Mais généralement, c'était des notions communes à tous les esprits. Chez Spinoza, les notions communes, elles seront bien communes à tous les esprits. Encore, on verra avec quelle nuance. Mais ce n'est pas ça le sens essentiel de la notion commune. En effet, ce n'est pas à tous les esprits qu'elle est d'abord commune. Elle ne l'est que par voie de conséquence. Mais elle est dite commune. Pourquoi? Prenons une notion commune. Alors là, reprenons un exemple très précis pour que vous saisissiez qu'il ne s'agit pas simplement de... Il peut s'agir de science, mais il peut s'agir aussi de vie pratique. Dans mes exemples, la danse, la nage, il s'agissait de vie tout à fait pratique et pourtant il y avait un savoir. C'est un domaine du savoir, mais un savoir qui ne fait qu'un avec la vie. Prenons alors un exemple plus scientifique. Voilà un corps que j'appelle le chyle, C-H-Y-L-E. Voilà un corps que j'appelle le chyle. Voilà un autre corps que j'appelle la lymphe. Voilà un troisième corps que j'appelle le sang. C'est des corps, tout ça. C'est des corps qui entrent dans ma composition. Le chyle, la lymphe, le sang. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit, qu'au XVIIe siècle, dans la biologie du XVIIe, le chyle et la lymphe ne correspondent pas à ce qu'on appelle, nous, chyle et lymphe aujourd'hui, mais correspondent beaucoup plus à ce qu'on appelle globules blancs et globules rouges. C'est-à-dire, le chyle et la lymphe sont des composantes du sang.
Le Scheele se définit donc par un certain rapport de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur. De même la lymphe. Ils composent leur rapport pour former le sang. Le sang, c'est le rapport composé, mettons, du Scheele et de la lymphe. D'autres rapports interviennent, mais peu importe, j'en reste à l'exemple le plus simple. Donc, il y a un rapport composé. Le rapport composé, il est commun à quoi? Il est commun aux composants, aux parties composantes et au tout composé. Il y a un rapport qui fait que le Scheele et la lymphe sont les parties du sang et que le sang est le tout du Scheele et de la lymphe. C'est ce même rapport que, sous lequel le Scheele et la lymphe se composent pour former le sang et sous lequel le sang se décompose pour donner le Scheele et la lymphe. Je dirais que ce rapport composé, il est à la lettre commun au tout et aux parties. C'est comme une loi de la composition des rapports. Il y a un rapport dans une composition, il y a un rapport commun au tout, c'est-à-dire le sang, et aux parties, c'est-à-dire le Scheele et la lymphe. Vous voyez ? Dès lors, la notion commune, elle n'est pas simplement commune parce que commune à tous les esprits, je veux dire douée d'objectivité, d'invariabilité, etc. Elle est commune avant tout parce qu'elle est commune à la partie et au tout. Là, il transforme tout à fait le sens traditionnel de notion commune à Spinoza. Elle est commune à la partie et au tout. En d'autres termes, la notion commune, je dirais que les deux caractères de la notion commune, c'est qu'elle exprime la cause, premier caractère. Deuxième caractère, elle est commune à la partie et au tout. Dès lors, elle ne peut pas être inadéquate. Là, c'est mathématique, elle ne peut pas être inadéquate. Puisqu'une idée inadéquate, c'est l'idée d'un effet séparé de sa cause, d'une part, et c'est l'idée d'une partie séparée du tout auquel il appartient. Les notions communes, de même que les affections première manière, étaient nécessairement des idées inadéquates, les notions communes sont nécessairement des notions adéquates. D'où les affects qui découlent des notions communes sont des affects actions. Ce sont des joies actives. Si bien que je dois, pour finir ce point, faire une espèce d'avertissement. La théorie des notions communes, elle est indiquée, elle est introduite dans l'éthique au livre 2. Or, au livre 2, si vous lisez le livre 2, comme c'est sûr, vous serez surpris, vous allez avoir l'impression que vous ne vous y retrouvez pas par rapport à simple. Spinoza nous dit plus, mais ça ne change rien. La distinction des corps simples entre eux, c'est vitesse et lenteur, mouvement et repos, un point, c'est tout. C'est même par là qu'ils sont très simples. Car les corps composés, eux, vous les reconnaissez à quoi? C'est qu'ils se distinguent par et sous d'autres aspects. Quels sont ces autres aspects? Là, on commence par les plus simples aspects. Ils se distinguent par la figure et par la grandeur. Les corps les plus simples ne se distinguent que par mouvement et repos, lenteur et vitesse. C'est là-dessus que je voudrais qu'on réfléchisse.
Car je prends, là, il faudrait peut-être faire des pages, je voudrais vous donner tous les éléments. Je prends le commentaire de Guéroult. Guéroult nous dit, dans le tome 2, de son Spinoza, qui donc est un commentaire à la lettre de l'éthique, il nous dit, sans doute, il ne se distingue que par le mouvement et le repos. Ça, il est d'accord, puisque c'est la lettre du texte. Ça n'empêche pas qu'ils ont des figures et des grandeurs différentes. Bon, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Spinoza ne le dit pas. Il ne dit pas le contraire. Guéroult veut dire, attention, ces corps très simples ne se distinguent que par le mouvement et le repos, mais ça ne veut pas dire qu'ils aient même figure et même grandeur. Ça veut dire tout au plus que leurs différences de figure et de grandeur ne servent pas, ne sont pas opératoires au niveau des corps très simples. Ils ne prendront de l'importance que par rapport aux corps composés. Mais ils ne peuvent pas, dit Guéroult, ils ne peuvent pas avoir même figure et même grandeur. Et pourquoi? Selon Guéroult, ils ne peuvent pas avoir même figure et même grandeur. Là, l'argument de Guéroult est très étrange, parce qu'il nous dit, je vous donne le raisonnement de Guéroult avant de vous dire tout ce qu'il trouve déjà là-dedans, il nous dit, en effet, s'ils n'avaient pas même figure et même... s'ils avaient... Non, pardon. S'ils n'avaient pas des figures et des grandeurs différentes, nécessairement, ils auraient alors même grandeur et même figure. S'ils n'avaient pas des figures et des grandeurs distinctes, ils auraient donc même figure et même grandeur. Comprenez? Tout de suite, quelque chose me saute dans la tête. Je me dis, mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième possibilité? Si des corps ne se distinguent pas par la figure et par la grandeur, est-ce que ça veut dire qu'ils ont même figure et même grandeur dès lors? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre, ni figure ni grandeur? Pourquoi éliminer cette possibilité? Pourquoi faire comme si cette possibilité était impossible? Pour une raison évidente. On me dira, un corps qui n'a ni figure ni grandeur, c'est pas un corps. J'en sais rien, attendons. Je dis juste, il y a bien une troisième possibilité à côté de laquelle Guéroult pense, il me semble, complètement. Il pense, il se donne tout fait, là il préjuge de quelque chose chez Spinoza. Il considère que tout corps, quel qu'il soit, simple ou composé, a nécessairement une figure et une grandeur. Et à ce moment-là, en effet, si un corps, quel qu'il soit, même un corps simple, a figure et grandeur, et bien à ce moment-là, s'il n'a pas des figures et des grandeurs distinctes de ceux de l'autre, c'est que tous ont même grandeur et même figure. Je dis non, ça ne marche pas, parce que tant qu'on ne m'a pas montré qu'il est contradictoire qu'un corps soit sans figure et sans grandeur, il y a une autre possibilité, à savoir que les corps simples, et seuls les corps simples, n'aient ni grandeur ni figure. À ce moment-là, il faudrait prendre à la lettre l'idée spinoziste, les corps simples ne se distinguent que par le mouvement et le repos, la vitesse et la lenteur. Ils ne se distinguent que par là pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont ni grandeur ni figure. Mais difficulté pour mon côté, si vous voulez, à savoir qu'est-ce que ça peut bien être des corps sans grandeur ni figure. Mais enfin, Guéroult, j'ai l'air de le traiter à mon tour très mal, c'est-à-dire comme s'il n'avait pas lu les textes. Car pourquoi est-ce que Guéroult nous dit, bien que les corps les plus simples ne se distinguent pas par là, ils ont quand même
des grandeurs et des figures distinctes. Eh bien, il nous le dit en invoquant un texte de Spinoza. Vous allez voir qu'au niveau, là je détaille ça parce que c'est quitte à prendre du temps, mais ça fait rien. Voilà le texte. Définition. Je lis lentement. Quand quelques corps de la même grandeur ou de grandeur différente, lorsque quelques corps de la même grandeur ou de grandeur différente subissent de la part des autres corps une pression qui les maintient appliqués les uns sur les autres, etc., etc. Quand quelques corps de la même grandeur ou de grandeur différente subissent de la part des autres corps une pression qui les maintient appliqués les uns sur les autres. Axiome suivant. Plus sont grandes ou petites les surfaces, les superficies, suivant lesquelles les parties d'un individu ou d'un corps composé sont appliquées les unes sur les autres. Vous voyez ce que nous dit Spinoza, je retiens. Les parties d'un corps composé s'appliquent les unes sur les autres d'après des surfaces plus ou moins grandes. Or, les parties d'un corps composé, ce sont les corps simples. Donc, les corps simples s'appliquent les uns sur les autres d'après des surfaces plus ou moins grandes. En effet, ça semble donner raison à Descartes, à Guéroult. Vous voyez, les parties d'un corps composé, il n'a rien dit. Il a traité d'abord les corps simples. Il a dit qu'ils ne se distinguent que par vitesse et lenteur, mouvement et repos. Bon. Ensuite, il étudie les corps composés. Et il nous dit, les parties des corps composés, c'est-à-dire les corps simples, s'appliquent les uns aux autres d'après des surfaces plus ou moins grandes ou petites. Plus sont grandes ou petites les superficies suivant lesquelles les parties d'un individu ou d'un corps composé sont appliquées. Alors, comment ? Au point qu'il y a un autre commentateur que Guéroult, qui dit que là, il y a une petite, c'est un anglais, il emploie alors un mot, c'est très joli, une petite inconséquence. Petite inconséquence de Spinoza. Bon, Guéroult répond, pas du tout inconséquence, que sans doute les corps simples ne se distinguent que par mouvement et repos. Ils n'en ont pas moins des grandeurs et des figures distinctes. Simplement, ces grandeurs et ces figures distinctes ne vont développer leur effet qu'au niveau des corps composés. Comprenez ? Voilà, je dis c'est bien curieux ça. Alors, on a le choix. Comment s'en tirer ? Ou bien dire, non, il faut maintenir la lettre du texte. Les corps simples ne se distinguent que par mouvement et repos, c'est-à-dire ils n'ont ni figure ni grandeur. Et il y aurait une petite inconséquence, comme dit l'autre. Ou bien il faut dire comme Guéroult, ah ben oui, les corps simples ont bien une figure et une grandeur distinctes. Mais et ben c'est très bizarre ça. C'est d'autant plus bizarre que... Bon, enfin... Alors, il me semble que c'est ça qu'il faut chercher, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça? Ce statut-là de corps simple.
Ma question, c'est exactement ceci. Moi, je parie qu'il faut prendre à la lettre, mais qu'en plus, il n'y a pas d'inconséquence. C'est-à-dire, ce que je voudrais montrer, c'est comment, à la fois, il faut maintenir que les corps les plus simples n'ont ni grandeur ni figure, et que pourtant, ils s'appliquent les uns sur les autres, ou les uns aux autres, par des surfaces plus ou moins grandes. Ce qui veut dire que c'est évidemment pas leur surface, allez, ils n'en ont pas. Alors ce serait quoi? Eh bien, je reviens alors presque au point de départ. Lorsque Spinoza nous dit un corps a un très grand nombre de parties, un corps composé a un très grand nombre de parties, plurimé partes, qu'est-ce que veut dire un très grand nombre? Je vous dis tout de suite mon idée parce qu'elle est enfantine en un sens, mais il me semble qu'elle change tout. Pour moi, si on prend à la lettre plurimé partes, un très grand nombre de parties, ça veut dire déjà qu'il y a une formule qui est un non-sens. Le non-sens, c'est chaque corps simple. Chaque corps simple. Je veux dire, un très grand nombre de parties, ça veut dire, en fait, que tout nombre assignable est dépassé. C'est ça le sens de plurimé partes. Un très grand nombre veut dire en fait qui dépasse tout nombre assignable. De quel droit je dis ça sans forcer, parce que c'est courant au XVIIe siècle. À savoir, le XVIIe siècle est plein d'une réflexion sur quoi? Les grandeurs qui ne peuvent pas s'exprimer par des nombres, à savoir des grandeurs géométriques. Des grandeurs géométriques qui ne peuvent pas s'exprimer par des nombres. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je dis, en d'autres termes, je dis les corps simples, ils vont par infinité. Voilà, c'est tout simple. Ce que je veux dire vraiment, c'est une chose très très simple. Les corps simples vont par infinité. Mais si c'est vrai, réfléchissez à la formule. Il me semble que ça va nous sortir d'affaire. Les corps simples vont... Attends, si tu veux, tu diras tout à l'heure, parce que si je perds mon... Les corps simples vont par infinité, ça veut dire, vous ne pouvez pas parler d'un corps simple. Sauf par abstraction, une abstraction dénuée de toute raison. La formule un corps simple est dénuée de tout sens. Or, c'est en supposant la légitimité de la formule un corps simple que Guéroult conclut. Si l'on peut parler d'un corps simple, il faut bien que le corps simple ait figure et grandeur. Les corps simples vont par infinité signifie suffisamment qu'on ne peut pas parler d'un corps simple. On ne peut jamais parler que d'une infinité de corps simples. Si bien que qu'est-ce qu'il y a, figure et grandeur? C'est pas tel corps simple, c'est telle infinité de corps simples. Ah oui, ça oui, d'accord. Telle infinité de corps simples a une figure et une grandeur, attention, plus ou moins grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Une infinité de corps simples a une figure plus ou moins grande. Ça veut dire quoi? Mais alors, plus ou moins grande, mais comment? Si c'est toujours une infinité de corps simples, et l'infini c'est ce qui est plus grand que toute quantité, donc comment est-ce que... Ben voilà, tout simple. Du coup on est en train de faire un progrès
D'accord? Une infinité, c'est toujours plus grand qu'une nombre. Mais, dit Spinoza, et c'est sans doute le point de géométrie sur lequel il tient le plus, c'est la géométrie qui nous apprend qu'il y a des infinis, doubles, triples, etc., d'un autre, d'autres. En d'autres termes, c'est la géométrie qui nous impose l'idée de rapport quantitatif entre infinis, au point qu'on puisse parler d'un infini double d'un autre, ou d'un infini moitié d'un autre. Tout infini est irréductible au nombre. Ça, Spinoza le maintiendra toujours. C'est un géométriste. Ça veut dire quoi? Que pour lui, la réalité des mathématiques, elle est dans la géométrie. Que l'arithmétique et l'algèbre ne sont que des auxiliaires. C'est des moyens d'expression. Et encore, c'est des moyens d'expression extrêmement équivoques. Il y a toujours eu dans l'histoire des mathématiques, il y a eu toujours un courant géométriste contre les courants arithmétiques, contre les courants algébristes. Il y a plus toute l'histoire des mathématiques. C'est comme la philosophie, les mathématiques. C'est très, très, très compliqué, cette histoire. Il y a comme à l'origine des mathématiques, si loin qu'on puisse remonter, quand on fait l'histoire des mathématiques, on voit très bien deux courants. On voit un courant qu'on appelle en gros le courant grec. Et le courant grec, ça a toujours été si loin qu'ils aillent, dans le développement de l'étude du nombre, et vous allez voir pourquoi ils vont très loin. Si loin que les Grecs soient allés dans les développements du nombre. Leur conception des mathématiques est fondamentalement géométrique. À savoir, le nombre est subordonné. Le nombre est subordonné à la grandeur, et la grandeur est géométrique. Et toutes les mathématiques grecques sont fondées là-dessus. Loin d'étouffer le nombre, c'est très important, ça oriente le nombre vers quoi? La subordination du nombre à la grandeur géométrique fait quoi? Ça ouvre aux mathématiques une espèce d'horizon fantastique. Fait quoi? Que les nombres, ça ne vaut pas en soi, ça vaut par rapport à tel ou tel domaine de grandeur. Finalement, les domaines de grandeur ont besoin. Ils s'expriment par des systèmes de nombres, mais il n'y a pas d'indépendance du système de nombres. Ce n'est pas le nombre qui détermine la grandeur, c'est la grandeur qui détermine le nombre. En d'autres termes, les nombres sont toujours des nombres locaux. Les systèmes de nombres sont toujours affectés à tel ou tel type de grandeur. Primat de la grandeur sur le nombre. Si vous voulez comprendre quelque chose, par exemple, dans les problèmes de l'infini dans les mathématiques, il faut partir de choses très très simples comme ça. Le primat de la grandeur sur le nombre dénore le caractère local du nombre. J'appelle caractère local la dépendance du nombre par rapport à tel domaine de grandeur est fondamentale. Et en effet, réfléchissez à ce qu'on peut dire, par exemple, sur les nombres à cet égard. J'essaie de gonfler un peu cette thèse. Les nombres, comment est-ce qu'ils se développent, les nombres? C'est très intéressant quand vous regardez l'histoire des nombres et la multiplication, la prolifération des systèmes de nombres. Parce que vous regardez ça, pas très, vous voyez quoi? Que le nombre s'est développé toujours pour répondre à des problèmes que lui posait, enfin pas toujours, je supprime mon toujours. Le nombre s'est souvent développé pour répondre à des problèmes que lui posaient des grandeurs hétérogènes au nombre. Par exemple, comment est-ce qu'on est arrivé à former le concept de nombre, le domaine des nombres fractionnels, qui est un domaine de nombre? Comment est-ce qu'on est arrivé à développer un autre système de nombres, le système des irrationnels, des nombres irrationnels?
pas compliqué. Chaque fois, on pourrait dire, ça ce serait la loi géométriste du nombre, chaque fois que la géométrie nous présentait, nous imposait une grandeur, qui ne pouvait pas être exprimée dans le système précédent du nombre. Et les derniers nombres extraordinairement complexes des mathématiques, qui, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, se forment, c'est quoi? C'est lorsque les mathématiques se heurtent à quelque chose de très bizarre qui appartient à la ligne, à savoir ce qu'ils appelleront, ce que les mathématiciens appelleront la puissance du continu. Si vous voulez, je veux dire une chose très simple pour que vous compreniez. Alors, une fraction, c'est quoi? C'est pas un nombre, une fraction. C'est absurde. C'est pas un nombre. Vous écrivez 1 sur 3. Une fraction, c'est pas un nombre, par définition. Ça deviendra un nombre lorsque vous aurez les fractions. Vous vous mettez devant votre série là, de nombres entiers, naturels, tout ce que vous voulez. Et vous voyez un mathématicien qui écrit 1 sur 3. C'est une ineptie, un non-sens, 1 sur 3. 1 sur 3, c'est pas un nombre. Pourquoi? Là, écrivez dans votre tête. 1 sur 3 égale x. Il n'y a aucun nombre qui multiplié, il n'y a pas de x, qui multiplié par 3 donne 1. 1 sur 3 serait un nombre. Si vous pouviez écrire 1 sur 3 égale x, vous ne pouvez pas écrire 1 sur 3 égale x puisqu'il n'y a pas de x. Il n'y a pas de nombre qui multiplié par 3 égale 1. Vous suivez? Donc, une fraction, c'est évidemment pas un nombre. C'est un complexe de nombres que vous décidez arbitrairement de traiter comme un nombre. C'est-à-dire auquel vous décidez arbitrairement d'appliquer les lois d'associativité, etc., du nombre. C'est pas un nombre. Un nombre irrationnel, c'est pas un nombre non plus. Donc, je dirais de tous les développements du nombre, et le nombre ne serait jamais développé sinon, je dirais, d'un certain point de vue, je dirais que les nombres et les systèmes de nombres ne sont jamais que des traitements symboliques, des manières symboliques de traiter quoi? De traiter des grandeurs irréductibles au nombre. Alors là, vous fabriquez des complexes de nombres. Mais vous voyez que les complexes de nombres, ou les nombres complexes, ça revient au même, les complexes de nombres sont éminemment relatifs au type de grandeur irréductible au nombre que la géométrie vous impose. Donc, le primat de la grandeur sur le nombre est un élément fondamental. Au XXe siècle, un grand logicien mathématicien qui s'appelait Coutura, dans un livre qui s'appelait De l'infini mathématique, développait encore cette thèse, sur laquelle il allait revenir quelques années plus tard. Ça, c'est très curieux, l'histoire de Coutura. Et Coutura, dans ce livre De l'infini mathématique, fondait toute sa thèse sur précisément le primat de la grandeur par rapport au nombre. Et, dès lors, l'infini lui paraissait la réalité géométrique elle-même, et le nombre est toujours subordonné à la découverte, non seulement de la grandeur, mais de l'infini dans la grandeur. Bon. Mais il y a une autre tradition mathématique. Dans la mathématique grecque, sur le point que tu soulèves, peut-être dans la mathématique grecque, il y a eu ce problème de la subordination du nombre à la grandeur géométrique qui provoque des crises, par exemple l'impossibilité
une mesure exacte de la diagonale d'un carré parfait, Ouais. la crise provoquée par Philolaos dans l'école de Pythagore, par exemple. Donc là, au niveau de la mathématique, des mathématiciens, il y a effectivement cette subordination du nombre à la grandeur géométrique et les crises que ça peut engendrer, ou les mutations que ça peut engendrer à partir de là. Seulement, dans la philosophie de Platon, par exemple, il y a un renversement de cette position du nombre qui est subordonné à la grandeur géométrique. Parce que Platon, lorsqu'il dit que finalement, lorsqu'il y a crise, il faut nécessairement qu'il y ait carré, et que pour qu'il y ait carré, il faut nécessairement qu'il y ait des droites, et que pour qu'il y ait des droites, il faut des points. Et comment définir un point, sauf par l'intersection de droites, mais comment dire qu'un point, c'est l'intersection de droites si on n'a pas déjà le nombre 1? Donc, il faut que l'arithmétique soit première par rapport à toute grandeur géométrique. Ça, c'est un problème de Platon. Et Platon en ajoute un autre concernant le langage des mathématiciens. Pourquoi dites-vous 1 finalement? Pourquoi 1 avant de dire un point? Ça va encore plus loin. Donc c'est là qu'il introduit le problème de l'hypothétique et de l'anhypothétique. Je vais te Donc, dire. s'il est vrai que dans le discours mathématique grec, il y a cette subordination, et encore il faudrait poser la question de la curieuse théorie des nombres qu'est Pythagore. C'est une théorie très mystérieuse, un nombre. Et alors, s'il y a dans les mathématiques grecques, en tout cas, une subordination de l'arithmétique à la grandeur géométrique, peut-être qu'il y a une aporie de la mathématique grecque dans la philosophie de Platon au niveau, justement, non seulement du renversement de cette perspective, mais l'aporie même de la pensée qu'il y aurait un premier nombre d'une série qui sera dite ensuite naturelle et qui serait 1. Ouais. C'est lié ce que tu as à dire. Alors dis, oui. J'ai l'impression que Spinoza s'inscrit dans la tradition de par opposition à Pythagore. Parce que justement, Pythagore, sa grande phrase, c'est tout est nombre, alors que pour le guide, les éléments mathématiques sont des raisons, c'est-à-dire des rapports de rondeur. Oui, ça tout à fait, que Spinoza soit profondément euclidien. Et qu'on puisse définir Euclide. Alors là, Comtesse serait d'accord lui-même, compte tenu de ce qu'il vient de dire, qu'on puisse définir Euclide par une subordination, non pas en général du nombre à la grandeur, encore une fois, mais des systèmes de nombres, car il n'y a jamais que des systèmes de nombres de ce point de vue, des systèmes de nombres au domaine de grandeur, ça, Spinoza a gardé ce géométrisme absolu. Alors, pour répondre un peu à ces deux remarques, je dirais que, oui, qu'est-ce qui se passe? En effet, lorsque Comtesse dit « attention, mais Platon ». Mais Platon, vous comprenez, oui. On va continuer parce que Oui, il semble justement que les raisons de tout sont tout à fait à savoir que la raison n'apparaît que lorsque l'on compare deux rapports, deux infinités. Et ce qui apparaît lorsqu'on compare deux infinités, ce sont en fait les variations relatives des deux infinités. Par exemple, on peut comparer 2x sur x, dont x tend vers l'infini. 2x est un nombre infini inassignable, x est un nombre infini inassignable, mais leur rapport fait apparaître la raison de leur variation relative l'un par rapport à l'autre. Et en ce sens, le nombre est uniquement une distinction modale, en ce sens que ce sont des modes qui se rapportent les uns aux autres, et non pas une distinction intrinsèque. Et il me semble que ça rejoint le thème du début du commentaire de Léon sur la lettre de l'infini de Spinoza. Il y a des choses qui sont infinies par nature, des choses qui sont infinies par leur cause. ouais.
J'ai peut-être autre chose encore. Mais en effet, ce que tu as dit d'important, il me semble, c'est que ça se réfère en effet à un point d'Euclide, pas à Euclide en général, mais ce que tous les mathématiciens grecs ont considéré d'ailleurs comme étant le sommet d'Euclide, à savoir la théorie des rapports et des proportions. Et c'est au niveau d'une théorie géométrique des proportions et des rapports que s'affirme cette subordination du nombre. C'est là, il y aurait un point alors complètement spinoziste. Quant à la question alors de l'infini, ça on la met, il faudrait voir d'abord ce statut très particulier de la théorie des rapports chez Euclide. Ce que je veux dire là pour le moment, c'est juste quant à ce que vient de dire Comtesse, qui dit mais attention, Platon c'est beaucoup plus compliqué dans l'histoire grecque, c'est beaucoup plus compliqué, pourquoi? Parce que, autant qu'on comprenne, je disais, ça c'est un pôle de la géométrie et ça a été vraiment la grande tradition de la géométrie grecque, et je crois qu'ils ne démorderont pas de cette tradition, les Grecs. Mais il y a une autre tradition. Or, les communications, non seulement à courte distance, mais à très longue distance, on n'a pas attendu maintenant pour ces communications. Il y a une tradition qu'on appelle, que les historiens des mathématiques appellent à l'autre pôle de la tradition grecque, la tradition hindoue-arabe. Or, cette tradition hindoue-arabe, elle est non moins fondamentale. Et elle consiste, elle, et c'est ça son coup de force, c'est presque sa création, pas un coup de force même. C'est comme ça que chez eux, tout se passe comme si vous voulez, il y avait cette espèce de différenciation. Ah ben oui, en Grèce, ça passe par là. En Inde, ça passe par là. C'est au contraire l'indépendance et le caractère législateur du nombre par rapport à la grandeur. Et l'acte de naissance de l'algèbre, qui précisément est comme l'expression de cette conception du nombre indépendant de la grandeur, de telle manière que c'est lui qui va déterminer et régler et commander au rapport de grandeur, ça expliquera facilement, par exemple, le rôle de la pensée arabe dans la formation de l'algèbre. Et là, vous avez tout un courant arithmético-algébriste. Or, c'est très vite qu'en Grèce même, les courants dits orientaux, les courants dits indiens, hindous, et le courant géométrique grec s'affrontent. Et précisément, et c'est par là que les remarques de Comtesse sont très justes, le pythagorisme, avec son caractère pour nous extrêmement mystérieux, parce que c'est vraiment compliqué, que les textes nous manquent. Le pythagorisme semble être l'espèce de première rencontre fondamentale entre une conception indienne et une conception grecque des mathématiques, où là alors se joue très très vivement une histoire qui quand même, je dirais, moi, je ne sais pas là ce que tu en penses, toi, Comtesse, mais moi je serais quand même plus prudent que toi, parce que ce que les pythagoriciens appellent le nombre, même quand on le ramène à un système de points, on appelle le nombre. Et quel est le rapport exact entre le nombre et la figure? C'est quelque chose de très... où le nombre et la grandeur, chez Pythagore, ce serait, il me semble, alors là, c'est tellement, en tout cas, ça me dépasse de loin. Je remarque juste que lorsque, dans ce qu'on appelle la dernière philosophie de Platon, nous sommes sûrs qu'à la fin de sa vie, Platon a développé une théorie que l'on connaît sous le nom, en gros, théorie des nombres idéaux. Les nombres idéaux chez Platon, qu'est-ce que c'est? On n'a aucun texte direct. On sait que ça a pris dans la dialectique platonicienne une importance de plus en plus grande. On n'a aucun texte direct sur ces nombres idéaux. Aucun texte de Platon. On connaît cette théorie dernière de Platon par
Aristote. Or, ces nombres idéaux sont, pour Platon, d'après le témoignage d'Aristote, comme complémentaires. Alors, dans quel ordre, dans quel sens, qu'est-ce qui est? De figures idéales. C'est en quelque sorte des nombres méta-arithmétiques, au-delà de l'arithmétique, qui n'ont pas la même loi d'engendrement que les nombres arithmétiques. Et en corrélation avec des figures métagéométriques, c'est-à-dire des figures qui ne sont pas justiciables ou qui ne renvoient pas à la possibilité d'un tracé dans l'espace. Alors, à ce niveau-là, où vraiment, je suppose, les deux grands courants, le courant algébriste et le courant géométrique se rencontrent, quelle est la part des nombres idéaux, des figures idéales, etc. À quel point c'est précisément, même on est sorti à ce niveau-là, on est sorti des mathématiques à proprement parler, puisque Platon en fait l'objet de sa dialectique finale, de sa dialectique dans sa dernière philosophie. Or, lui-même distingue complètement le mouvement mathématique et le mouvement dialectique. Donc, ces nombres supérieurs, qui viennent de la tradition indienne, n'arrivent pas à être définis simplement arithmétiquement. Ils sont définis dialectiquement, indépendamment d'une genèse arithmétique, mais par une espèce de mode de constitution dialectique. Donc, je précise là juste quant à l'intervention de Comtesse, que de toute évidence, il me semble, c'est vrai qu'au niveau de la Grèce, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple courant géométriste, mais que le courant géométriste et le courant algébriste venu de l'Inde se rencontrent à un niveau qui finalement dépasse la géométrie, mais dépasse également l'arithmétique. Et je crois que ça va être en effet un moment très très fondamental dans l'histoire des... Mais alors, revenons plus à l'histoire de la géométrie euclidienne. Pour le moment, j'en suis seulement à ceci. C'est que Spinoza, pour son compte, là, je crois, il n'y a pas de problème chez lui. Il ne retient, pour des questions qu'elle est, je voudrais savoir pourquoi au juste, mais il se trouve que vraiment, il est pur géométriste. Je parlais de Coutura, c'est bizarre, vous voyez que même ces changements, c'est des changements qu'il faudrait évaluer. Donc, un logicien, un mathématicien comme Coutura, je dis, dans mon souvenir de l'infini mathématique, c'est un livre qui paraît vers 1905. Il écrit après les principes des mathématiques, vers 1900, je ne sais pas quoi, 11 ou 12, je suppose. Et là, il a complètement changé. Sous l'influence finalement d'un arithméticien, logicien, algébriste, à savoir sous l'influence de Russell, il dénonce son livre sur l'infini mathématique et il dit qu'il renonce au principe du primat de la grandeur sur le nombre. Tout passe comme s'il passait d'un pôle à l'autre. Et il refait toute sa philosophie des mathématiques. Alors, je ne sais pas, moi je ne suis pas sûr qu'il ait eu raison, hein. On ne peut pas dire forcément qu'il avait raison. Je ne suis pas sûr que ce soit pas le premier livre qui était le plus loin, on ne sait pas bien. En tout cas, je veux dire quoi? Là, je veux dire, comprenez, lorsque Spinoza nous dit chaque corps composé a un très grand nombre de corps simples comme parties, je dis ça veut dire une infinité de parties. Pourquoi? Parce que les corps simples, ils vont nécessairement par infinité. Seulement, les corps simples, vous vous rappelez, ils n'appartiennent à un corps composé que sous tel rapport qui exprime le corps composé. Ils n'appartiennent à un corps composé que sous un rapport de mouvement et de repos qui caractérise le corps composé. Bien, dès lors vous tenez tout. Un rapport de mouvement et de repos. Accordez-moi, on ne comprend pas encore très bien ce que ça veut dire. C'est pas très compliqué, il peut être le double d'un autre. Ce qui est le double
ou la moitié. C'est le rapport de mouvement et de repos. Le rapport de mouvement et de repos qui caractérise le corps petit a est le double du rapport de mouvement et de repos qui caractérise le corps petit b. C'est tout simple. Je peux écrire m, petit m, oui, mv égale 2 m'v'. Ça veut dire le rapport de mouvement et de repos est double. Bon. Qu'est-ce que je dirais si je me trouve devant ce cas simple? Le rapport de mouvement et de repos d'un corps est le double de celui d'un autre corps. Je dirais, chacun des deux corps a une infinité de parties, de corps simples. Mais l'infini de l'un est le double de l'infini de l'autre. C'est très simple. En d'autres termes, c'est un infini de grandeur et pas de nombre. C'est un infini de grandeur et pas de nombre, ça veut dire quoi? La grandeur, elle est pourtant pas infinie. Le rapport MV, il n'est pas infini. D'où l'importance de l'exemple de Spinoza dans la lettre 12. Vous vous rappelez peut-être, puisqu'on en avait parlé un peu de ça. Dans la lettre 12, Spinoza considère deux cercles non concentriques, intérieurs l'un à l'autre et non concentriques. Et il dit, prenez l'espace entre les deux cercles. Nous, alors, on prend un exemple simplifié, précisément celui auquel Spinoza ne voulait pas, parce que, vu le but qu'il avait dans cette lettre, il lui fallait un exemple plus complexe. Mais je dis juste, prenez un cercle et considérez les diamètres. Il y a une infinité de diamètres, puisque de tout point de la circonférence, vous pouvez mener un diamètre, à savoir la ligne qui unit le point de la circonférence à un point de la circonférence quelconque au centre. Un cercle a donc une infinité de diamètres. Si vous prenez une moitié de cercle, l'exemple de Spinoza est aussi simple que ça. Si vous prenez un demi-cercle, il a une infinité de diamètres aussi. Puisque vous avez une infinité de points possibles sur la demi-circonférence, autant que sur la circonférence entière. Dès lors, vous parlerez bien d'un infini double d'un autre, puisque vous direz que dans un demi-cercle, il y a une infinité de diamètres, autant que dans le cercle entier, mais que cette infinité est la moitié de celle du cercle entier. En d'autres termes, là vous avez défini un infini qui est double ou moitié, en fonction de quoi? En fonction de l'espace occupé par une figure, à savoir la circonférence entière ou la moitié de cette circonférence. Vous n'avez qu'à transposer au niveau des rapports. Vous considérez deux corps. L'un a un rapport caractéristique qui est le double de l'autre, donc tous les deux, comme tous les corps ont une infinité de parties. Mais dans un cas, c'est un infini qui est le double de celui de l'autre cas. Vous comprenez ce que veut dire les corps simples vont nécessairement par infinité. Dès lors, j'ai réponse, il me semble, à mon problème, là, concernant Guéroult. Comment Spinoza peut-il dire les corps simples s'appliquent suivant des surfaces plus ou moins grandes? Ça ne veut pas dire du tout que chaque corps simple a une grandeur, puisqu'encore une fois, ils n'ont pas de grandeur. Pourquoi est-ce que les corps simples, du coup, maintenant, je ne sais pas, on est presque en état, j'espère, de tout comprendre.
Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de grandeur, les Corsins? Parce que quand je disais ils vont par infinité, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire une chose. Qu'est-ce qui va par infinité? C'est pas n'importe quoi qui va par infinité. Je veux dire, qu'est-ce qui est de telle nature que ça ne peut aller que par infinité si ça existe? Ben, évidemment, il n'y a qu'une chose, c'est des termes infiniment petits. Des termes infiniment petits, ils ne peuvent aller que par infinité. En d'autres termes, un infiniment petit, là encore, est une formule strictement dénuée de sens. Ça correspond assez mal à tout ce que je viens de raconter. Je veux dire, dans l'exposé du livre 2 de l'éthique, Spinoza commence par ce qu'il appelle lui-même les notions communes les plus universelles. C'est-à-dire l'idée de ce en quoi tous les corps conviennent, tous les corps. Ils conviennent en ceci qu'ils sont dans l'étendue, ils conviennent en cela qu'ils ont été mouvement et repos. Mais si vous continuez, pourquoi est-ce qu'il commence, je crois, par là? Ben, en un sens, c'est presque... c'est triste, mais il ne peut pas faire autrement. Je dis c'est triste parce que ça rend les choses très abstraites. On a l'impression que les notions communes, alors c'est des considérations très générales, tout à fait générales. C'est pas du tout des rapports précis, tous les corps sont dans l'étendue, c'est pas... Il est forcé de le faire, parce que là, il fait une espèce de déduction logique des notions communes. Donc, en faisant sa déduction logique des notions communes, il est forcé de commencer par les plus universelles. En quoi il faut avoir de la patience, parce que si vous passez à la proposition suivante, vous voyez qu'il est question de notions communes, non plus communes à tous les corps, mais communes à au moins 2 corps. Je dirais presque que c'est celle-là qui compte. Vous ne fiez pas à l'ordre du texte, il faut bien commencer par quelque chose. Il a des raisons importantes qui le font commencer par les notions communes les plus universelles. Mais c'est pas là que c'est opératoire, les notions communes. Ça nous laisse dans le vague les notions communes les plus universelles. Ce qui est intéressant, c'est les notions communes à 2 corps. C'est-à-dire, c'est les notions communes les moins universelles ou les plus précises. Pourquoi est-ce que c'est ça qui est important? Par exemple, entre le corps de la mère, bien plus je précise, notion commune à 2 corps, dont l'un est le mien. Sinon, je ne formerai pas la notion commune. Je ne peux former la notion commune que parce que l'un des corps qui entre sous la notion commune est mon corps. Sinon, ce serait absolument abstrait. Donc, c'est en fait les notions communes les moins universelles qui tiennent le secret de toutes les notions communes. Si bien qu'il a raison de commencer son ordre, comme il fait une déduction des notions communes, il a raison de commencer par les plus universelles, mais tout le sens pratique des notions communes, c'est l'ordre inverse. C'est partir des moins universelles. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est les notions communes au niveau d'un autre corps et le mien. Parce que c'est seulement par l'intermédiaire de ces notions communes-là qu'on pourra s'élever petit à petit aux notions communes les plus universelles. Vous saisissez? Simplement, il faudrait une confirmation de ça, que c'est bien les notions communes les moins universelles qui sont les plus importantes d'abord. Eh bien, si vous allez jusqu'au livre 5, vous verrez que dans le livre 5, Spinoza ne prend plus l'ordre déductif des notions communes, mais prend l'ordre réel. On commence par former les notions communes les moins universelles, c'est-à-dire celles qui conviennent à un corps et au mien, et de là on s'élève à des notions communes de plus en plus générales, de plus en plus universelles. Alors, bon, est-ce que c'est tout? Vous voyez donc ce second effort de la raison, c'est les notions communes et les joies actives.
Est-ce qu'on a tout épuisé? Là, on est sorti du monde des signes. Pourquoi? C'est presque la conclusion à laquelle je voulais arriver aujourd'hui. Voilà. Vous comprenez, hein, j'ai plus qu'à tirer des conséquences. Une notion commune, elle est forcément univoque. On est complètement sorti de l'équivocité du signe. Quand vous avez atteint le domaine des compositions de rapports, vous êtes dans l'univocité. Pourquoi c'est forcément des expressions univoques, les notions communes? Pour une raison très simple. Encore une fois, elles sont communes parce qu'elles sont communes à deux corps au moins. Dès lors, étant communes à deux corps au moins, elles se disent en un seul et même sens, de l'autre corps et du mien. Elles ne peuvent pas se dire en plusieurs sens. Et les notions communes les plus universelles, elles se disent de tous les corps, d'accord, mais elles ne peuvent se dire qu'en un seul et même sens. Il ne peut pas y avoir d'équivocité au niveau des notions communes pour une simple raison, c'est que l'équivocité me dit que une même chose, un même terme, une même notion ne se dit pas dans le même sens pour la partie et pour le tout, pour ceci et pour cela. Au contraire, les notions communes ne peuvent avoir qu'un seul sens. Alors ce monde qu'on cherchait depuis le début, là, ça a presque l'air, je suis trop rapide en un sens, parce que c'est une conséquence de tout ce qu'on a dit. Il n'y a pas tellement, il n'y a plus aucun problème à ce niveau. On va voir qu'il y a d'autres problèmes, mais il n'y a aucun problème. Si vous avez compris ce que c'est qu'une notion commune, par exemple, le mouvement de la vague et le mouvement de mon corps en tant qu'il se compose, c'est une notion absolument univoque. Seul le mauvais nageur est équivoque. Seul le mauvais danseur est équivoque. Le bon danseur, c'est une expression univoque. Forcément. C'est ça le monde de la lumière. Est-ce que c'est ça seulement? Non, un dernier effort. Un dernier effort, ce serait quoi? On n'a pas tout atteint encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez, j'ai déjà deux niveaux. Les corps envisagés dans les effets qu'ils ont les uns sur les autres. Ça, c'est l'affection inadéquate. Deuxième niveau. Les corps envisagés dans les rapports qui se composent. Ça, c'est la notion commune ou l'idée adéquate. Est-ce que j'ai tout dit de ce qu'il y a dans le monde? Non. J'ai pas dit un terme qui intervient constamment dans Spinoza, à savoir les essences. Les corps envisagés dans leurs essences. Ça va être très important pour notre avenir. Alors la notion commune, c'est pas l'idée d'une essence. Non, ça pouvait pas l'être. Qu'est-ce que c'est qu'une notion commune? Là, vous me permettez une rapide parenthèse terminologique. Encore une fois, je crois tellement qu'en philosophie, il y a une terminologie très, très simple, mais que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Il est très fâcheux de confondre deux choses. Il est très fâcheux de confondre terminologiquement ce qu'on appelle une idée abstraite et ce qu'on appelle une idée générale. La différence, elle est très importante. L'idée abstraite, c'est un drôle de truc, au point que personne ne sait s'il y en a. C'est pas Spinoza là, mais j'en ai besoin pour Spinoza. C'est des remarques de terminologie. Personne ne sait si ça existe, un truc comme une idée abstraite. Qu'est-ce que ce serait? S'il y en a, qu'est-ce que ce serait? Fais un exemple. Prenons des exemples. Vous voyez, j'ai mes lunettes là, sur la feuille de papier. J'extrais, elles sont posées sur la feuille de papier. Hein? J'extrais mes lunettes de la feuille de papier. Est-ce une abstraction?
Vous riez et vous me dites, évidemment, non, ce n'est pas une abstraction. Car même vos lunettes posées sur la feuille de papier, il y avait une distinction dite réelle entre vos lunettes et la feuille de papier, et pas une distinction de raison. Donc là, je ne fais pas une abstraction, je fais une séparation. Ça va? Oui. Stade supérieur. Mes lunettes étaient séparables de la feuille de papier. Second stade. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler une sélection? Je fais une sélection et plus une séparation. Voilà, feuille de papier. Je la prends pour elle-même. Vous voyez? Ça, c'est des exercices pratiques de philosophie. Rêverait, et alors il faudrait... Comme ça qu'ils faisaient au Moyen-Âge, vous voyez? Ils faisaient des cours comme ça, et puis il y avait les étudiants qui intervenaient sur des questions très précises. C'était formidable, alors. Il y avait les émeutes, il y avait tout ça. Alors, voilà ma feuille de papier. Une feuille de papier, ça a un recto et un verso. Vous savez, un envers et un endroit. Je ne peux pas les séparer. Hein? Je pouvais séparer mes lunettes et la feuille de papier. Je ne peux pas séparer le recto et le verso de la page. Vous me suivez? En revanche, je peux les sélectionner. Sélectionner, ça veut dire quoi? Me mettre dans l'état optique où je ne vois strictement qu'un côté. Comme ça. J'aurais sélectionné soit le verso, soit le recto. Hein? Si je la tiens comme ça, et là, voilà, oui, j'ai pas sélectionné. Puis-je dire qu'une telle sélection, car il y a beaucoup d'auteurs, c'est marrant ces choses-là, il y a beaucoup d'auteurs qui font, c'est pas grave, hein, mais qui font un contresens pur sur l'abstraction. Ils conçoivent l'abstraction comme une sélection du recto et du verso. C'est idiot, c'est pas une abstraction ça. Pourquoi? Parce que le recto et le verso sont donnés inséparables dans la chose, la feuille de papier. Mais dans ma représentation, ils peuvent être donnés séparément. Ma représentation peut me donner distinctement, séparément, le recto et le verso. Je dirais, il n'y a pas abstraction. Ça nous donne au moins une définition très stricte de l'abstraction. On ne peut employer le mot abstraction que lorsque l'on parle d'une opération qui consiste à séparer par la pensée ce qui est inséparable dans la représentation. Je ne vois pas d'autre définition possible de l'abstraction. Si vous séparez par la pensée ce qui est inséparable dans la représentation même, à ce moment-là, vous faites une abstraction. Vous me suivez? Donc, lorsque vous avez sélectionné le recto ou le verso, vous n'avez pas fait d'abstraction puisque c'est donné séparément dans votre représentation, ou que c'est donnable séparément dans votre représentation. Quand est-ce que vous feriez une abstraction? On ne sait pas si ça existe, une abstraction, encore une fois. Mais en tout cas, je sais juste que si ça existe, ça doit répondre à ce critère. Vous séparez par la pensée ce qui est donné comme inséparable ou inséparé dans la représentation. Ben, c'est difficile, hein? Je prends un exemple. Je dis une étendue sans mouvement. C'est louche, j'en suis pas sûr. Est-ce que c'est une abstraction? Une étendue immobile. Est-ce que je peux vraiment me représenter une étendue immobile ou bien est-ce que le mouvement appartient à l'étendue?
Si mouvement et étendue sont inséparables dans la représentation, lorsque je dis une étendue immobile, je ferai une abstraction. Prenons un exemple plus sûr, une couleur étendue. Ça, je sais que couleur implique étendue. Couleur implique étendue. Si je dis une couleur inétendue, je sépare par la pensée quelque chose qui n'est pas séparable dans la représentation. Une couleur inétendue, ça, ce serait une abstraction. D'accord. Est-ce qu'il y a des couleurs inétendues? Peut-être, je ne sais pas. Je pense que c'est très compliqué. En tout cas, ce serait ça une abstraction. Si bien que l'abstraction, au sens rigoureux du mot, séparer par la pensée ce qui est donné comme un dans la présentation, faire deux dans la pensée de ce qui est donné comme un dans la présentation. Un tel truc a suscité le doute, et plus que le doute, de beaucoup de philosophes. Si bien que vous entendrez parler de beaucoup de philosophes qui disent « il n'y a pas d'idée abstraite ». Il n'y a pas d'idée abstraite, et il ne peut pas y en avoir parce qu'une idée abstraite, c'est contradictoire. Vous voyez que cette position qui consiste à nier les idées abstraites et la possibilité des idées abstraites consiste juste à prendre à toute rigueur la définition de l'abstraction. Vous ne pourrez pas penser comme séparé ce qui n'est pas séparable dans la représentation. Compliqué. Si bien que des auteurs comme Hume, comme tout ce qu'on appelle les empiristes anglais, Berkeley, Hume, d'autres encore, et beaucoup de modernes, nient complètement l'existence et la possibilité d'existence des idées abstraites. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire? Leur thèse ne se comprend que s'ils ajoutent, attention, il n'y a pas d'idée abstraite, mais il y a des idées générales. C'est pour ça que c'est très différent, abstrait et général. Que si une idée générale, c'est quoi? Vous allez voir que c'est complètement autre chose. Abstrait, ça désignait la nature de certaines idées supposées. Général, ça ne renvoie pas à une nature d'idée. Général, c'est une fonction. C'est une fonction que peuvent prendre certaines idées, ou toutes les idées. C'est une fonction. Ça veut dire quoi, une fonction? Une abstraction, si ça existe, c'est quelque chose d'abstrait. Une généralité, c'est quoi? C'est pas un quelque chose, c'est un rapport. C'est un rapport qui convient à plusieurs choses. Une idée générale, c'est l'idée d'un rapport qui convient à plusieurs choses. On va comprendre la différence. Là, au moins que ça vous apprenne quelque chose, tout ça. Qu'est-ce que ce serait l'idée abstraite de triangle? L'idée abstraite de triangle, ce serait l'idée d'un triangle qui n'est ni droit, ni je sais plus quoi, ni je sais plus quoi. Vous voyez? Ou un angle qui n'est ni droit, ni obtus, ni aigu. Ça, ce serait l'idée pure d'angle. Comme disait déjà Berkeley, montrez-moi un tel angle. Évidemment, en disant montrez-le-moi, il n'était pas gêné, puisque par définition, c'est immontrable, une idée abstraite. Mais il voulait dire, ça n'a strictement aucun sens. Quand vous parlez de l'idée d'angle, aucun sens. Il n'y a pas d'angle qui ne soit ni droit, ni aigu, ni obtus. Donc, négation des idées abstraites. Ça n'empêche pas qu'il y a des idées générales. L'idée générale, c'est quoi? Il n'y a pas d'idée abstraite du triangle.
Le triangle est toujours ceci ou cela. Mais un triangle, quel qu'il soit, a ces trois angles, la somme de ces trois angles égaux à deux droits. A plus B plus C avec des petits chapeaux égale deux droits. C'est quoi ça? C'est pas quelque chose, c'est un rapport. Ce rapport convient à tous les triangles, quels qu'ils soient. Spinoza dirait, c'est la notion commune des triangles. C'est le rapport commun à tous les triangles. C'est le rapport composé de tous les triangles. C'est une idée générale, c'est pas une idée abstraite. Il n'y a pas d'idée de triangle abstraite. En revanche, il y a une idée générale du triangle, c'est le rapport composé qui convient à tous les triangles, A plus B plus C égale 2 droits. Or, A plus B plus C égale 2 droits, ce n'est pas l'idée d'un triangle. C'est l'idée d'un rapport. Vous comprenez? C'est l'idée d'un rapport effectué par tous les triangles. En d'autres termes, il n'y a pas d'idée abstraite, il n'y a que des idées particulières qui peuvent avoir des fonctions générales. Générale, c'est la fonction qu'une idée particulière peut assumer lorsque elle consiste dans un rapport composé, commun à plusieurs idées particulières. Le rapport composé commun à plusieurs idées particulières, c'est ça l'idée générale. Elle est générale par sa fonction et non pas par sa nature. Vous comprenez? Là, je dirais des notions communes de Spinoza. Ce ne sont surtout pas des idées abstraites. Et en effet, chez Spinoza, vous trouvez là en commun avec les plus purs empiristes, vous trouvez en toutes lettres une critique radicale de l'idée abstraite. Ça le fait même beaucoup rire, l'hypothèse des idées abstraites, il trouve ça grotesque. Et vous voyez peut-être pourquoi, c'est que pour lui, il le sent très bien, l'idée abstraite, c'est un ressort du langage équivoque. Le langage équivoque, il procède par abstraction, par pseudo-abstraction. Mais en fait, il n'y a pas d'abstraction. Donc Spinoza peut la opposer en toutes lettres, dans le livre 2. Les notions communes et ce qu'il appelle les termes transcendantaux. Les termes transcendantaux étant précisément les idées abstraites. Alors, bien. Je faisais cette parenthèse pour dire quoi? Eh bien, une notion commune, si loin qu'elle aille, elle ne nous donne pas encore une idée de l'essence des corps. En effet, ce qu'elle nous donne, c'est un rapport composé qui convient à un certain nombre de corps. Exactement comme A plus B plus C convient à tous les corps triangulaires. Mais par là, et il le dit formellement dans une démonstration du livre 2, la notion commune n'énonce pas l'essence d'aucune chose, puisque l'essence d'une chose, c'est au contraire la puissance singulière de telle chose, et non pas le rapport commun entre deux choses. Donc, c'est dire que la troisième étape, c'est s'élever des notions communes à la connaissance des essences singulières de chaque chose. Et par essence singulière, il ne faut surtout pas là non plus réintroduire une abstraction, c'est pour ça qu'il dit singulière. Les choses, c'est dans leur individualité, dans leur singularité que chaque chose a une essence. Et son essence, c'est son degré de puissance pris en lui-même. C'est sa puissance en tant que telle. Et ça déborde les notions communes. Si bien qu'il faudra encore un autre type d'idée pour saisir les essences.
Simplement, ce que Spinoza va s'efforcer de montrer, c'est que, à partir des notions communes, les notions communes sont des tremplins pour arriver jusqu'à la connaissance des essences. À ce moment-là, je saisis moi-même, dans mon essence, les corps extérieurs dans leur essence et la substance, c'est-à-dire Dieu dans son essence. À ce moment-là, ma connaissance ne procède plus par notion commune, elle procède par essence singulière. Or, quand vous trouvez dans la terminologie de Spinoza la distinction de 3 genres de connaissances, vous voyez que ça répond à des choses très strictes que l'on peut résumer maintenant, à savoir, le premier genre, si je regroupe le premier genre de connaissances, ce sera l'ensemble des affections et des affects passions qui en découlent, c'est-à-dire le monde des signes. Le deuxième genre de connaissance, appelé raison, ce sera l'ensemble des notions communes univoques et des affects actifs qui en découlent. Comment passe-t-on du premier genre au second? On l'a vu, là je fais que de la récapitulation, on l'a vu très en détail, c'est en se mettant sur le vecteur joie, augmentation de puissance. Troisièmement, ce que Spinoza appelle troisième genre de connaissance ou intuition. Cette fois, c'est la connaissance des essences. Question subsidiaire, comment passe-t-on des notions communes aux essences? Ça, on ne pourra le voir que tout à fait à la fin. En tout cas, le deuxième genre et le troisième genre sont nécessairement adéquates. Sont des connaissances adéquates, contrairement au premier genre, et par là même constituent le monde de l'univocité. Alors, je termine très rapidement sur ceci. C'est une très curieuse conception à laquelle on aboutit. Dans le livre 5, qui est le livre le plus difficile, le plus beau sûrement, qui justement va nager dans les essences, va se mouvoir dans le domaine des pures essences. Dans le livre 5, Spinoza nous dit des choses très étranges. Où il y a, je vous ai expliqué qu'il me semble que ce livre change de rythme, tout ça, à des vitesses, des accélérations très curieuses, des intuitions qui procèdent comme par éclair, un ton très différent des autres livres. Eh bien, il dit, assez constamment, il se réfère à sa formule mystérieuse, nous expérimentons dès maintenant que nous sommes éternels. Et dans les commentaires de Spinoza, on a beaucoup cherché. Qu'est-ce que c'est? Cette expérience dès maintenant que chacun fait au deuxième et troisième genre de connaissance, dans lequel il serait éternel. Qu'est-ce que c'est que cette éternité de Spinoza? Je ne peux pas actuellement dire le détail, je veux juste renvoyer à des théorèmes du livre 5, 38-40, je crois, mais je n'ai pas la référence. Oui, 38-40, où il nous dit une chose là, qui me paraît très plaisante pour nous, pour notre éternité à chacun. Il dit, vous comprenez, voilà, il s'agit de savoir ce que vous avez fait, ce que vous faites dans votre vie, il dit. Il y a des gens, finalement, la majeure partie d'eux-mêmes est occupée par des affections et des affects du premier genre. C'est curieux, il emploie le terme la pars minima, la plus petite partie, et pars maxima, la plus grande partie. C'est donc comme là une proportion qu'il essaie de dire. Il y a des gens, la plus grande partie d'eux-mêmes est occupée par des affections du premier genre et des affects du premier genre. Il dit, ceux-là, évidemment, qu'est-ce qu'il veut dire?
Ça procède vraiment à toute allure. Il dit, ben ceux-là, oui, ils n'ont pas beaucoup de risques de se sentir éternels. Mais est-ce qu'ils le sont? Pas sûr, même pas sûr qu'ils le sont. Et il ajoute cette formule qui me paraît d'un mystère, mais d'un mystère très très lumineux. Il dit en revanche, les gens qui auront mené leur vie de telle manière qu'ils auront rempli la majeure partie d'eux-mêmes, maxima pars, pas tout. Pourquoi pas tout? Pas tout, on l'a vu, parce qu'il y a des tristesses inévitables, parce que tout le monde est mortel, tout ça. Mais ils auront organisé et composé leur vie de telle manière qu'ils auront rempli la majeure partie d'eux-mêmes, de notions communes et d'idées d'essence, c'est-à-dire d'affection du deuxième et du troisième genre. Ceux-là sont tels, dit-il, que quand ils meurent, c'est peu de choses d'eux-mêmes qui meurent avec eux. Oh, c'est curieux. C'est splendide, très très beau. C'est la plus petite partie d'eux-mêmes qui va mourir avec eux parce qu'ils ont rempli la majeure partie d'eux-mêmes par des affections et des affects qui échappent précisément à la mort. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Bien sûr, on a raison de parler d'une espèce d'expérience mystique, d'expérience non religieuse sur quoi se termine le livre 5. Mais c'est une mystique, encore une fois, c'est une mystique de la lumière. Je veux dire, cette histoire d'une expérimentation de l'éternité dès maintenant, ça consiste à dire, mais dès maintenant, vous pouvez faire que la majeure partie de vous-même soit effectuée, que la majeure partie de votre puissance soit effectuée par des notions communes et des idées d'essence. Et à ce moment-là, ben bien sûr, vous mourrez comme tout le monde. Et même comme tout le monde, vous serez très triste de mourir. Mais ce qui mourra de vous et ce qui sera triste en vous de mourir, ce sera finalement la plus petite partie de vous. Bizarre. On sent, là, je ne souhaite même pas aller plus loin parce que il n'y a plus rien à dire, il faut voir si ça marche pour vous, si ça veut dire quelque chose pour vous, si ça veut rien dire, vous laissez tomber. Tout le reste du spinozisme vaut. Mais c'est ça qui veut nous faire sentir par nous expérimentons que nous sommes éternels, c'est-à-dire l'éternité est affaire d'une expérimentation. Je ne crois pas qu'il veuille dire c'est l'affaire d'une expérience donnée. Il veut dire c'est l'affaire d'une expérimentation active. Si vous avez atteint le second genre de connaissance et le troisième genre, à ce moment-là, vous avez construit votre propre éternité, comme éternité vécue. Bon, mettons. Mais tout ce sur quoi je veux conclure pour la prochaine fois, c'est que, dès lors, un individu, quel qu'il soit, il est composé de 3 niveaux. Et ça, alors, ça va relancer tous nos problèmes concernant l'univocité, l'équivocité, et on n'aura plus que ça à faire pour comprendre enfin les rapports entre l'éthique et l'ontologie. Ce qui nous mènera à la fin. Les 3 niveaux, c'est quoi ? Je dis, vous ou moi, ou la table, puisqu'il n'y a pas d'idée abstraite. La table, c'est cette table-ci. L'homme, il n'y a pas d'idée abstraite de l'homme. C'est celui-ci ou celui-là. Il y a simplement des idées générales d'homme. Qu'est-ce que c'est qu'une idée générale d'homme? Voyez la différence. La définition de l'homme, l'homme est un animal raisonnable. Ça, c'est une idée abstraite. Spinoza, il définira jamais l'homme comme un animal raisonnable. Il définira l'homme comment? Par le rapport composé susceptible de convenir à tous les hommes. En d'autres termes, par une collectivité. C'est par là qu'il fait de la politique. Il dirait très bien, il n'y a de définition de l'homme que politique. Puisque le rapport auquel tous les hommes particuliers en tant qu'hommes particuliers, le rapport tel qu'il peut convenir à tous les hommes particuliers tels que particuliers, c'est ça, l'idée générale d'homme. Et si vous cherchez une essence abstraite, non, les essences ne sont pas abstraites.
L'essence, c'est l'essence de Pierre ou de Paul, répète tout le temps Spinoza. Il n'y a pas d'essence abstraite, il n'y a pas d'essence de l'homme. En revanche, il y a une composition de rapport de tous les hommes. Ce serait la société idéale. En fait, il n'y en a même pas, puisque les hommes, pourquoi? Parce qu'ils sont entraînés, s'ils étaient entraînés par le deuxième et troisième genre, il y aurait une communauté de tous les hommes. Il n'y a pas de communauté des hommes, parce que on a toujours un pied dans le premier genre, et même pire, les deux pieds, puis jusque-là dans le premier genre. Donc il n'y a pas. C'est pour ça qu'il faut des sociétés. Et les sociétés, c'est les moyens par lesquels, tant bien que mal, on se débrouille dans le premier genre. Bon, mais vous voyez, il y a des essences singulières. Vous, moi, cette table-ci, elle a une essence singulière. Le petit chat, le chien, n'importe quoi, une essence singulière. Tout, chaque chose. Voilà, ça, c'est le noyau le plus profond d'un individu. Deuxième niveau, il y a des rapports. Rapports de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur. À la fois, ces rapports sont tantôt constituants d'un individu, tantôt entre deux individus. Quand ils sont entre deux individus, c'est pas grave, ils sont toujours les deux à la fois, ils sont toujours à la fois entre individus et constituants d'un individu. Je veux dire, un rapport sera constituant du sang, et ce même rapport sera entre le chyle et la lymphe. Comme tout individu est composé à l'infini, c'est la même chose de dire un rapport est entre deux individus ou dire un rapport est constitutif d'un troisième individu. Donc, les rapports de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur sont la seconde dimension de tout individu. Donc, vous n'êtes pas seulement une essence singulière, vous êtes un ensemble de rapports de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur différents. Vous, Pierre, c'est différent des rapports qui composent Paul. Simplement, Pierre et Paul peuvent se composer entre eux, composer leurs rapports. À ce moment-là, ils forment une troisième individualité. Bon. Et quoi d'autre? Voilà. Il y a les affections passives qui m'arrivent. Elles sont inévitables. Le premier genre a bien un domaine. Mais ce domaine, il renvoie à quelle dimension de l'individu? Cette fois-ci, à ceci qu'un individu a un très grand nombre, il le dit comme ça, un très grand nombre de parties. Plurimé partes, mot à mot, un très grand nombre de parties. Tout individu est composé, c'est-à-dire à un très grand nombre de parties, qui elles-mêmes constituent des sous-individualités, etc., à l'infini. J'ai donc une infinité de parties qui me composent, qui entrent dans ma composition. Qu'est-ce qui fait l'unité de tout? Je dirais que le très grand nombre de parties qui me constituent, qui m'appartiennent sous tel ou tel rapport, les rapports qui me composent. Et le rapport ou les rapports qui me composent expriment mon essence. Mais je peux dire l'individu a trois dimensions chez Spinoza, les parties extensives qui lui appartiennent, entre parenthèses sous tel rapport. Deuxième dimension, les rapports qui le caractérisent. Troisième dimension, l'essence singulière qui lui correspond. Ben, c'est là qu'on en est. Et le problème de la prochaine fois, ça va être exactement, mais qu'est-ce que c'est que ce statut des trois dimensions? Qu'est-ce que ça veut dire? Ces trois dimensions qui nous arrivent là, bon, j'ai des parties,
Ces partis entrent sous certains rapports, ces rapports correspondent à des essences, à une essence. Bon, mais quoi alors? Quel est le statut des parties extensives? Le statut des rapports, on l'a vu un peu. Mais là encore, les deux bouts. Cette fois, c'est les deux bouts de la chaîne qui nous manquent. On a vu le statut des rapports, les notions communes. Mais le statut des parties qui nous composent. Connaissez, c'est très bizarre. Elles se renouvellent constamment, c'est jamais les mêmes. Je dis ce sont mes parties uniquement dans la mesure où elles effectuent mes rapports. Elles ne m'appartiennent que sous tel rapport. Donc si elles changent, d'autres parties m'arrivent. Ce qui revient à dire je renouvelle constamment mes cellules, mes molécules, etc. Ce qui les définit comme miennes, c'est les rapports qui me constituent. Tant que des parties entrent sous ces rapports-là, ce sont mes parties. Mais d'où elles viennent, ces parties? Ça va être un très curieux problème. C'est pourquoi dans le livre 2 de l'éthique, Spinoza éprouve le besoin de couper l'ordre de ses démonstrations pour faire un exposé physico-biologique concernant sa propre doctrine de ce que c'est qu'un corps. Et ce que c'est qu'un corps en fonction des trois dimensions. Les parties qui lui appartiennent, les rapports qu'il compose, l'essence singulière qui va constituer sa puissance. Ce que nous verrons la semaine prochaine, puisqu'il n'y a pas de vacances. Voilà. Qu'il admire profondément Rimbaud. Mais les philosophes ont dit que leur activité, ça consiste à suivre. Que l'activité je ne sais pas. Et pourtant, tout le démon, chaque fois qu'on ouvre un grand philosophe, on s'aperçoit que les auteurs, ils parlent de très peu d'auteurs, d'abord, et ensuite ceux dont ils parlent, c'est pas tellement sûr qu'ils les aient bien lus, c'est pas son problème. Alors, si vous y réfléchissez, il n'y a rien de plus comique, enfin c'est grotesque, cette idée qu'on puisse emprunter des idées à un livre. Là, évidemment, c'est ça qui fait l'objet des thèses, sinon il n'y aurait pas de thèse. Une thèse, ça consiste à montrer, à la limite, pas toujours, mais en gros, ça consiste à montrer à quel livre tel auteur a emprunté des idées. Là, c'est formidable, par exemple, l'idée de la vie chez Bergson, ça va être, par exemple, est-ce que Bergson a emprunté son idée de la vie à Schelling ou à un autre? Alors, dès qu'on se lance dans cet élément, c'est curieux, on entre dans un élément qui est complètement inconsistant. Vous voyez, moi je crois que les livres, ça sert à tout, sauf précisément à leur emprunter des idées. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça sert à quelque chose, ça sûrement. Mais on peut emprunter un livre tout ce qu'on veut, y compris emprunter le livre lui-même, mais on ne peut pas lui emprunter la moindre idée, ça va pas. Le rapport d'un livre avec une idée, c'est quelque chose de tout à fait différent. Alors dans le cas de Spinoza, on peut toujours trouver une tradition dans la philosophie juive, elle se continue ou elle passe par Spinoza, tout ça. Mais en un sens, il n'emprunte rien. Rien. Ou encore mieux l'idée de Bergson, un philosophe, il a une intuition, il ne cesse pas d'essayer de l'exprimer. C'est vrai aussi de la musique. Tout ceci pour vous dire qu'il faut vraiment que vous le lisiez, sinon vous avez tout d'un coup un soupçon affreux si vous ne le lisez pas. Je n'ai pas donné de bibliographie, évidemment, parce que je ne crois pas que ce soit absolument nécessaire, mais s'il y en a qui, plein de bonne volonté, lisent l'éthique et se sentent un peu perdus au premier livre, vous pouvez toujours faire, je ne crois pas que ce soit bon, mais si vous le sentez nécessaire, si vous avez raison,
Il y a un livre classique qui s'appelle Le Spinozisme, d'un historien de la philosophie qui s'appelle Victor Delbos, qui est comme une espèce d'exposé très rigoureux, de résumé commenté de l'éthique. Évidemment, c'est embêtant, je crois que, mais si vous en sentez le besoin, c'est ça qu'il faut prendre. Notre fin extrême, ce sera essayer de tirer des conclusions concernant les rapports entre une éthique et une ontologie. Ce point où on arrive, c'est précisément la nécessité du point de vue de l'éthique d'analyser la conception donc spinoziste de l'individu ou de l'individuation. Et vous voyez bien, on en est. On a tout ce qu'on a dit précédemment nous amène donc à distinguer comme trois épaisseurs. Trois épaisseurs de l'individu. Comme si l'individu se développait ou se constituait sur trois dimensions. Première dimension, il a un très grand nombre de parties. On n'en sait pas. Un individu a un très grand nombre de parties. Qu'est-ce que ces parties? Là, il n'y a pas tellement de problème. Ces parties, quand même, Spinoza leur réserve un nom. Il les appelle les corps les plus simples. Un individu est donc constitué d'un très grand nombre de parties nommées les corps les plus simples. Corpora simplicissima. Question tout de suite, mais alors ces corps les plus simples, envisagez chacun, c'est des individus ou pas? Si un individu comporte un très grand nombre de parties de corps très simples, les corps simples, c'est des individus ou c'en est pas? On laisse ça de côté. Il me semble, là je prends, il me semble que pour Spinoza, un corps simple, un corps très simple, n'est pas à proprement parler un individu. Mais un individu, si petit qu'il soit, a toujours un très grand nombre de corps très simples qui constituent ses parties. Bon, on verra si c'est bien ça chez Spinoza. Ces parties, c'est donc vraiment, dans le cas des corps, et même dans tous les cas, c'est des parties extensives. Qu'est-ce que c'est des parties extensives? C'est des parties soumises à la loi, toujours pour parler latin, partes extra partes, c'est-à-dire des parties extérieures les unes aux autres. Vous me direz ça ne vaut pour les corps et l'étendue. Oui et non. Vous vous rappelez peut-être que l'étendue, c'est un attribut de la substance. L'attribut de la substance, il n'est pas divisible. L'étendue, elle est indivisible. Tout comme les autres attributs, la pensée, elle est indivisible. Mais ce qui se divise, ce sont les modes. L'attribut est indivisible, mais les modes de l'attribut sont divisibles. Donc, un corps qui est un mode de l'étendue, l'étendue n'est pas divisible. Mais un corps qui est un mode de l'étendue est divisible. Il est divisible en un très grand nombre de parties. Tout corps est divisible en un très grand nombre de parties. Et on en dira la même chose de l'âme. L'âme est divisible en un très grand nombre de parties, donc ce n'est pas propre à l'étendue. La pensée est indivisible, mais l'étendue aussi était indivisible. L'âme, qui est le mode de la pensée, est divisible en un très grand nombre de parties. Tout comme le corps, qui est le mode de l'étendue, est divisible. Bon. Voilà notre première dimension de l'individu, constituée d'un très grand nombre de parties extensives, extérieures les unes aux autres. Deuxième dimension de l'individu,
qui répond à la question comment les parties extensives appartiennent-elles à un individu? En effet, la question se pose parce que vous prenez un corps quelconque, vous voyez toujours, par exemple, une table. Vous pouvez lui ôter une partie et puis en mettre une autre, de même dimension, de même figure. Par exemple, une table, vous pouvez lui ôter un pied et puis mettre un autre pied. Est-ce que c'est la même? Dans quelle mesure c'est la même? Dans quelle mesure ce ne serait pas la même? Si vous mettez un pied plus grand, c'est pas la même. Si vous mettez un pied de même longueur et de couleur différente, est-ce que c'est la même? Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Ça veut dire sous quelle raison des parties quelconques appartiennent-elles à un corps donné? C'est la seconde dimension de l'individu. L'individu n'a pas seulement un très grand nombre de parties, mais il faut bien que ces parties lui appartiennent sous une raison. Si la raison manque, ce n'est pas ces parties. Si la raison demeure, ce sont ces parties, même si elles changent. Tout simple, ça. Réponse de Spinoza, c'est sous un certain rapport de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur, que des parties appartiennent à un individu. Donc, vous voyez, seconde dimension de l'individu, le rapport de mouvement et de repos, le rapport de vitesse et de lenteur qui caractérise ce corps, par différence avec tout autre corps. Donc, ce n'est pas les parties qui définissent un corps, c'est le rapport sous lequel les parties lui appartiennent. Qu'est-ce que ça veut dire, un rapport de mouvement et de repos? Un rapport de vitesse et de lenteur qui caractériserait un corps. Donc à chaque corps correspondrait un rapport. Bon, d'accord, qu'est-ce que c'est ça? C'est la deuxième dimension. Troisième dimension, enfin, le mode lui-même, l'individu lui-même est une partie. En effet, Spinoza le dit tout le temps. L'essence de mode est une partie de la puissance divine, de la puissance de la substance. C'est curieux, puisque la puissance de la substance, elle est indivisible. Ah oui, elle est indivisible, en tant que puissance de la substance. Mais le mode, lui, est divisible. Or, le mode, dès lors, est une partie de la puissance indivisible. Vous voyez, ce qui se divise, c'est toujours le mode, ce n'est pas la substance. Ça n'empêche pas que le mode, précisément à mesure où lui se divise, c'est une partie de la puissance divine. À ce moment-là, ce troisième niveau, dans cette troisième dimension, je ne dis plus le mode a un très grand nombre de parties, je dis un mode est une partie. Une partie de quoi? Vous voyez que le mot partie s'emploie évidemment en deux sens. Au sens 1, avoir un très grand nombre de parties. Au sens 3, être une partie. Car enfin, j'ai précisé que quand je disais un mode a un très grand nombre de parties, il s'agissait bien de parties extensives, extérieures les unes aux autres. Lorsque je dis le mode est une partie a évidemment un tout autre sens. En effet, c'est une partie de puissance. Une partie de la puissance, c'est pas la même chose que une partie extensive. Une partie de puissance, c'est quoi? C'est exactement une intensité. Donc, le troisième niveau consiste à nous dire l'essence de l'individu, c'est une intensité. En quoi est-ce intéressant? Sans doute parce que ça élimine déjà deux positions qui ont dû être tenues dans l'histoire de la pensée. À savoir, c'est une conception intensive de l'individu qui dès lors se distingue d'une part d'une conception extensive qui chercherait l'individualité dans une extension quelconque, et ça s'oppose aussi à une conception qualitative
qui chercherait l'individualité, le secret de l'individualité dans une qualité. L'individuation pour Spinoza n'est ni qualitative ni quantitative au sens de quantité extensive, elle est intensive. Donc, si j'essaie de grouper dans une même formule les trois dimensions de l'individualité, je dirais un individu, c'est une partie intensive, c'est-à-dire un degré de puissance, petit a, petit b, en tant que ce degré de puissance s'exprime dans un rapport de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur, petit c, un très grand nombre de parties appartenant à cet individu sous ce rapport. Un très grand nombre de parties extensives appartenant à cet individu sous ce rapport. Donc, vous voyez, vous, par exemple, chacun de vous, vous êtes constitué d'un très grand nombre de parties extensives mobiles, en mouvement ou en repos, ayant telle vitesse, telle lenteur, etc. Ce qui vous caractérise, c'est un ensemble de rapports de vitesse ou de repos, un ensemble de rapports de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur, sous lequel ces parties vous appartiennent, dès lors elles peuvent changer. Du moment qu'elles effectuent toujours le même rapport de vitesse et de lenteur, elles vous appartiennent toujours. Et enfin, dans votre essence, vous êtes une intensité. Bon, c'est une vision intéressante. Seulement, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on a déjà un problème. Ça veut dire, tout individu est composé d'un très grand nombre de parties, qui sont les corps les plus simples. Donc, il y a immédiatement, on nous convie à distinguer des corps composés et des corps simples. Tout corps est un corps composé. Bon, d'accord. Tout corps est un corps composé. Et de composition en composition, c'est toujours l'idée de Spinoza qui a une composition des rapports à l'infini. De composition en composition, on arrivera à la nature entière. La nature entière est un individu. C'est même, la nature entière, c'est l'individu des individus. La nature entière, c'est le corps composé de tous les corps, eux-mêmes composés, à l'infini. En effet, la nature entière, c'est l'ensemble de tous les rapports, de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur. Donc, il y a bien un individu des individus, ou qui est le corps composé de tous les corps composés. Et en effet, on peut concevoir une composition de proche en proche. Si je reprends l'exemple de Spinoza, le chyle et la lymphe, chacun sous leur rapport, chacun sous son rapport, compose le sang. Le sang, à son tour, entre en composition avec autre chose pour former un tout plus vaste. Le tout plus vaste entre en composition avec autre chose pour former un tout encore plus vaste, etc., jusqu'à l'infini, l'unité de toute la nature, l'harmonie de toute la nature, qui, elle, est composée de tous les rapports. Voyez donc, je peux aller vers un corps composé à l'infini, un corps composé de tous les corps composés. Mais si je descends, qu'est-ce que c'est les corps les plus simples? Or, c'est là que, pour se débrouiller dans cette question, donc, ce qu'il faut que nous fassions aujourd'hui, c'est presque une épreuve, alors là, pour varier. Je voudrais que, et bien entendu, vous avez tout à fait le droit de partir, si vous trouvez, mais là, je voudrais qu'aujourd'hui, on ait une séance extrêmement, très technique. Très technique parce qu'il y a un problème, là, je voudrais presque faire ça à titre d'exercice pratique. Quoi. Il y a un problème qui, pour moi, a relancé les choses. Et il faut que je prenne certaines précautions pour mille raisons que
vous allez comprendre. Mais c'est pour dire que ça va être très technique, donc si vous en avez assez, vous partez très vite. Voilà, les choses ont été relancées parce que, j'en ai pas encore parlé, mais un historien de la philosophie très grand, je crois, un des plus grands historiens de la philosophie, qui s'appelle Martial Guéroult, a écrit un commentaire très très détaillé de l'éthique aux éditions Aubier. Il y a 3 gros tomes, dont 2 seulement ont paru, et parce que entre-temps, Martial Guéroult est mort. Alors, bon. Or, Martial Guéroult a eu beaucoup d'importance dans l'histoire de la philosophie française, je vous fais une parenthèse, parce qu'il a commencé par des études sur la philosophie allemande, sur les philosophes post-kantiens, qui ont tout à fait renouvelé, notamment sur Fichte, qui ont tout à fait renouvelé l'état des études de philosophie allemande en France. Et puis il s'est tourné vers les cartésiens, vers Descartes, Malebranche, et enfin Spinoza, en appliquant toujours sa même méthode, qui était une méthode structuraliste, avant même que le structuralisme ait du succès. Il a fait une philosophie, une histoire de la philosophie structurale très très curieuse, à partir d'une idée très simple, c'est que pour lui, les systèmes philosophiques étaient des structures à proprement parler. Mais encore une fois, c'était bien avant l'élan du structuralisme linguistique qu'il a fait ça. Or, dans ce Spinoza, il attache beaucoup d'importance forcément à la conception spinoziste de l'individu. Et il essaie dans un domaine que les commentateurs avaient jusque-là laissé assez de côté, c'était pas trop frotté à cette question de l'individu chez Spinoza, il essaie d'y mettre une rigueur très grande. Bon, voilà exactement ma situation, je m'étends là-dessus pour que vous compreniez que je vais en prendre des précautions ensuite. Moi, je suis à la fois extrêmement admiratif, surtout pour l'œuvre de Guéroult, qui me paraît une très grande chose, mais voilà que, quant à ce point précis de ce qu'il dit sur l'individu chez Spinoza, il n'y a aucune proposition de son commentaire, pourtant très très profond, qui me semble fausse. Et alors quelque chose me trouble énormément, parce que le savoir, l'érudition de Guéroult me paraît une chose énorme, sa rigueur de commentaire me paraît immense, tout ça, et à la limite je ne comprends pas pourquoi j'ai cette impression que non, ça ne va pas du tout. Eh bien, je dis tout ça pour que donc je voudrais presque que j'appelle une séance technique, c'est vraiment dans les choses au niveau presque des lois physiques invoquées par Guéroult, invoquées peut-être par Spinoza lui-même, ou celles que moi j'invoquerais, les modèles mathématiques et physiques qu'on invoque, si bien que si je me permets de dire tout le temps pour plus de rapidité que Guéroult se trompe, vous corrigez vous-même. Ça veut dire que je m'y reconnais mal et que je me faisais une autre idée, une toute autre idée. Tout ça, pour ceux qui seraient vraiment spinozistes, alors vous irez voir dans Guéroult, il n'y a aucune raison de me croire sur parole, vous irez voir dans les livres de Guéroult, et puis ce sera à vous de choisir ou bien de trouver encore d'autres solutions. Donc ça, c'était un avertissement de précaution pour dire ce que je veux. Il y a un point sur lequel Guéroult a évidemment raison. Je veux dire, c'est pour vous donner un avant-goût du genre de technique que je souhaite. La plupart des commentateurs ont toujours dit, la grande majorité, même presque tous à ma connaissance, ont dit qu'il n'y avait pas tellement de problème de la physique spinoziste, que c'était une physique tout à fait cartésienne. Tout le monde reconnaît que Leibniz a complètement mis en cause les principes de physique cartésienne, mais on accorde que Spinoza il serait resté cartésien. Or, c'est effarant. Là, alors Guéroult a absolument raison. Guéroult est quand même le premier, ça veut dire quelque chose quant à l'état des études en histoire de la philosophie, quand on ne fait pas très attention. Guéroult est le premier à signaler un petit point très précis. À savoir, il est bien connu que Descartes
insiste énormément sur l'idée que quelque chose se conserve dans la nature, et notamment quelque chose concernant le mouvement. Donc, considérant les problèmes de communication du mouvement dans le choc des corps, lorsque les corps se rencontrent, Descartes insiste, et ça va être la base ou une des bases de sa physique, sur ceci: quelque chose se conserve dans la communication du mouvement. Et qu'est-ce que c'est qui se conserve dans la communication du mouvement? Descartes nous dit, c'est MV, c'est-à-dire ce qu'il appelle la quantité de mouvement. Et la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse. MV, petit m, petit v. Spinoza, dans sa théorie des corps, dans le livre 2 L'éthique, nous dit ce qui se conserve, c'est un certain rapport de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur. Un lecteur rapide se dira, c'est une autre manière d'exprimer la quantité de mouvement MV. En effet, M, la masse, pour Descartes même, implique une force de repos. V implique une force de mouvement. Donc, il semble que le passage se fasse tout naturellement de l'idée que se conserve la quantité de mouvement dans le choc des corps, et qu'on passe tout naturellement à l'idée que se conserve le rapport du mouvement et du repos. Je veux dire, la force de Guéroult, c'est quand même le premier à dire, mais enfin quoi, est-ce qu'on lit les textes ou pas? Bien sûr, c'est évident que ce n'est pas du tout la même chose. En quoi c'est pas du tout la même chose? Si je développe la formule cartésienne, ce qui se conserve dans le choc des corps, c'est M. Comment se développe la formule? J'appelle, voilà, deux corps se rencontrent, A et B. Il faut que vous suiviez bien, c'est ce qu'au tableau, mais enfin, j'ai pas la force de très au tableau. Voyez, j'ai mes deux corps. J'appelle M la masse du premier corps. M' la masse du second corps. Petit v, la vitesse du premier corps avant le choc. Petit v', la vitesse du second corps avant le choc. J'appelle grand V la vitesse du premier corps après le choc. Grand V', la vitesse du second corps après le choc. D'accord? Je dirais la formule, ce qui se conserve, c'est MV, donne pour Descartes le développement suivant. Petit m V plus petit m' V' égale petit m grand V plus petit m grand V'. Vous voyez, ce qui se conserve entre l'avant-choc et l'après-choc, c'est MV. En d'autres termes, ce qui se conserve, c'est une somme. Et en effet, Descartes le dira explicitement, ce qui se conserve, c'est une somme. Or, là, il ne faut pas être fort, je veux dire, quand on s'occupe de ces questions, pour constater que la critique de Leibniz contre Descartes, la manière dont Leibniz va miner
faire sauter la physique cartésienne, c'est sur ce point. Il est bien connu, il est célèbre que Leibniz va substituer, comme on dit dans les manuels, à la formule cartésienne une autre formule, à savoir va dire non, ce qui se conserve, c'est pas MV, c'est MV2. Seulement, quand on a dit ça, on n'a strictement rien dit. Parce que l'opération intéressante, c'est la nécessité où est Leibniz d'élever V au carré. Ça veut dire quoi? Considérer la puissance, là, MV au carré. Très simple. C'est pas à cause de l'expérience. L'expérience, ça marche pas comme ça, la physique. Hein. C'est pas l'expérience qui le force à... On ne découvre pas V au carré dans l'expérience, ça veut rien dire. C'est qu'en fait, il change la nature des quantités. Pour une raison simple, c'est que V2, c'est toujours positif, déjà. En d'autres termes, on ne peut pas arriver à V2 si on n'a pas substitué aux quantités dites scalaires des quantités dites algébriques. C'est donc un changement dans le registre, dans les coordonnées quantitatives elles-mêmes. C'est un changement de coordonnées. Bon, on en reste là. Je dis juste parce que c'est Spinoza qui m'intéresse. Spinoza nous dit ce qui se conserve, c'est un certain rapport de mouvement et de repos. Bon, admirez-la, parce que là, c'est quand même un... Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que Spinoza reste cartésien? Idiot. Encore une fois, Descartes, là, je ne transforme pas, et à plus forte raison, là, je dis quelque chose que Guéroult, c'est même le seul point qui m'apparaisse absolument convaincant dans le commentaire de Guéroult. Ça veut dire que si je développe, tout comme je viens d'essayer de développer la formule cartésienne, en disant la formule cartésienne, ce qui se conserve, c'est MV, ça revient à dire que la formule de la conservation, c'est petit m petit v plus petit m prime petit v prime égale petit m grand V plus petit m prime grand V prime. C'est donc une somme qui se conserve. Lorsque quelqu'un vient me dire au contraire, ce qui se conserve, c'est un rapport de mouvement et de repos, je peux le développer sous quelle forme? Pas difficile. Petit m, petit v, sur petit m prime, v prime, égale petit m grand V sur petit m prime grand V prime. Vous me suivez? Si vous avez recopié, je veux bien, si c'est pas clair, je veux bien aller jusqu'au tableau. Tu veux les oui, pas tant. Il n'y en a pas. Ah là là, zut. Personne n'a un bout de craie, ça arrive qu'on ait un bout de craie dans sa poche. Non, c'est avant le choc, hein, Georges. Alors, petit m V, petit m prime, oui, V prime, égale m grand V plus, c'est-à-dire la quantité de mouvement avant le choc égale la quantité de mouvement après le choc. Vous voyez, c'est une somme. La formule de Spinoza, ce qui se conserve, c'est un rapport, ça va être MV sur M prime V prime. Voilà. Merci infiniment. Eh bien,
n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de mathématiques pour comprendre que vous ne passez pas d'une formule à l'autre. C'est pas la même. C'est pas la même. En d'autres termes, lorsque Descartes dit ce qui se conserve, c'est la quantité de mouvement, et lorsque Spinoza dit ce qui se conserve, c'est un certain rapport de mouvement et de repos, ces deux formules qui... Vous me direz, mais alors d'où vient l'équivoque? L'équivoque, elle ne serait pas difficile à montrer, c'est que dans certains cas, mais là, je n'ai pas le temps de tout développer, dans certains cas singuliers, vous avez équivalence. C'est-à-dire, vous pouvez passer de l'une à l'autre pour certains cas exceptionnels. Bon, d'accord. À la limite, admettons, tout comme Leibniz reconnaissait lui-même que dans certains cas exceptionnels, MV2 égale MV. Bon, d'accord, oui. Et c'est comme ça que Leibniz expliquait ce qu'il appelait les erreurs de Descartes. Descartes avait pris des situations exceptionnelles, donc ça l'avait empêché de voir V2. En fait, c'est pas ça qui l'avait empêché de voir V2. C'est que Descartes ne voulait pas tenir compte des quantités algébriques. Alors, mais Spinoza, c'est aussi nouveau. C'est sûrement pas un grand physicien, mais il est absolument pas cartésien. Alors là, je crois que c'est un des points où Desroux a évidemment raison de dire non, on n'a rien compris à ce qu'il nous dit sur l'individu, parce qu'on n'a même pas lu, quoi. On lit pas, vous comprenez, c'est un bon exemple de pas lire. Vous me direz, c'est pas grave, ça change rien quant à la compréhension du spinozisme en général. Voir d'abord si ça change rien. Mais quand on lit tellement vite que on ne voit pas la différence entre quantité de mouvement et rapport de mouvement et de repos, ça peut être embêtant à la fin si on fait souvent ça. Hein. C'est à ce moment-là, ça devient très très fâcheux. Bon, c'est pour dire que là, il y a vraiment des problèmes, que cette histoire de rapport de mouvement et de repos pour définir l'individu, c'est déjà un coup de force par rapport à Descartes, puisque Descartes, en effet, définissait l'individu par MV, à savoir, il le définissait par la masse. Or, comprenez que là, au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est très important pour nous, parce que la masse, une masse, même abstraitement, c'est une certaine détermination substantielle. Quand vous définissez un corps par une masse, qu'est-ce que c'est qu'une masse? Une masse, au XVIIe siècle, c'est très précis, chez Descartes, c'est très précis, c'est la permanence d'un volume sous des figures variées. C'est-à-dire la possibilité que le volume reste constant, des figures variant. Donc toute la conception cartésienne des corps, elle repose sur la masse. Et dans la formule MV, c'est précisément la masse qui est le facteur fondamental. À savoir, le mouvement, lui, il rendra compte de quoi? De la variété des figures. Mais la masse, elle est censée rendre compte de l'identité du volume à travers la variation des figures. En d'autres termes, c'est une conception substantielle du corps. Les corps sont des substances. Substance corporelle définie par la permanence de la masse. Et c'est pour ça que, alors on avance un peu, que réflexion faite, mais Spinoza ne pouvait pas accepter une pareille conception de l'individu massif. Il ne pouvait pas. Précisément parce que pour lui, les corps ne sont pas des substances. Donc c'était comme forcé qu'il allait être forcé, lui, de définir les individus par des rapports, et non pas comme substance. Il va définir un individu dans l'ordre du rapport ou de la relation et pas dans l'ordre de la substance. Donc quand il nous dit
Ce qui définit un individu, c'est un certain rapport de mouvement et de repos. Il ne faut pas en rester, si vous restez à la surface des choses, vous vous direz dans les deux cas, chez Descartes comme chez Spinoza, c'est toujours du MV. Mais ça ne veut rien dire, c'est toujours du MV. Bien sûr, c'est toujours du MV, masse-vitesse. Mais c'est jamais ça qui définit l'individu. Ce qui compte, c'est le statut de M et le statut de V. Or, je peux dire que chez Descartes, c'est un statut additif. Pas du tout parce que M plus V, ce qui n'aurait aucun sens, mais parce que MV plus M'V'. C'est une somme. Les masses entrent dans des rapports additifs. Chez Spinoza, les individus, c'est des rapports, c'est pas des substances. Dès lors, il n'y aura pas addition, il n'y aura pas sommation, il y aura composition de rapports ou décomposition de rapports. Vous aurez MV sûr, et MV n'existe pas indépendamment d'un rapport. MV, c'est le terme, c'est un terme d'un rapport. Un terme d'un rapport, il n'existe pas indépendamment du rapport. En d'autres termes, je peux dire que déjà chez Leibniz, autant que chez Leibniz, chez Spinoza, autant que chez Leibniz, il y a évidemment un abandon des grandeurs scalaires, des quantités scalaires. Simplement, ça ne va pas être de la même manière chez Spinoza et chez Leibniz. Mais il y a autant de critiques de Descartes chez Spinoza que chez Leibniz, d'où une histoire très bizarre. Parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire de la visite un peu mystérieuse que Leibniz a faite à Spinoza? Alors que Spinoza, qui sortait très peu, n'est-ce pas, reçoit la visite de Leibniz. On ne sait pas très bien ce qu'ils se sont dit. Leur entretien dura, après tout, c'est aussi important que la rencontre entre deux hommes politiques, c'est même plus important pour la pensée. Qu'est-ce que Leibniz a dit à Spinoza? Après, je dis ça parce que vraisemblablement, j'imagine, enfin, Spinoza, il ne devait pas parler énormément. On venait le voir, il devait attendre. Prudent comme il était, il disait toujours, il ne faut pas que je me mette dans une sale situation. Leibniz, il n'était pas tellement rassurant avec sa manie d'écrire partout. Imaginons, alors on peut imaginer, là il entre dans la boutique Spinoza, il s'assied, Spinoza, très poli Spinoza, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et Leibniz raconte sa visite en disant il a donné plusieurs versions, il était menteur comme tout Leibniz. Hypocrite, grand philosophe, mais très hypocrite, très, toujours il était dans une magouille, toujours dans des magouilles. Alors, et puis ça variait quand Spinoza, quand il n'y avait pas trop de réactions politiques, Leibniz disait ah c'est bien Spinoza. Et quand ça allait mal pour Spinoza, Leibniz disait oh, moi je l'ai vu, vous dites que je l'ai vu, oh peut-être je l'ai croisé comme ça, mais je ne connais pas, vous savez, il est athée ce type-là. Enfin, Leibniz, c'était pas bon d'avoir quand même. Mais bon, les philosophes, comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? Dans une des versions de Leibniz dit, eh ben, je lui ai montré que les lois de Descartes concernant le mouvement étaient fausses. Alors, il y a quelque chose de sûr, c'est que, en effet, Leibniz est un beaucoup plus grand physicien que Spinoza. Il y a quelque chose de sûr aussi, c'est qu'avant la visite de Leibniz, il n'y a aucun texte de Spinoza qui récuse en bloc les lois cartésiennes. C'est bizarre. Il est sûr aussi qu'après la visite de Leibniz, dans une lettre, Spinoza dit « Toutes les lois de Descartes sont fausses ». Or, il ne l'a jamais dit avant. Il ne l'a jamais dit avant, en tout cas avec cette violence. Et avant, il a pris à partie telle ou telle loi en disant « ça ne marche pas, il faut la corriger ». Il n'a jamais dit avant
elles sont toutes fausses. Donc il y a un problème. Moi, je pensais plutôt que, oui, on pourrait prendre une solution tempérée, que, étant beaucoup moins spécialiste de certaines questions physiques, notamment concernant le mouvement, Spinoza, quand même, a été très frappé par l'attaque en règle contre le cartésianisme, l'attaque en règle de Leibniz. Et que lui, ça lui a donné alors une raison de revenir à sa conception du rapport, c'est le rapport. En quoi il y a quelque chose de commun, hein? V2, ça implique la vitesse multipliée par elle-même. Ça passe aussi par des rapports, hein, pour obtenir la mise au carré. Il vous faut des rapports. C'est le rapport qui vous ouvre à la multiplication. Donc Spinoza, finalement, est beaucoup plus près qu'il ne le sait lui-même d'une physique du type Leibniz. Bon, supposons tout ça. Donc c'est à partir de là que je voudrais vraiment commenter, en commençant par le plus simple. Alors, si c'est vrai, si c'est quand même des choses relativement importantes quant au statut des corps, qui se passent à ce niveau, s'il ne faut pas dire des bêtises ni aller très vite, hein, s'il faut au contraire aller très lentement, même si ça vous embête sur ce point, il faut comme tout reprendre à zéro, parce qu'on fera peut-être des découvertes aussi importantes, relativement importantes, que pour la différence des cartes. Encore une fois, ça revient à une découverte simple. Un rapport, c'est pas la même chose qu'une somme. Oui, il faut y penser quand on lit un texte. Maintenant, il faut partir à zéro. Qu'est-ce que c'est qu'une corps simple? Un corps a un très grand nombre de parties. Un corps a un très grand nombre de parties qu'on appelle les corps simples. Ces corps simples appartiennent au corps composé sous un certain rapport. Ça n'est absolument pas cartésien. Bon, on peut s'en tirer, et c'est à partir de là, lorsque je ne peux plus, vraiment, que je ne peux plus suivre le commentaire de Guéroult. Mais encore une fois, ça me paraît très curieux. Je veux dire, c'est presque à vous de juger. C'est ça que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, ces corps simples, dans le livre 2, Spinoza les définit. Et il dit ceci: ils se distinguent par le mouvement et par le repos, par la vitesse et par la lenteur. Ces corps très simples se distinguent par le mouvement et par le repos, par la vitesse et par la lenteur. Sous-entendu, et même, ils ne se distinguent que par là. Les corps les plus simples n'ont entre eux, comme si vous disiez, un cercle carré. Il y a autant de contradictions. Vous ne pouvez pas extraire un infiniment petit de l'ensemble infini dont il est parti. En d'autres termes, et ça, le XVIIe siècle l'a compris, il me semble, merveilleusement, et c'est ça. Je voudrais en arriver là, c'est pour ça que je passe par tous ces détours un peu sévères. C'est ça que le XVIIe siècle savait, et que nous, je ne veux pas dire qu'on est tort, que nous, on ne sait plus du tout et qu'on ne veut plus. Pourquoi on ne veut plus, ça, faudra se le demander. C'est curieux, mais pour le XVIIe siècle, toutes les bêtises qu'on dit sur leur conception du calcul infinitésimal, on les dirait plus si on était même sensible à ce truc très simple. On leur reproche d'avoir cru aux infiniment petits. Ils n'ont pas cru aux infiniment petits, c'est idiot, c'est complètement idiot. Ils n'ont pas plus cru aux infiniment petits qu'autre chose. Ils ont cru que les infiniment petits allaient par ensemble infini, par collection infinie. Et il y a comme ça que je peux croire aux infiniment petits. Si je crois aux infiniment petits, je crois forcément à des collections infinies. Nous, on fait comme si ils croyaient que les collections infinies avaient un terme qui était l'infiniment petit. Ils n'ont jamais cru. C'est même contradictoire.
un infiniment petit, c'est pas un terme, puisqu'on ne peut pas y arriver. Puisqu'il n'y a pas de fin. Dans l'analyse infinie, on fait comme s'il y avait une fin à l'infini. Mais c'est complètement grotesque. Dans l'analyse infinie, il n'y a pas de fin à l'infini, puisque c'est de l'infini. Il y a simplement des infiniment petits allant par collection infinie. Si je dis, ah, mais il faut bien que j'arrive jusqu'à l'infiniment petit, pas du tout, il ne faut pas que j'arrive jusqu'à l'infiniment petit. Il faut que j'arrive jusqu'à l'ensemble infini des infiniment petits. Et l'ensemble infini des infiniment petits, il n'est pas du tout infiniment petit, lui. Les infiniment petits, vous ne les extrairez pas de leur ensemble infini. Au point que pour quelqu'un du XVIIe siècle, ou même déjà de la Renaissance, il n'y a absolument rien de bizarre à dire, ben oui, chaque chose est un ensemble infini d'infiniment petit. Évidemment. C'est un mode de pensée très curieux, je veux dire très curieux à la fois, en même temps, qui va complètement de soi. Pourquoi est-ce que c'est très curieux? Donc je veux dire, voilà. Spinoza, j'essaie de recueillir ce qu'on peut en garder là, pour Spinoza directement. Spinoza nous dit, les corps les plus simples n'ont ni grandeur ni figure, évidemment, puisque ce sont des infiniment petits. Et un infiniment petit n'a pas de grandeur et de figure. Si vous lui donnez une grandeur ou une figure, vous en faites infini. Vous en faites quelque chose de fini. Un infiniment petit n'a ni grandeur ni figure, ça va trop de soi. Un infiniment petit n'existe pas indépendamment de la collection infinie dont il fait partie. En d'autres termes, les infiniment petits sont des éléments, je reprends mon expression parce que c'est la meilleure, il me semble, les infiniment petits sont des éléments non formés. Ils n'ont pas de forme. C'est des éléments informels, comme on dit aujourd'hui. Ils se distinguent par vitesse et lenteur. Et pourquoi vous devez déjà sentir? Parce que vitesse et lenteur, c'est des différentiels. Alors ça peut se dire de l'infiniment petit. Mais forme et figure, ça ne se dit pas de l'infiniment petit sans le transformer en quelque chose de fini. Alors bon, ce sont des éléments informels qui vont par collection infinie. Ça revient à dire, vous les définirez pas par figure et grandeur, vous les définirez par un ensemble infini. Ah bon, mais quel ensemble infini? Comment définir l'ensemble infini? Là, on retombe tout à fait dans ce qu'il disait, lui, tout à l'heure. Un ensemble infini, vous ne le définirez pas par des termes, vous le définirez par un rapport. En effet, un rapport quel qu'il soit est justiciable d'une infinité de termes possibles. Le rapport est fini, lui. Un rapport fini a une infinité de termes. Si vous dites plus grand que, c'est un exemple le plus bête qui soit, si vous dites plus grand que, il y a une infinité de termes possibles. Qu'est-ce qui ne peut pas être plus grand que? Que quoi? Ben, tout dépend que quoi. Donc plus grand que subsume une infinité de termes possibles. Évident. Donc, un ensemble infini, pas défini par un rapport. Quel rapport? Réponse de Spinoza, rapport de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur. Ce rapport est lui-même fini. Il a une infinité de termes. Dernier point. Un rapport définit un ensemble infini. Dès lors, les ensembles infinis peuvent entrer dans des rapports quantitatifs. Double, moitié, triple, etc. En quel sens? Si le rapport, tout rapport définit un ensemble infini, si un rapport est le double d'un autre rapport,
si je peux dire le rapport 2 fois plus grand que, 1 fois plus grand que, 2 fois plus grand que, et je peux puisque les rapports sont finis. Ils correspondent des ensembles infinis qui sont eux-mêmes doubles ou triples. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, ben c'est tout simple. Si vous comprenez un petit peu, ça va nous lancer dans quoi? Ça va nous lancer dans la proposition, à mon avis, la plus étrange pour nous de la philosophie du XVIIe siècle, à savoir l'infini actuel existe. L'infini actuel existe et je crois qu'on peut vraiment, oui, j'ai l'air de révéler comme un secret, mais ça me semble, oui, c'est une espèce de secret parce que il me semble que c'est la proposition de base, le sous-entendu de base de toute la philosophie au XVIIe siècle. Il y a de l'infini actuel. Qu'est-ce que ça veut dire cette proposition en apparence étrange? L'infini actuel. Il y a de l'infini en acte. Eh bien, ça s'oppose à deux choses. L'infini en acte, c'est ce qu'il faut à la fois distinguer du fini et de l'indéfini. L'indéfini, ça veut dire il y a de l'infini, mais seulement en puissance. On ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas de dernier terme. Il n'y a pas de dernier terme, c'est l'indéfini. Le finitisme, c'est quoi? Il y a un dernier terme. Il y a un dernier terme, et vous pouvez arriver à ce dernier terme, ne serait-ce que par la pensée. Or, ça, c'est deux thèses relativement intelligibles, en tout cas, on y est habitué. Les thèses finitistes et les thèses indéfinitistes. Pour nous, est aussi simple une proposition que l'autre. Il y a un dernier terme ou bien il n'y a pas de fin. Dans un cas, vous direz, il y a un dernier terme, c'est quoi? C'est la position d'une analyse finie, c'est l'analyse, le point de vue de l'analyse finie. Il n'y a pas de dernier terme, vous pouvez aller à l'indéfini. Vous pourrez toujours diviser le dernier terme auquel vous êtes arrivé. C'est donc la position d'un infini en puissance, uniquement en puissance. On peut toujours aller plus loin. Cette fois-ci, c'est la position d'une synthèse infinie. La synthèse infinie, ça veut dire le pouvoir de l'indéfini. Pousser toujours plus loin l'analyse. Or, le XVIIe siècle, bizarrement, ne se reconnaît ni dans un point ni dans l'autre. Je dirais que les thèses de la finitude, c'est quoi? Elles sont bien connues. De tout temps, ça a été ce qu'on a appelé les atomes. Vous pouvez aller jusqu'au dernier terme de l'analyse. C'est l'analyse finie. Le grand théoricien de l'atome dans l'Antiquité, c'est Épicure, et puis c'est Lucrèce. Or, le raisonnement de Lucrèce est très strict. Lucrèce dit l'atome dépasse la perception sensible, il ne peut être que pensé. Bon. Il ne peut être que pensé. Mais il marque comme, pas exactement lui-même, mais de même, il y a un raisonnement de Lucrèce très curieux, qui consiste à nous dire il y a un minimum sensible. Le minimum sensible, c'est ceci. Vous pouvez faire l'expérience facilement. Vous prenez un point lumineux, vous le fixez, et ce point lumineux est reculé jusqu'au point où il disparaît à votre vue. Peu importe que vous ayez la vue bonne ou pas bonne, il y aura toujours un point où, il y aura toujours un moment où le point lumineux disparaît, n'est plus vu. Très bien. Appelons ça le minimum sensible. C'est le minimum perceptible, le minimum sensible. Il a beau varier pour chacun,
Pour chacun, il y a un minimum sensible. Et bien de même, dit-il, vous pensez l'atome, puisque l'atome est à la pensée exactement ce que la chose sensible est au sens. Si vous pensez l'atome, ben, vous arriverez à un minimum d'atomes. Le minimum d'atomes, c'est le seuil au-delà duquel vous ne pensez plus rien. Tout comme il y a un seuil sensible au-delà duquel vous ne saisissez plus rien, il y a un minimum de pensée au-delà duquel vous ne pensez plus rien. Il y a donc un minimum pensable autant qu'un minimum sensible. À ce moment-là, l'analyse a fini. Et c'est ça que Lucrèce appelle, d'une expression très très bizarre, non pas l'atome simplement, mais le sommet de l'atome. Le sommet de l'atome, c'est ce minimum au-delà duquel il n'y a plus rien. C'est le principe d'une analyse finie. L'analyse indéfinie, on sait aussi ce que c'est. L'analyse indéfinie, c'est quoi? Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que sa formulation, elle est très simple. Si loin que vous alliez, vous pouvez toujours aller plus loin. C'est-à-dire, je dis c'est un point de vue de la synthèse, puisqu'on se réclame d'une synthèse par laquelle je peux toujours continuer ma division, continuer mon analyse. C'est la synthèse de l'indéfini. Bien. Je voudrais vous lire un texte après le XVIIe siècle. Un texte très curieux. Écoutez-le bien parce que vous allez voir, je crois que ce texte est très important. Je ne dis pas encore de qui, je souhaiterais que vous deviniez vous-même de qui. Dans le concept d'une ligne circulaire, c'est-à-dire dans le concept d'un cercle, on ne pense à rien de plus que ceci, à savoir que toutes les lignes droites tirées de ce cercle à un point unique appelé centre sont égales les unes aux autres. En d'autres termes, le texte nous dit, dans un cercle, tous les diamètres sont égaux. Tous les diamètres. Et le texte se propose de commenter ce que signifient tous les diamètres. Donc, dans un cercle, tous les diamètres sont égaux. D'accord. Le texte continue. En fait, lorsque je dis cela, tous les diamètres du cercle sont égaux. Il s'agit simplement ici d'une fonction logique de l'universalité du jugement. Ça se complique. Ceux qui savent un peu ont déjà reconnu l'autre. Il n'y a qu'un philosophe qui s'exprime comme ça. Il s'agit seulement, lorsque je dis tous les diamètres sont égaux, il s'agit seulement de la fonction logique de l'universalité du jugement. L'universalité du jugement, ça va du jugement tous les diamètres. Jugement universel, tous les diamètres du cercle. Il s'agit seulement de la fonction logique de l'universalité du jugement, dans laquelle fonction logique, le concept d'une ligne constitue le sujet. Et ne signifie rien de plus que chaque ligne, et non pas le tout des lignes, qui peuvent sur une surface être tirées à partir d'un point donné. Ça devient très très curieux, ça. Sentez que quelque chose se passe. C'est comme si, à propos d'un tout petit exemple, c'est une mutation de pensée radicale. Et à partir de là, le XVIIe siècle s'écroule, enfin si j'ose dire. Lorsque je dis tous les diamètres sont égaux, c'est simplement une fonction logique de l'universalité du jugement, dans laquelle le concept d'une ligne constitue le sujet du jugement, et ne signifie rien de plus que chaque ligne,
et pas du tout le tout des lignes. Car autrement, raisonnement continu, car autrement, chaque ligne serait avec le même droit une idée de l'entendement, c'est-à-dire un tout. Car autrement, chaque ligne serait avec le même droit une totalité, en tant que contenant comme partie toutes les lignes qui peuvent être pensées entre deux points simplement pensables entre elles, et dont la quantité va précisément à l'infini. C'est essentiel parce que ce texte est tiré d'une lettre. Et une lettre, hélas, pas traduite en français, c'est bizarre, parce que c'est une lettre très importante, c'est une lettre de Kant. Et c'est une lettre de Kant où Kant répudie d'avance, je dis les motifs, les circonstances de la lettre, répudie d'avance ses disciples qui tentent de faire une espèce de réconciliation entre sa propre philosophie et la philosophie du XVIIe siècle. Donc ça nous concerne étroitement. Et Kant dit cela, ceux qui tentent cette opération qui consiste à faire une espèce de synthèse entre ma philosophie critique et la philosophie de l'infini du XVIIe siècle, ceux-là se trompent complètement et gâchent tout. C'est important parce qu'il en a son premier disciple post-ancien, Kant, qui s'appelait Maimon. Mais ensuite, cette grande tentative de faire une synthèse entre la philosophie de Kant et la philosophie de l'infini du XVIIe siècle, ce sera l'affaire de Fichte, de Schelling, de Hegel. Et il y a l'espèce de malédiction de Kant sur une telle tentative. Et cette malédiction consiste à dire quoi au juste? Je reviens. Vous avez un cercle et vous dites tous les diamètres sont égaux. Et je dis, il y a une infinité de diamètres. Un homme du XVIIe siècle dirait ça. Il y a une infinité de diamètres. Et tous les diamètres, le mot tout, signifie l'ensemble infini. Tout commenté par un homme du XVIIe siècle, ce serait tous les diamètres égale l'ensemble infini des diamètres traçables dans le cercle. C'est un ensemble infini, infini actuel. Kant arrive et dit pas du tout, c'est un contresens. Tous les diamètres du cercle, c'est une proposition, là encore, vide de sens. Pourquoi? En vertu d'une raison très simple, les diamètres ne préexistent pas à l'acte par lequel je les trace. C'est-à-dire, les diamètres ne préexistent pas à la synthèse par laquelle je les produis. Et en effet, ils n'existent jamais simultanément, car la synthèse par laquelle je produis les diamètres est une synthèse successive. Comprenez ce qu'il veut dire? Ça devient très fort, c'est une synthèse du temps. Il veut dire le XVIIe siècle n'a jamais compris ce qu'était la synthèse du temps. Et pour une raison très simple, c'est qu'il ne s'occupait que des problèmes d'espace. Mais la découverte du temps, c'est précisément la fin du XVIIe siècle. En fait, tous les diamètres est une proposition vide de sens. Je ne peux pas dire tous les diamètres du cercle. Je peux dire chaque diamètre, chaque renvoyant simplement à une fonction quoi? Distributive du jugement. Une fonction distributive du jugement, à savoir chaque diamètre en tant que je le trace ici maintenant. Chaque diamètre en tant que je le trace ici maintenant. Et puis il faudra du temps pour passer au tracé de l'autre diamètre. C'est une synthèse du temps. C'est une synthèse, comme dit Kant, de la succession dans le temps. C'est une synthèse de la succession dans le temps qui va à l'indéfini. C'est-à-dire, elle n'a pas de terme, en vertu même de ce qu'est le temps. Je pourrais, si nombreux soient les diamètres que j'ai déjà tracés, je pourrais toujours en tracer un encore. Et puis un encore, et puis un encore. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est une synthèse de la production de chaque diamètre
que je ne peux pas confondre avec une analyse, c'était exactement une synthèse de la production de chaque diamètre dans la succession du temps, que je ne peux pas confondre avec une analyse de tous les diamètres supposés donnés simultanément dans le cercle. L'erreur du XVIIe siècle, ça a été de transformer une série indéfinie propre à la synthèse du temps en un ensemble infini coexistant dans l'étendue. Alors sur cet exemple, en effet, c'est fondamental. Voyez, le coup de force de Kant, ce sera de dire, mais non, il n'y a pas d'infini actuel. Ce que vous prenez pour l'infini actuel, c'est simplement, vous dites qu'il y a de l'infini actuel parce que vous n'avez pas vu en fait que l'indéfini renvoie à une synthèse de la succession dans le temps. Alors, comme vous vous êtes donné l'indéfini dans l'espace, vous l'avez déjà transformé en infini actuel. Mais en fait, l'indéfini est inséparable de la synthèse de la succession dans le temps, et à ce moment-là, il est indéfini. Il n'est absolument pas d'infini actuel. Mais la synthèse de la succession dans le temps, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à un acte du moi, à un acte du je pense. C'est en tant que je pense que je trace un diamètre du cercle, un autre diamètre du cercle, etc. En d'autres termes, c'est le je pense lui-même, et ça va être la révolution kantienne par rapport à Descartes. Qu'est-ce que c'est que le je pense? Ça n'est rien d'autre que l'acte de synthèse dans la série de la succession temporelle. En d'autres termes, le je pense, le cogito, est mis directement en relation avec le temps. Alors que pour Descartes, le cogito était immédiatement en relation avec l'étendue. Alors, voilà ma question. C'est presque, ça revient un peu au même que dire qu'aujourd'hui, les mathématiciens ne parlent plus d'infini. La manière dont les mathématiques ont expulsé l'infini, ça peut-être qu'on le verra la prochaine fois si on a le temps, mais ça s'est fait comment? Partout. Ça s'est fait de la manière la plus simple, et presque pour des raisons arithmétiques. À partir du moment où ils ont dit, mais une quantité infiniment petite, ça commence, si vous voulez, à partir du XVIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, il y a un refus absolu des interprétations dites infinitistes. Et toute la tentative, à partir du XVIIIe siècle, des mathématiciens, à commencer par d'Alembert, et puis Lagrange, et puis tous, pour arriver jusqu'au début du XXe siècle, où là, ils ont tout gagné, c'est quoi? C'est montrer que le calcul infinitésimal n'a aucun besoin de l'hypothèse des infiniment petits pour se fonder. Bien plus, il y a un mathématicien du 19e qui emploie une pensée, un terme qui rend très bien compte, il me semble, de la manière de penser des mathématiciens modernes. Il dit, mais l'interprétation infinie de l'analyse infinitésimale, c'est une hypothèse gothique. Ou bien ils appellent ça le stade pré-mathématique du calcul infinitésimal. Et il montre simplement qu'il n'y a pas du tout dans le calcul infinitésimal des quantités plus petites que toute quantité donnée. Il y a simplement des quantités qu'on laisse indéterminées. En d'autres termes, c'est toute la notion d'axiome qui vient remplacer la notion d'infiniment petit. Vous laissez une quantité indéterminée pour la rendre. C'est donc la notion d'indéterminé qui vient remplacer l'idée de l'infini. Vous laissez une quantité indéterminée pour la rendre au moment que vous voulez plus petite qu'une quantité donnée bien précise. Mais de l'infiniment petit, là-dedans, il n'y en a pas du tout.
Et le grand mathématicien qui va donner son statut définitif au calcul infinitésimal, c'est Weierstrass, à la fin du 19e et au début du 20e, et il aura réussi à en expulser tout ce qui ressemble à une notion quelconque d'infini. Donc, alors, je dirais, nous, on est formés comment? Ben, je dirais qu'on oscille entre un point de vue finitiste et un point de vue indéfinitiste. Si vous voulez, on oscille entre... Et ces deux points de vue, on les comprend très bien. Je veux dire, on est tantôt lucrétien et tantôt on est kantien. Je veux dire, on comprend relativement bien l'idée que les choses soient soumises à une analyse indéfinie. Et l'on comprend très bien que cette analyse indéfinie, qui ne rencontre pas de terme, forcément elle ne rencontre pas de terme puisqu'elle exprime une synthèse de la succession dans le temps. Donc, en sens, l'analyse indéfinie en tant que fondée sur une synthèse de la succession dans le temps, on comprend ça même si on n'a pas le temps. Donc, et on voit, on se reconnaît dans un tel monde. L'autre aspect, on le comprend aussi, je crois, l'aspect finitiste. Je veux dire l'aspect atomiste au sens large. À savoir, il y aurait un dernier terme. Et si ce n'est pas l'atome, ce sera une particule, ce sera un minimum d'atomes, ou bien une particule d'atome, n'importe quoi. Donc il y a un dernier terme. Ce qu'on ne comprend plus du tout, c'est ça, à moins que, si je voudrais que ça vous fasse le même effet, parce que sinon ça m'inquiète, ce qu'à première vue, on ne comprend plus, c'est l'espèce de penser, la manière dont, au XVIIe siècle, ils pensent l'infini actuel. À savoir, ils estiment légitime la transformation d'une série indéfinie en ensemble infini. Nous, on ne comprend plus du tout ça. Je prends un texte, et presque, ce dont je parle, c'est les lieux communs du XVIIe siècle. Je prends un texte célèbre de Leibniz, qui a un titre admirable, De l'origine radicale des choses. C'est un petit opuscule. Il commence par l'exposé, pour 1000 fois fait, c'est pas nouveau chez lui, il ne le présente pas comme nouveau, l'exposé de la preuve de l'existence de Dieu dite cosmologique. Et la preuve de l'existence de Dieu dite preuve cosmologique, elle est toute simple. Elle consiste à nous dire ceci. Elle consiste à nous dire, eh bien, vous voyez, une chose, elle a bien une cause. Bon. Cette cause, à son tour, elle est un effet. Elle a une cause à son tour. La cause de la cause, elle a une cause, etc. Etc. à l'infini. À l'infini. Il faut bien que vous arriviez à une cause première qui ne renvoie pas elle-même à une cause, mais qui soit cause de soi. C'est la preuve, vous voyez, à partir du monde, vous concluez à l'existence d'une cause du monde. Le monde, c'est la série des causes et des effets, c'est la série des effets et des causes. Il faut bien arriver à une cause qui soit comme la cause de toutes les causes et effets. Inutile de dire que cette preuve, elle n'a jamais convaincu personne. Mais enfin, on l'a toujours donnée, c'est la preuve cosmologique de l'existence de Dieu. Elle a été débattue, elle a été contredite de deux manières. Les finitistes vont nous dire, ben non, pourquoi vous n'arriveriez pas dans le monde même à des causes dernières? C'est-à-dire à des derniers termes. Et puis les indéfinitistes nous disent, ben non, vous remontrez des faits en cause, à l'infini, vous n'arriverez jamais à un premier terme de la série. L'indice infini a un ensemble infini qui réclame lui-même une cause.
C'est uniquement sous cette forme que la preuve cosmologique serait concluante. Si je peux, le monde est une série indéfinie de causes, d'effets et de causes. Si je peux légitimement conclure de la série indéfinie des effets et des causes à une collection, à un ensemble des causes et des effets, que j'appellerais le monde. Cet ensemble de causes et d'effets doit lui-même avoir une cause. Bon. Kant va critiquer la preuve cosmologique. Il va dire, mais enfin, c'est une pure erreur logique, cette preuve. C'est une pure erreur logique parce que jamais vous ne pouvez considérer une série indéfinie comme si c'était un ensemble, une série indéfinie successive, comme si c'était un ensemble infini de coexistence. Bon. Ma question, alors vous comprenez ma question, nous on est convaincus d'avance. Après je suppose, on dit mais ils ont raison, c'est évident que je ne peux pas. De quel droit est-ce qu'en effet, si une série est indépendante, vous voyez la valorisation du temps, comment est-ce que ça implique, cette découverte de l'indéfini. Si la série indéfinie des causes et des effets ne peut pas être assimilée à une collection infinie, c'est uniquement parce que la série indéfinie est inséparable de la constitution de la synthèse dans le temps. C'est parce que le temps n'est jamais donné, c'est parce qu'il n'y a pas une collection du temps, tandis qu'il y a des collections spatiales, c'est parce que le temps ne fait pas collection que l'indéfini est irréductible à l'infini. Si bien que ce n'est pas étonnant que ce point de vue de l'indéfini, qui nous paraît très simple, en fait, il implique une valorisation étonnante de la conscience du temps. Il implique que la philosophie ait fait cette mutation qui fait passer tout le cogito, c'est-à-dire le je pense, dans une espèce de je pense le temps au lieu de je pense l'espace. C'est vrai que la philosophie du XVIIe siècle, c'est un je pense l'espace. Et que c'est au nom de l'espace qu'il se donne le droit de considérer que le temps, finalement, est très secondaire et que dès lors, je peux constituer une série indéfinie dans le temps en une collection de simultanéité dans l'espace. En d'autres termes, il croit à un espace infini. Dès lors, il pense à la possibilité d'un infini actuel. Et, en quelque sorte, ils se battent sur deux fronts. Comprenez? Ils se battent contre le finitisme, d'où tous ces auteurs, que ce soit Descartes, que ce soit Malebranche, que ce soit Spinoza, que ce soit Leibniz, vont refuser tout le temps l'hypothèse des atomes. Ça va être leur ennemi. Ça, ils dénoncent, il n'y a pas un de ces auteurs qui s'en prennent. Surtout, ne croyez pas que ce dont je vous parle, ce soit des atomes. Leibniz, tout le temps, quand il parle de ces infiniment petits, il dit « les infiniment petits, rien à voir avec les atomes ». Vous voyez pourquoi? Un atome, c'est pas du tout un infiniment petit. Et d'autre part, c'est eux, si vous vous mettez à leur place, c'est pour eux que tout se renverserait si on se met à leur place. C'est-à-dire, je veux dire, c'est pour eux que l'argument de Kant serait complètement détecté. Quelqu'un dirait à un homme du XVIIe siècle, mais voyons, tu n'as pas le droit de convertir une succession dans le temps en une collection dans l'espace. Et là, cette formule elle-même, elle est vide. Parce qu'elle ne prend un sens, cette formule. Je n'ai pas le droit de convertir une succession dans le temps en une coexistence dans l'espace, en une simultanéité dans l'espace. Ça n'a de sens que si j'ai dégagé encore une fois une forme du temps qui ne fait pas ensemble.
une forme du temps immédiatement et irréductiblement sérielle. Une conscience sérielle du temps, telle que l'ensemble du temps soit une notion d'émission. Si j'ai dégagé dans une conscience du temps une réalité sérielle et irréductiblement sérielle du temps, à ce moment-là, en effet, je suis dans des conditions telles que je ne peux plus convertir des séries temporelles en agrégats ou en ensembles spatiaux. Bon, est-ce que c'est pas la même chose? Je veux dire, est-ce qu'on retrouve pas, comme ça nous permettra d'en finir pour aujourd'hui. Je disais, il y a deux branches des mathématiques. Les grandeurs supérieures au nombre, et au contraire, le nombre indépendant par rapport aux grandeurs. En gros, ce que j'appelais le thème grec et puis le thème indien. Et là, maintenant, je dirais, du côté de la tendance où le nombre est plus profond que la grandeur, et finalement pilote la grandeur, ben, à la limite, cette indépendance du nombre, elle ne peut se fonder que sur une conscience du temps. Car en effet, qu'est-ce que c'est que l'acte de la synthèse temporelle, ou bien plus l'acte de la synthèse du temps, par lequel je produis une série indéfinie? L'acte de la synthèse du temps par lequel je produis une série indéfinie, c'est le nombre. C'est le nombre avec la possibilité la plus simple, ça se complique ensuite, mais avec la possibilité toujours d'ajouter un nombre au nombre précédent. C'est le nombre qui exprime dès lors le je pense à l'état pur, à savoir l'acte de la synthèse par lequel je produis la série indéfinie dans le temps. Au contraire, l'autre racine, c'est la conscience sans doute la plus aiguë de l'espace. C'est la conscience la plus aiguë de l'espace qui me fait dire ou qui me fait vivre en tant comme l'être dans l'espace, celui qui est dans l'espace. À ce moment-là, et le temps n'est strictement qu'un auxiliaire, comme ils disent tous à ce moment-là, un auxiliaire pour la mesure de l'espace. Alors là, il y a eu une mutation dans la pensée. Lorsque la pensée s'est confrontée non plus à son rapport direct avec l'espace, mais avec son rapport direct avec le temps. Or, je veux dire que parfois, il y a des textes qui sont comme à cheval. Mais comprenez, en fait, c'est très bizarre, ces textes qui paraissent à cheval. Parce que c'est un peu suivant la teinte de notre âme moderne ou pas. Remarquez que tout change actuellement, parce que je me demande si, d'une certaine manière, on n'est pas revenu à une espèce de XVIIe siècle, mais par des détours. Je dirais que, presque, si j'essayais de situer, alors vraiment en faisant du grand vol d'oiseau. Le grand vol d'oiseau, c'est quoi? Ça a été en effet une période, le problème principal. Comment dire? Cessant, tout affaire urgente, cessant. Vraiment, l'affaire urgente, c'était quoi? C'était mon rapport avec le temps. Et c'est ça qui a défini la pensée moderne pendant très très longtemps. La découverte du temps, c'est-à-dire la découverte de l'indépendance du temps. Que j'étais un être temporel et pas simplement un être spatial. C'est certain, je ne crois pas que pour le XVIIe siècle, je sois fondamentalement un être temporel. Ça implique des choix, ça implique, je ne sais pas, toutes sortes de choses qui... mais quand je dis à partir du XVIIIe siècle, ce qui fait la rupture, ce qui fait la réaction contre la philosophie classique, c'est ça. C'est la découverte, je suis un être. Ah, j'en ai là. Ah, je suis étendu. Oh mon Dieu. Oh, merci. À qui elles sont? Ah.
Merci. Je suis, vous comprenez, c'est là qu'il y a des actes aussi importants que ce qui se passe en art, parce que c'est la même chose qui se passe en art. La littérature du XVIIe siècle, hein, même chez des auteurs dits mémorialistes, par exemple je pense à Saint-Simon, c'est évidemment pas les problèmes de temps qui les concernent. C'est le XVIIIe, XIXe siècle, là où l'homme il affronte le temps. Prenez un texte célèbre de Pascal, sur les deux infinis. Pascal explique que l'homme est coincé entre deux infinis. Il me paraît très typique ce texte, parce qu'il passe pour un texte extrêmement moderne. En un sens, comme le premier grand texte existentialiste de Pascal. Rien du tout. Il ne nous fait cet effet de texte très moderne. Il est génial, ce texte. Ça, je ne veux pas dire qu'il n'est pas génial. Mais il nous fait l'effet d'un texte moderne que parce qu'on descend complètement la lecture. On passe notre temps, et ce n'est pas un tort, souvent. On tire d'un texte les résonances qu'il a avec le nôtre. Mais en fait, Pascal, ce n'est pas un texte moderne. C'est un texte pur XVIIe siècle, génie en plus. En effet, c'est un texte qui nous dit l'homme est coincé spatial entre deux infinis, l'infiniment grand que vous pouvez vous représenter vaguement par le ciel et l'infiniment petit que vous pouvez vous représenter vaguement dès que vous regardez un microscope. Il nous dit ce sont deux infinis actuels. C'est un texte signé 17e à l'état pur. Je dirais, quel est le texte représentatif du 17e? Le texte de Pascal sur les deux infinis. Et, comme on dit, il y a bien un tragique du texte, mais c'est du mode comment s'orienter là-dedans. C'est-à-dire c'est un problème d'espace. Quel va être l'espace de l'homme entre ces deux infinis spatiaux? Et il y a tout ce que vous voulez, le désespoir, la foi qui s'introduit là-dedans, mais pas du tout moderne. Un texte moderne, ce serait quoi? Ce serait un texte temporel. Ce serait comment s'orienter dans le temps. Comment s'orienter dans le temps, et c'est là-dessus que tout le romantisme s'est fondé. Et si Kant a quelque chose à voir dans la fondation du romantisme allemand, par exemple, c'est parce que Kant a été le premier en philosophie à faire cette espèce de changement d'aiguillage très très fort, à savoir nous faire passer du pôle espace au pôle temps, au niveau de la pensée, puisqu'il s'agissait de philosophie. Au niveau de la pensée, le je pense n'est plus mis en rapport avec l'espace, il est mis en rapport avec le temps. Bon. Or, à ce moment-là, vous pouvez trouver désespoir, espoir de l'homme, toutes les tonalités existentielles que vous voulez. Ce n'est pas les mêmes suivant si c'est des tonalités spatiales ou des tonalités temporelles. Je crois que si un classique et un romantique se comprennent pas, ou ne peuvent pas se comprendre, c'est évidemment parce que les problèmes subissent une mutation absolue quand vous faites ce changement d'aiguille, quand vous mettez sur le pôle temps et pas sur le pôle espace. Et je dis la littérature, c'est pareil, en littérature, en musique, tout ça, ça a été la découverte du temps. Le romantisme, à chaque fois, ça a été la découverte du temps comme force de l'art, ou comme force de la pensée, dans le cas de Kant, comme force de la pensée. Dans la musique, que ce soit déjà, je sais pas, le grand premier moment, ce serait Beethoven, mais ensuite tout le romantisme, ça a été cette espèce de problème. Comment rendre le temps sonore? Le temps, il n'est pas sonore. Comment rendre le temps sonore? Vous ne pouvez pas comprendre les questions de symphonie, vous ne pouvez même pas comprendre la question de la mélodie, telle que le romantisme la réinterprétera, parce que la mélodie, dans le temps, c'était pas du tout ce problème du temps. La mélodie, dans ce qu'on appelle un lead, par exemple, là, c'est le problème temporel à l'état pur. Et le problème spatial y est étroitement subordonné. À savoir, c'est le temps du voyage. Je pars de ma terre natale, etc. Mais ce n'est pas du tout pensé en termes d'espace, c'est pensé en termes de temps. Et la ligne mélodique, c'est la ligne du temps. Bon, mais... et la littérature, ce sera ça. Le roman, vous comprenez, l'acte du roman, à partir du XVIIIe siècle, c'est que le roman s'aperçoit qu'il est temporel. Et que faire un roman, c'est
précisément. Non pas raconter quelque chose sur le temps, mais tout situer, et que c'est l'art qui situe les choses en fonction du temps. Et qu'il n'y a pas d'autre roman que celui du temps. Un très bon critique de littérature du XXe siècle, on ne lit plus hélas, mais je vous conseille vivement d'en lire si vous en trouvez les livres d'occasion chez les bouquinistes, qui s'appelle Albert Thibaudet, le disait très bien, c'était un disciple de Bergson. Et c'est très très merveilleux, c'est un très grand critique. Il dit, ben oui, un roman, comment il faudrait définir un roman, c'est pas difficile. Il y a un roman à partir du moment où ça dure. Dès qu'il y a de la durée, ça dure. Une tragédie, ça dure pas. Il disait une chose très simple, une tragédie, c'est... mais il le disait mieux que personne. Il le disait, une tragédie, c'est toujours des sommets, des moments critiques, soit dans le fond, soit au-dessus, etc. Mais l'art de la durée, de quelque chose qui dure et à la limite qui se défait, une durée qui se défait, c'est ça un roman. C'est un roman. Dès que vous écrivez une durée qui se défait, enfin, l'auteur qui le plus a fait un manifeste du temps lié à son œuvre, c'est Proust. Bon, toute cette époque. Quand je dis, il faudrait voir si on n'a pas des refiançailles avec le XVIIe siècle. J'ai un bon exemple. Ouais. Il y a un exemple dans les préludes de Debussy, où il écrit tout à fait en début le rythme a la valeur sonore d'un paysage triste et enneigé. Et là, c'est vraiment... Enfin, c'est de l'éthos, quoi. C'est un lieu qui le... Ouais. Le retour à l'espace, mais alors évidemment qu'il ne sera pas un retour au XVIIe siècle, là. Mais si vous voulez, dans tous les domaines, la redécouverte, je crois, par exemple, là, je dis ça pour relier les choses avec ce qu'on fera plus tard sur la peinture, la naissance d'un nouveau dans l'art de la fin du 19e et à partir du début du 20e, le retour à une espèce de colorisme, à des formules de colorisme extrêmement, alors tout à fait nouvelles, mais qui précisément rompent avec ce qui avait été cherché assez longtemps concernant une peinture de lumière. Il me semble que c'est par la couleur que dans la peinture, l'espace est revenu à la peinture. Dans la peinture de lumière, il y a toujours un drôle de phénomène qui est comme s'il captait picturalement le temps. Donc c'est pas plus difficile que le capter musicalement. Et le temps, il n'est pas sonore par lui-même, il n'est pas visible non plus. D'une certaine manière, la peinture de lumière, elle nous donne comme un équivalent pictural du temps. Mais la peinture de couleur, c'est tout à fait autre chose, ce qu'on appelle le colorisme. Ce qu'on appelle le colorisme, c'est-à-dire lorsque les volumes ne sont plus faits en clair-obscur, mais sont faits par la couleur, c'est-à-dire par les purs rapports de tonalité entre couleurs. Là, il y a une espèce de reconquête d'un espace pictural direct. Or, je crois aussi que tous les mouvements dits informels et même abstraits, c'est une reconquête, précisément d'un espace pictural pur. Bon, supposons, mais pensez à, par exemple, l'importance pour nous, je dirais, qui sait les clés, un type comme Blanchot. Je crois qu'une des importances de Blanchot, ça a été de refaire une espèce de conversion à l'espace. Blanchot, c'est très frappant, qui pense très peu en termes de temps. Son problème, c'est vraiment un problème de la pensée par rapport à l'espace. Pensez à son livre « L'espace littéraire ». L'espace littéraire, c'est comme un manifeste qui s'oppose au temps littéraire. Et je dis, en musique, en peinture, tout ça, il me semble qu'il y a un retour précisément aux espèces de... Tout comme en mathématiques, c'est reconstituer une théorie dite des ensembles. Et qu'au niveau de la théorie des ensembles, ils ont rebuté, et c'est ça qui me paraît très très frappant, eux qui avaient réussi à expulser l'infini de partout dans les mathématiques. C'est au niveau de la théorie, dite théorie des ensembles, qu'ils ont retrouvé une aporie, une difficulté relative à l'infini. L'infini s'est réintroduit dans les mathématiques par le biais, en un sens très spécial, par le biais de la théorie des ensembles. C'est très très curieux. Et il y a eu aussi dans toutes les disciplines une espèce de retour
aux ensembles de coexistence, aux ensembles de simultanéité. Alors je veux dire, ce serait peut-être pour nous des conditions bonnes pour précisément nous sentir plus familiers avec cette pensée du XVIIe siècle. C'est des gens qui pensent très spontanément en termes d'infini actuel. Quand on leur présente une chose finie, eh ben, ils pensent tout droit qu'une chose finie est coincée entre deux infinis actuels. L'infini actuel de l'infiniment grand et l'infini actuel de l'infiniment petit. Et qu'une chose n'est qu'un pont entre ces deux infinis. Si vous voulez, un micro-infini et un macro-infini. Et que le fini, c'est que précisément la communication comme de ces deux infinis. Bon, et ils pensent très spontanément, je veux dire très naturellement. Si bien que des objections comme celle de Kant, comprenez bien ce que je veux dire, ça ne peut pas leur venir à l'esprit dans la mesure où l'objection de Kant ne prend un sens véritablement que si toutes ces coordonnées du monde du XVIIe siècle se sont déjà écroulées. Tout ça pour vous faire sentir qu'une objection, on ne peut pas... vous comprenez, une objection, en un sens, elle vient toujours du dehors. Parce que les gens, ils ne sont pas idiots, sinon les objections, ils se laisseraient déjà faites à eux-mêmes. Elle vient toujours d'un point de vue irréductible au système de coordonnées dans lequel vous êtes. Alors, en effet, c'est d'un point de vue extérieur, à savoir le point de vue du temps, que Kant peut dire « Ah non, votre infini actuel, rien du tout ». Mais je ne peux pas dire que le progrès donne raison à Kant, ça n'aurait strictement aucune idée. Encore une fois, l'idée des collections infinies nous revient, pas à la manière du XVIIe siècle, mais par d'immenses détours, voilà que l'idée d'ensembles infinis, et d'ensembles infinis doués de puissances variables, de telle ou telle puissance nous vient. Donc s'il fallait définir les philosophes du XVIIe siècle, je dirais une chose très simple, c'est des gens, c'est des hommes qui pensent naturellement, comme spontanément, naturellement, au sens philosophique, en termes d'infini actuel. C'est-à-dire ni finitude, ni indéfini. Bon, il y en a assez. Voilà. Donc la prochaine fois, quand même, faudra... On verra ce qu'il en sort pour la théorie de l'individu chez Spinoza.